Per piacere, Pia di piazza. E maribia i nostri travagli. Allora, da consento in cui il Presidente di l'esecutivo ci sarà una presentazione di un progetto di legge che porta a creazione di un stabilimento pubblico di commercio e dell'industria di collettività. Dunque, non tasto cartolare e ma buda l'urgenza, se voi siete d'accordo e vi spiegheremo perché. Tagliate la musica, vi ringrazio, stallatevi e appena di silenzio. Allora, qual è chi è d'accordo con l'urgenza? Tutti, tutto il mondo? Vabbè. Signor Presidente, avete la parola. Vi ringrazio, signora Presidente, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les élus. Donc, présentation de ce rapport qui est en quelque sorte un rapport intermédiaire. Je vous rappelle que nous sommes en l'état d'une délibération qui a été votée à l'unanimité le 28 mars dernier par votre Assemblée et par laquelle nous avons réaffirmé notre volonté de procéder conformément à l'article 46 de la loi Pacte au rattachement de la collectivité de Corse de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse à la collectivité de Corse dans le cadre d'un établissement public ayant vocation pour nous à être un établissement public industriel et commercial, donc un rattachement pour constituer l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse. En l'état de cette délibération, le ministre Rebsamen, comme il s'y était engagé, a saisi avec une particulière célérité le Conseil d'État qui a rendu son avis en date du 8 avril 2025. Dès après cet avis du Conseil d'État, qui est un avis consultatif, le ministre a sollicité et obtenu l'examen du projet de loi au Conseil des ministres du 28 avril 2025 et obtenu également que l'examen du projet de loi soit inscrit à la première session utile du Sénat, c'est-à-dire le 2 juin prochain. Donc, je tiens bien sûr à souligner et à saluer publiquement l'engagement du ministre François Rebsamen et de son cabinet et de ses équipes dans la gestion de ce dossier, dans lequel nous avons travaillé adossé à une délibération votée à l'unanimité par l'Assemblée de Corse, mais également à une délibération votée à l'unanimité par la Chambre de commerce et d'industrie de Corse, et enfin à un projet de loi et à une délibération soutenue à l'unanimité par l'ensemble des organisations syndicales représentées au sein de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc un projet qui fait l'objet d'un consensus politique, économique, social et sociétal fort. Notre délibération du 28 mars dernier emportait également proposition d'un certain nombre d'amendements et bien sûr cette délibération reste applicable. Nous demandons, dans le cas du présent rapport, un mandat qui nous permette dans le cas des discussions avec le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement, des discussions qui continuent, auxquelles sont bien sûr associés et les syndicats et la CCI. Il peut y avoir des évolutions dans la mesure où certaines demandes sont considérées comme relevant, par exemple, du domaine réglementaire, soit le décret du gouvernement, soit éventuellement une délibération de l'Assemblée de Corse. L'élément nouveau, ce qui a permis également de présenter le rapport et de solliciter la présentation au visa de l'urgence, c'est que nous avons été entendus, le président de la CCI et moi-même, le vendredi 9 mai 2025, par Madame Richard, Olivia Richard, sénatrice, qui est rapporteure du projet de loi devant le Sénat. Donc là aussi, je tiens, donc Madame Richard, qui est membre du groupe Union centriste,
Là aussi, je tiens à souligner publiquement la qualité de l'accueil et de l'écoute qui nous ont été réservés par Madame Richard. Donc le 9 mai, comme cela est mon rôle, j'ai présenté et demandé la prise en compte de la délibération votée à l'unanimité par l'Assemblée de Corse, y compris dans ses propositions d'amendement. Madame Richard a pris bonne note. Elle a également posé des questions nombreuses et précises à l'oral et de façon écrite, puisqu'il y a un questionnaire comportant 23 questions qui a été transmis au Conseil exécutif et un questionnaire similaire, mais relevant plutôt de l'approche et des compétences de la CCI, a été transmis également à la Chambre de commerce et d'industrie. Et je précise aussi à toutes fins utiles que le président de la CCI et moi-même n'avons pas été les seules personnes auditionnées. Les syndicats de la CCI ont été auditionnés, mais également, à titre d'exemple, plusieurs sénateurs, notamment le sénateur Panuzzi, bien sûr, le sénateur Parigi, mais également le préfet de Corse ou le président de la Chambre régionale des comptes. Donc, l'élément nouveau, c'est que avant-hier, la rapporteure a présenté son rapport, qui saisit donc le Sénat, et que Madame Richard a intégré dans ce rapport un certain nombre d'éléments qui nous semblent importants, et notamment, elle a repris à son compte des demandes qui avaient été portées par l'Assemblée de Corse. Donc ça ne préjuge pas, bien sûr, ni dans un sens ni dans un autre, du vote à intervenir, mais quand même, je tiens à souligner que le rapport a été voté par la Commission à la quasi-unanimité. Je crois qu'il y a 49 membres dans la Commission du Sénat. Il y a eu une voix contre, une abstention, et l'ensemble des autres sénatrices et sénateurs membres de la Commission ont voté en faveur du rapport. Donc je dirais que j'aimerais que dans tous les projets de loi ou projets d'écriture qui vont être examinés et qui concernent la Corse dans les semaines à venir, j'aimerais bien qu'on réussisse le même score. Bon, peut-être pas gagné au moment où je parle, mais pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Les éléments importants qui ont été intégrés, c'est qu'il y avait une curiosité, dans le projet de loi tel que modifié après l'avis du CE, c'est qu'on conservait un CST qui est plutôt l'instance du personnel dans une personne de droit public, et les syndicats notamment étaient très attachés à avoir un CSE, donc une reprise à l'identique de la représentation syndicale. Ça a été pris en compte par Madame Richard. De la même façon, il est prévu dans le projet de loi tel que modifié par les amendements de la rapporteure que, comme nous l'avions demandé, les représentants du personnel assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Il y a un certain nombre de points qui demandent, je vous l'ai dit, à être complétés ou précisés. Ça dépendra aussi, c'est pour ça que moi je considère bien sûr que la délibération que nous avons votée à l'unanimité reste applicable, premièrement. Deuxièmement, eu égard aux discussions en cours, je vous demande un mandat assez large pour, dans le cadre de la navette qu'il va y avoir, discuter avec le gouvernement et, dans un premier temps, avec les sénateurs pour éventuellement faire des modifications complémentaires. Deux exemples. Nous, on continue de penser que les trois critères constitutifs d'un établissement public industriel et commercial sont à l'évidence remplis. Le Conseil d'État a dit que la loi n'avait pas vocation à intervenir là-dedans. Moi, je pense que la loi peut le faire, mais je veux dire, on ne va pas se battre sur les barricades de ce côté-là. Par contre, il y a une question qui reste importante, c'est la question de la représentation des agences et offices au sein du conseil d'administration. Donc, de ce côté-là, le gouvernement m'a indiqué, la rapporteure aussi, qu'elle était tout à fait ouverte. Donc ça, c'était déjà dans la délibération que nous avons votée à l'unanimité. Donc sur ces points, je vous demande bien sûr de donner mandat pour que nous puissions discuter, étant précisé que le gouvernement a choisi une procédure ramassée. Il y aura un vote au Sénat et ensuite un vote à l'Assemblée nationale avec éventuellement une commission mixte paritaire, mais un délai qui ne devrait pas être supérieur à quelques semaines pour nous garantir que la loi et les décrets d'application seront prêts à entrer en vigueur
d'ici au 31 décembre 2025, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année et surtout la fin des concessions en cours pour qu'il n'y ait bien sûr aucune rupture, notamment dans la gestion des ports et aéroports. Et je termine en disant que les points essentiels au plan de la vision politique et organisationnelle ont d'ores et déjà été validés par le projet de loi à travers la validation du principe de la gestion publique des ports et aéroports de Corse. Ça, c'est très important, à travers la quasi-régie, le rattachement de l'établissement public à l'activité de Corse, une gouvernance ouverte et représentative, avec d'un côté une majorité décisionnelle pour la collectivité de Corse, et de l'autre, l'intégration d'élus consulaires représentant les acteurs économiques au sein de la gouvernance, une attention particulière portée à la dimension sociale et au personnel, et enfin un calendrier qui, même s'il est très resserré, reste, grâce notamment au fait que le gouvernement ait tenu ses promesses dans ce dossier, reste respecté, sécurisé, autant que cela peut l'être dans le contexte politique globale qu'on connaît, et également une discussion parlementaire qui s'annonce sous les meilleurs auspices avec ce vote à la quasi-unanimité de la Commission dans laquelle tous les groupes présents au Sénat sont représentés. Et donc, nous serons présents le 2 juin et bien sûr le Conseil exécutif tiendra strictement informé l'Assemblée de Corse de l'évolution des débats et éventuellement de la forme que pourraient prendre nos propositions d'ajustement sur des points qui mériteraient d'être complétés. Ringraziabi ojo Presidente. Dunque, ci aura un rapporto di Azedenat, avis favorable, avviso favorevole, e uno di commissione di competenze legislative e reglamentarie, normalmente. No, c'è mica stata. D'accordo. Allora, chi voleva la parola? Oui, Christelle Combette. Oui, Madame la Présidente, merci. Monsieur le Président, vous l'avez dit, beaucoup a été dit justement pendant les débats du 28 mars dernier, lorsque nous avons adopté à l'unanimité le principe du transfert donc, de la Chambre de commerce à la collectivité de Corse. Il serait donc vain de vouloir redire encore ici les positions des uns et des autres. Vous avez affirmé dans le journal de la CCI, et je vous cite, que vous distinguez ce dossier comme parmi les plus importants de la mandature. Alors certes, il convient d'affirmer une nouvelle fois que ce transfert est pour la Corse une opportunité réelle de maîtriser les éléments indissociables de sa spécificité insulaire en renforçant la maîtrise des infrastructures essentielles de transport. Mais en prenant connaissance à la fois du rapport du Conseil exécutif de Corse, de l'avis du Conseil d'État et de l'étude d'impact qui a été fournie, au moins 3 remarques méritent d'être abordées. Alors nous avons pris l'habitude de délibérer souvent trop rapidement sur des sujets importants pour notre île, et ensuite découvrir des conséquences que nous ne soupçonnions pas. Donc l'intégration de la Chambre de commerce et c'est plus de 1100 agents qui vont s'ajouter aux plus de 4000 de la collectivité hors agences et offices, bien sûr, mérite quand même que nous nous posions quelques questions. Alors, 3 points que je souhaiterais aborder. Le premier, c'est sur le statut. Aujourd'hui, tous les établissements publics de la collectivité de Corse sont des EPIC, même si la Chambre régionale des comptes conteste ce statut pour certains d'entre eux. Le législateur entend créer dans les faits une nouvelle catégorie d'établissements publics, dénommés établissements publics du commerce et de l'industrie de Corse, renvoyant au pouvoir réglementaire sa qualification. Le Conseil d'État semble aller dans ce sens en précisant que la loi n'a pas à qualifier cet établissement public d'EPIC ou de PA. Pourtant, je vous rappelle que la loi de 91
portant création de la collectivité territoriale de Corse a bien qualifié d'EPIC certains établissements de la CDC. L'article 64 de cette loi a bien qualifié d'EPIC l'ODARC, par exemple, et l'article 74 en a fait de même pour l'OTC. Preuve que le législateur peut le faire, mais on va laisser bien sûr ce débat aux juristes. Donc, nous estimons que la qualification d'EPIC aurait l'avantage de ne pas créer une différenciation de statut entre tous les établissements publics de la CDC. Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est le point sur la gouvernance. Le futur établissement public du commerce et de l'industrie sera présidé par un conseiller exécutif de Corse et le conseil d'administration sera composé majoritairement d'élus de notre Assemblée. On peut évidemment admettre ceci, mais comme je m'en étais déjà interrogée lors de la précédente session, la spécificité des chambres de commerce est qu'elles sont une émanation des chefs d'entreprise et aussi ce qui en fait des institutions au plus près du tissu économique. Il conviendra donc de veiller à ce que cette spécificité ne se perde pas et que le futur établissement public ne devienne pas une structure de gestion de plus décorrélée de l'écosystème économique de la Corse. Nous émettons donc de vraies réserves sur la fonctionnalisation d'une structure à vocation privée avec une majorité des membres du CA de l'Assemblée de Corse. Le troisième et dernier point que nous souhaitons aborder, c'est sur l'articulation des autres offices et agences. Alors la loi semble créer ce nouvel établissement public sans pour autant préciser que cette création s'effectue sans préjudice des compétences qui sont déjà dévolues à l'ADEC, à l'ATC et à l'OTC. Je crois que nous devons, dans le respect des statuts et des droits acquis des personnels, nous interroger collectivement sur la juxtaposition de ces 4 établissements publics. Notre collectivité souffre déjà, et de nombreux acteurs économiques le disent, d'une lourdeur certaine et d'un manque de lisibilité de son action. Comment articuler le futur établissement public donc du commerce et de l'industrie avec une ADEC, d'une part, dont les statuts précisent bien que son champ d'application est le commerce, l'artisanat et l'industrie, avec l'ATC, d'autre part, quand on sait que la chambre de commerce actuelle joue un rôle dans le domaine aussi touristique, et bien évidemment avec l'OTC quand on constate que la chambre sera la clé de voûte de la gestion des infrastructures de transport, et c'est bien là le sujet principal de ce rapport. Alors le gouvernement vient d'engager une réflexion visant à rationaliser ces opérateurs sans porter atteinte aux droits des agents, mais en prévoyant des réaffectations d'agents, des fusions de structures. Je crois que nous pourrions sereinement engager une telle réflexion, nous aussi, à notre échelle. Rien ne serait pire que de poursuivre une inflation de compétences et de personnel sans nous poser collectivement la question de l'efficacité de l'action de notre collectivité. Monsieur le Président, profitons d'avoir un ministre corse de la fonction publique et de la simplification à la personne de Laurent Marcangeli pour le saisir peut-être de cette question de simplification. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère. Qui d'autre souhaite intervenir? Jean-Christophe Angelini. Non, merci. C'est un dossier qu'on a déjà examiné sous à peu près toutes les coutures. Avec notre groupe, on en a pris connaissance relativement tard, même si tout ce qui est exposé correspond d'une part à la mémoire générale que l'on connaît bien, d'autre part à ce qui avait été annoncé par le Conseil exécutif. 3 idées en rappel et dans le sillage de Christelle, et je pense du Président que je n'ai pas pu entendre, mais qu'on a eu l'occasion d'entendre par ailleurs sur le même dossier. Il y a la question des personnels que je place à dessein au début de mon propos. On a une discussion à cet égard. Paul Félix et d'autres avaient contribué à l'introduire.
effectivement, on tient, mais ça a été réaffirmé, à ce que la garantie soit pleinement apportée et que les statuts, avec, je dirais, l'histoire qui est attachée, soient maintenus dans l'esprit, même si on aura nécessairement un certain nombre d'ajustements à poser. Deuxièmement, les missions. Aujourd'hui, on va vers un établissement public qui va nous être rattaché. C'était dit à l'instant, notamment par Christelle. On avait pour notre part attiré l'attention des élus sur ce sujet-là. On était déjà dans ce niveau d'exigence ou d'interrogation auparavant. On l'est à plus forte raison aujourd'hui. ADEC, Agence du tourisme, Office des transports, tous les satellites, au capital ou à la gouvernance desquels on est souvent majoritaire. Je pense à Aircourse, je pense à la CADEC, etc. On a par ailleurs une recomposition du monde consulaire avec d'une part des phénomènes de fusion. Là où on était en départemental, on passe en régional ou en territorial, et d'autre part des mouvements de rattachement vers la collectivité dont on dit, et on peut ne pas être d'accord, mais c'est le débat démocratique, qu'elle est déjà une collectivité très lourde. Bon. Donc, on est aujourd'hui, et je le redis, c'était le cas avant, ça a la plus forte raison aujourd'hui, dans la nécessité de repenser les choses. Sinon, on va aboutir au moment où il faut fluidifier tous les process liés au développement économique pour les rendre plus rapides, plus agiles, en un mot, plus efficaces. À l'inverse, avec une espèce de stratification permanente et, je dirais, une forme de lourdeur dans l'exécution des politiques publiques. Donc là, il faut vraiment qu'on s'attache à repenser les choses et qu'au moment où on entérine cette évolution, on ait une vision qui va en gros consister à dire, au-delà de la stratégie et de l'actualisation du SRDE2I, quels sont les moyens et outils de la collectivité dès lors que les offices et agences doivent être repensés et que la Chambre nous est dûment rattachée dans les termes qui vous sont proposés et que vous nous proposez d'adopter en ce moment. Bon, ça c'est le deuxième sujet. Troisième sujet, les personnels, les missions, la stratégie globale, la question centrale des infrastructures. On a cette particularité sur la gestion des ports et aéroports. Je vous redis, puisque je n'en trouve pas trace dans le rapport, alors à ce stade, c'est peut-être pas utile, mais que nous souhaiterions que les EPCI, que les territoires de manière générale, soient mieux intégrés à l'approche que vous demandez de mettre en œuvre. On en a un peu parlé hier avec la présidente Servas, Marie-Hélène. La polémique ou le débat du moment relatif à l'augmentation des tarifs, notamment sur l'aéroport de Figari, n'a pas pu vous échapper. Des courriers partent en tous sens. On pourrait éviter ces discussions dès lors que les établissements publics de coopération intercommunale, ici et plus loin les communautés d'agglo, chez nous la communauté de communes, seraient impliqués dans les conseils de gouvernance, dans les conseils d'exploitation, dans les comités stratégiques, etc. Parce qu'on a des sujets de pensée, d'élaboration de la desserte, des sujets d'appel à un certain nombre de compagnies, de services publics ou non. Aujourd'hui, il me revient, Président, une attente forte du côté de Volutea, et je voulais la relayer auprès de vous,
avec notamment sur la question de l'achat de flux, j'imagine, une demande, je dirais, de contact ou de précision à l'endroit de notre collectivité. Donc je vous la relais telle qu'elle m'est revenue. Donc, pour toutes ces raisons, c'est moins une demande partisane qu'un appel à une forme de bon sens, être informé et mieux associé à la mise en œuvre de cette politique qui reste du domaine de la collectivité, dont nous ne demandons pas qu'elle soit, je dirais, l'apanage en tout ou partie des conseils communautaires, mais dont nous souhaiterions que ces mêmes territoires, au travers de leurs EPCI, y soient, je dirais, plus clairement inscrits et plus impliqués. Donc voilà, en quelques mots, sans être trop long, ce que je voulais rappeler au nom de notre groupe. Et bien sûr, je ne sais pas s'il s'agit d'une prise d'acte ou d'un vote, mais si le vote il devait y avoir, nous voterions favorablement. OK. Merci. Merci. Josepha Giacometti. Merci Madame la Présidente. En quelques mots, puisque vous l'avez rappelé, sur le principe et sur le fond du dossier, nous n'allons pas revenir puisque nous avons arrêté ensemble les principes fondateurs et que ces propositions d'amendement vont dans ce sens, mais simplement, à mon tour, quelques petits points de remarque sur ce qui doit rester, à mon sens, et dans la continuité de nos débats précédents sur le sujet, les points fondamentaux et les points d'attention. La question, bien sûr, d'un établissement public, mais vous l'avez rappelé, ce cadre-là est partagé et me semble être le bon. La deuxième question, c'est la question de la représentativité à l'interne, certes des offices et agences, mais également des acteurs qui font aussi la vitalité aujourd'hui de cet outil. Ça rejoint le troisième point, qui est celui en effet de l'efficacité des politiques publiques. Parce que si effectivement l'intégration des chambres de commerce est une opportunité, pour qu'elle reste une opportunité, il faut que nous sachions en faire des véritables forces de frappe et d'une mise en cohérence stratégique de nos politiques dans ces domaines. Et que ça n'est pas à l'inverse, n'impose pas une force d'inertie qui parfois nous habite. Donc ces équilibres-là doivent être mis en œuvre pour que cela puisse devenir vraiment efficace et efficient au service de l'intérêt général, bien évidemment, et de l'ensemble du monde économique. Ensuite, la question du statut des personnels, évidemment, puisqu'elle a été, nous l'avons évoquée. Nous avons déjà, à différentes reprises et ensemble, sur ce sujet, attiré l'attention sur les garanties qui doivent être apportées, même s'il faudra bien évidemment trouver des ajustements. Et bien entendu, mais ça semble en prendre le chemin, le respect des calendriers, c'est rare. Peut-être que nous pouvons espérer que celui-ci sera respecté pour que nous ne nous trouvions pas dans des situations difficiles, pour aller enfin, dès début 2026, vers la maîtrise des infrastructures portuaires et aéroportuaires, et avec le déploiement d'une action plus efficiente, notamment dans le domaine des transports, puisque ça ne recoupe pas que celui-ci. Merci, Madame la conseillère. Pierre Giunga. Madame Presidente, per ringrazio due parole semplicemente per dire come ringrazio, mi rallegro di aggregazione di ste PIC, ma voleria sapere so che non è per la Camera dei Mestieri e dell'Artigianato. I mestieri di l'artigianato, c'est ça. Monsieur Pozzo di Borgo, président de la Commission des Finances. Oui. Merci, Madame la Présidente. Donc, de manière assez rapide, puisque je pense que sur ce sujet, tout a déjà été dit. Effectivement, c'est un rapport qui évolue dans le temps, et le temps court, puisque les échéances se rapprochent.
une pensée partagée, une opinion partagée, c'est évidemment la prise en compte des craintes des personnels. On l'a dit, 1100 personnes à intégrer. Bien au-delà de cela, eh bien, je pense qu'il n'y a pas de polémique à faire ou à ouvrir sur ce sujet-là. Notre principal, je dirais, souci est aujourd'hui de réussir cette intégration. Parce que derrière ça, et ça a été dit par tous les groupes, nous avons le souci de ces personnes qui vont connaître malgré tout un changement majeur et nous devons les rassurer. Comment les rassurer? Eh bien, sans ouvrir une quelconque polémique, puisque je vous le disais, c'est que les positions que nous prenons ici, les uns les autres, elles doivent trouver aussi un écho à Paris. Et lorsque je dis trouver un écho à Paris, c'est par nos différents représentants, qu'ils soient sénateurs ou députés. Ce qui se dit ici au niveau des groupes, eh bien, doit trouver un juste écho à Paris. Alors, je le dis à dessein, nous devons avancer groupés sur ce sujet-là. Je ne pense pas qu'il y ait de la place pour une quelconque manœuvre politique. Et les CCI, aujourd'hui, sont des acteurs majeurs du territoire. Et en ce sens, bien entendu, je reprendrai et les propos de Christelle, de Jean-Christophe, de Josépha. C'est un dossier qui avance bon train et on peut être quand même rassuré sur l'issue. Au-delà des personnels, parce qu'intégrer les personnels, c'est un fait, mais derrière, il y a aussi du fonctionnement à mettre en œuvre. Nous devons, bien entendu, et c'est le souci majeur pour nous aussi, c'est respecter les compétences et le rôle des consulaires. Les consulaires sont des sachants. On ne peut pas aujourd'hui fonctionnariser la chose et se retrouver dans un espèce de phénomène d'inertie, ça a été dit, qui viendrait pénaliser la Corse dans son ensemble. Autre point important, bien au-delà des politiques qui seront menées, le point d'orgue qui a rassemblé, je crois, les uns et les autres, eh bien, c'est la gestion publique de nos infrastructures portuaires et aéroportuaires. Éviter que des grands groupes français ou étrangers viennent et ne s'emparent de ces outils-là. Donc nous avons à cœur, et c'est le cœur de ce rapport aussi, que ces infrastructures restent sous maîtrise publique. Autre point très important. Enfin, moi j'y vois un avantage dans cette intégration. Et Jean-Christophe le rappelait, alors on ne partagera pas tout sur le sujet, il y a des polémiques effectivement entre les infrastructures, entre les territoires, Figues, Arribastia, Ajaccio, Calvi, le tourisme notamment, le règlement des aides, mais il nous semble que les territoires sont respectés, les infrastructures portuaires et aéroportuaires ont chacune leur place, leur juste place. Alors oui, évidemment, lorsqu'on se pose en tant que président d'intercommunalité, on a beaucoup d'idées, on a aussi beaucoup de souhaits pour son territoire, c'est légitime. C'est une discussion que nous devrons avoir à l'issue de cette intégration, la représentativité, agences et offices, collectivités de Corse, consulaires, quid des communautés des communes ou des intercos autres. En tout cas, ça sera le cœur du débat, comment faire fonctionner ce nouvel outil. Puisque à travers cet outil, eh bien, nous allons aussi bâtir l'offre de demain, la Corse de demain. Donc nous serons bien entendu très vigilants sur l'avancée de ce dossier. Nous espérons et nous savons pouvoir compter, on l'espère, pour une fois sur le respect des paroles données et que d'ici le 31 décembre, nous puissions afficher cette réussite d'intégration et partir sur une page blanche à partir du 1er janvier 2026 avec, je le disais, et c'est ce qui a le plus inquiété notre groupe, 1, l'intégration réussie des personnels et 2, la gestion publique des infrastructures. Merci Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. D'autres interventions? Oui, Paul Félix. Écoutez, au vu de ce qui nous a été dit par le ministre Rebsamen lors de notre dernière rencontre à Paris, il semble qu'il y ait un état d'esprit qui soit concordant avec ce qu'on veut faire. En gardant à l'idée qu'il faut à tout prix créer un statut, non pas seulement pour permettre la fusion de l'établissement public administratif actuel avec la collectivité territoriale, mais surtout pour permettre la non-délégation des gestions portuaires et aéroportuaires par le biais de marchés qui seraient des marchés européens et internationaux. C'est deux choses différentes. C'est pour ça qu'à un moment donné, les positions juridiques
entre autres, par exemple, du Conseil d'État qui vise à dire qu'il faudrait qu'il y ait une parité entre les représentations consulaires, tout ça, c'est des choses qui partent d'un bon état d'esprit au niveau de l'association des socioprofessionnels à la gestion du nouvel établissement qui serait sous tutelle de la collectivité de Corse, mais c'est probablement contraire à notre volonté qui est de ne pas faire d'appel d'offres et de rester en régie, dite quasi-régie. C'est deux choses différentes. Il nous a donné des garanties fondamentales sur les statuts des personnels en validant tout ce qui a été demandé et ce qui est repris par ces propositions d'amendement et de renvoyer à la collectivité de Corse le soin de proposer un statut global, tant pour l'organisation interne du conseil d'administration que pour les statuts des personnels, avec le maintien des statuts de groupe antérieurs. Ils sont nombreux, il n'y a pas un statut pour la Haute-Corse et un statut pour la Corse du Sud, il y a plusieurs statuts par branche interne des corps de métier, des chambres de commerce, avec beaucoup plus de disparités entre la Corse du Sud par rapport à la Haute-Corse. Il y a plus de compartimentation. Moi, je pense que l'esprit y est. Maintenant, il faut veiller à ce qu'in fine, il n'y ait pas une coquille dans la loi par des jeux malicieux d'amendements de dernière minute qui pourraient modifier l'esprit de ce qu'on veut faire, probablement parce que ça n'aurait pas été maîtrisé par des personnes qui voudraient, au nom du libéralisme, renforcer justement cette représentation consulaire. Attention au danger. Donc là, je m'adresse, entre autres, aux 4 parlementaires de Corse, qu'il n'y ait pas d'erreur de jugement. On n'est pas là pour chercher à caporaliser un outil stratégique pour la Corse, au détriment des socioprofessionnels, mais on est là pour créer un outil où ils seront associés, mais où il y aura la garantie qu'il n'y aura pas de risque de prédation extérieure sur une délégation de service public de tous nos ports et de tous nos aéroports. Et bien entendu, il y a la certitude et la garantie que les personnels conserveront leur statut antérieur. Donc, moi, je trouve que, pour le moment, on est sur la bonne voie, mais qu'il y ait une veille parlementaire efficiente. Ringraziabi. Allora, qual è chi volevi a parola, Dorna? No, vabbè, allora, Presidente, a voi. Ringraziabi per la vostra intervenzione che ferma lungo il solco tracciato durante l'ultima sessione, quella di marzo. Ognuno resta non tra le opposizioni, non tra un pochi da fare, ma si sente che c'è una volontà comune e unanima che si è tradotta in modo di sbucare non su cartolare, che di un cartolare maggiore e strategico per la Corsica. Allora, la prima affare bularia è vera, abbiamo avanzato tanto meglio, ma non si manca giugno e ci sta mobilizzati e attenti perché infine la decisione sarà pigliata dai senatori et des deputati. Rapidement, pour répondre d'abord à Christelle Combette, sur le statut, oui, effectivement, nous pensons que la nature de l'établissement public, ses activités, sa composition, etc., font que le statut d'EPIC est à l'évidence adapté et à un moment ou à un autre, il faudra que cela soit cristallisé dans les textes. Sur la question de la gouvernance, je partage ce qui a été dit par Louis Pozzo-di-Borg, Paul Félix Benedetti. Je rappelle les éléments fondamentaux. Il y a un accord politique entre l'Assemblée de Corse, la collectivité de Corse et la CCI pour aller vers une gouvernance qui soit une gouvernance équilibrée. Une gouvernance équilibrée, ça ne veut pas dire une gouvernance paritaire. Ça veut dire une gouvernance dans laquelle chacune des deux parties, la collectivité de Corse d'un côté et la CCI de l'autre, considère que ses intérêts fondamentaux sont pris en compte, respectés et garantis. L'intérêt fondamental de la CCI, je vais quand même le redire, c'est de vivre, le premier.
Et c'est que si nous ne réussissions pas, ou si nous n'avions pas réussi, ou si nous ne devions pas réussir le rattachement, c'est la disparition de la CCI. Et des 1100 emplois qui y sont attachés. Donc celui-là, l'enjeu, c'est le premier de tous, celui qui fait que nous devons réussir d'ici au 31 décembre. Deuxièmement, ça a été toujours très clair, et c'est d'ailleurs une condition sine qua non de la construction que nous demandons aujourd'hui aux législateurs d'entériner. C'est la collectivité de Corse qui doit être majoritaire, et largement majoritaire, sur toutes les questions stratégiques. Et la CCI le reconnaît et le valide, tout simplement parce que si ça ne devait pas être le cas, on ne serait pas dans une situation de quasi-régie. La condition sine qua non de la quasi-régie, c'est le contrôle analogue, je le rappelle. Et le contrôle analogue, et le rappel, Jean-Michel Savelli a contribué à nous le faire avoir à l'esprit quand on a eu la discussion sur le SMO. Ça veut dire qu'il faut que la collectivité de Corse ait sur l'établissement public le même contrôle, le même niveau de contrôle qu'elle a sur ses propres services. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de quasi-régie. Et s'il n'y a pas de quasi-régie, on est obligé de retourner à l'appel d'offres et à la mise en concurrence. Donc, ce point-là, il est central. Par contre, oui, la gouvernance équilibrée, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la représentation consulaire élue qui participe et à la gouvernance et aux décisions. Et c'est la construction que nous avons proposée ensemble. Troisième point, répondant en même temps à une préoccupation, sinon commune, en tout cas largement partagée à travers les positions de Christelle Combette et de Jean-Christophe Angelini. C'est vrai que le paysage institutionnel, aujourd'hui, a fortiori avec cette réforme, si elle aboutit, va faire qu'il y a objectivement une strate supplémentaire ou un élément supplémentaire. Et donc, je pense, comme beaucoup d'élus, que dans une deuxième phase, il y aura à rationaliser tout ça. Premièrement, vérifier qu'il n'y ait pas de chevauchement de compétences. Deuxièmement, avoir un établissement public intégré qui soit véritablement le creuset de notre vision stratégique, d'où la présence des agences et offices dont les compétences sont coordonnées et à coordonner avec celles de l'établissement public. Et puis, dans un deuxième temps, il y aura probablement à réfléchir, y compris, on l'a dit souvent, sans doute à des fusions et à une simplification. Mais j'ai envie de dire, ne faisons pas Pierrette et le potolet. Pour pouvoir faire ça, il faut avoir réussi le rattachement. Sinon, si scudabiu d'inunda. Sur l'équilibre entre une vision stratégique qui, selon nous, doit être portée au niveau de la Corse et de l'institution qui la représente, c'est-à-dire la collectivité de Corse, l'équilibre entre la vision stratégique portée par la collectivité de Corse et la nécessaire prise en compte des territoires, leurs élus, leurs acteurs économiques. Deux catégories de réponses. Premièrement, la CCI, en intégrant l'établissement public, va conserver l'essentiel de son organisation territorialisée, et notamment ses réseaux, et notamment ses 6 antennes sur chacun des territoires. Donc, de ce côté-là, nous ne perdrons rien en termes de présence et de proximité. Deuxièmement, m'adressant plus directement à Jean-Christophe Angelini, sur la question de l'intégration des acteurs locaux et par exemple des intercommunalités. C'est une question qui reviendra devant l'Assemblée de Corse, notamment puisque la loi va poser des principes et que selon notre vision, nous aurons, nous, à délibérer sur la composition et les différents organes et les différents modes de décision. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai dit d'ores et déjà, mais je l'avais dit devant vous, mais je l'ai remis dans le questionnaire en notre nom, c'est qu'en l'état, il y a d'un côté un élément décisionnel de la collectivité de Corse qui permet de mettre en œuvre une stratégie pensée à l'échelle de la Corse en favorisant la coordination des investissements, des services et de la tarification au bénéfice des usagers, des entreprises et de l'ensemble du territoire insulaire, la prise en compte des attentes et aspirations
exprimée par les acteurs et les élus des régions concernées par l'implantation de chacun des 4 aéroports est assurée, c'est en tout cas l'état de notre proposition, par l'institution de conseil de développement, regroupant pour chaque infrastructure portuaire ou aéroportuaire les acteurs politiques et économiques du territoire concerné. Donc, à mon sens, cette proposition permettra de mieux traiter, y compris un certain nombre de problématiques que vous avez évoquées, et nous aurons l'occasion également de regarder où il faut mettre le curseur entre cet équilibre, entre une vision stratégique qui doit développer une vision d'ensemble de la gestion des 4 aéroports, des comptabilités et des exploitations, vous savez, qui sont restées séparées à côté, et puis des attentes qui peuvent être ponctuelles, conjoncturelles ou structurelles, remontant des territoires. Donc ça, bien sûr, nous aurons là aussi, dès lors que l'établissement public aura été créé et installé, à en discuter. Sur les préoccupations essentielles, ça a été dit par les intervenants, elles sont aujourd'hui reprises par l'ensemble des dispositions du projet de loi. Il faudra continuer à être attentif, et c'est la raison pour laquelle, dans la délibération, on demande de donner au Conseil exécutif ce mandat, de discuter avec nos parlementaires, avec l'ensemble des parlementaires, avec le gouvernement qui reste là aussi ouvert à des améliorations et à des évolutions, et il y en a quelques-unes qui doivent être portées, je vous tiendrai informé. L'ultima parola per rispondere alla questione di Pier Gionga e Berghi sbucano il progetto di legge una primura di prima drinka perché c'è di noi l'urgenza di un calendario, ma la diaribe una volta di più e vi ringrazio di aver posto la questione, trattiamo a pari e con lo stesso ingaggio la questione della Camera di Commercio e dell'Industria e la questione della Camera dei Mestieri e dell'Artigianato. Voglio rispondere su che ho scritto un questionario scritto che mi è stato mandato da senatrice. Question 23. Comment qualifieriez-vous les adaptations qui seront nécessaires pour intégrer ultérieurement la Chambre des métiers et de l'artisanat de Corse? Réponse. Les adaptations nécessaires pour intégrer ultérieurement la CMA de Corse imposeront nécessairement une modification législative. Il convient de rappeler que l'article 46 de la loi Pacte concerne au même titre la CCI et la CMA de Corse. Les contraintes calendaires liées à la fin des concessions et la crainte d'une complexité accrue s'il avait fallu intégrer dans le projet de loi actuel le rattachement de la Chambre des métiers et de l'artisanat ont conduit à différer celui-ci. Le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat et les élus et personnels ont accepté ce choix en faisant primer l'intérêt général. J'ouvre une parenthèse, je les salue et je les remercie. Je referme la parenthèse, je reviens au texte. Mais il est convenu entre l'État, la collectivité de Corse et les chambres consulaires de Corse, y compris la CCI, que le rattachement de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Corse fera l'objet d'un projet de loi à bref délai. Cet élément a été pris en compte, notamment dans l'exposé des motifs où le ministre Rebsamen a fait figurer cette perspective de rattachement. Maintenant, il faudra travailler dessus. Et le temps qu'on travaille dessus et qu'on obtienne, je l'espère, le temps bref, un projet de loi, une fenêtre législative pour faire examiner ce projet de loi, il faut bien sûr accompagner la Chambre des métiers, qui est dans une situation difficile, y compris par rapport à la Chambre nationale. J'ai eu une réunion, pas plus tard qu'avant-hier, avec le président et le bureau de la Chambre des métiers pour confirmer notre engagement à leur côté, pour dire que nous serions également mobilisés, malgré le contexte de contraintes budgétaires, pour accompagner budgétairement la Chambre des métiers. Et puis il y a déjà en filigrane la réflexion sur la mutualisation. Je prends l'exemple de la formation. La CCI et la Chambre des métiers ont mis en place la structure associative Ampara. Vous le savez, la collectivité de Corse a des compétences importantes en matière de formation. Il faut que nous réfléchissions d'ores et déjà à mettre en perspective cette mutualisation respectueuse des droits acquis des personnels, mais qui nous permette d'être encore plus efficaces dans tous ces domaines. C'est un chantier qui nous attend dès que le rattachement, ou plus exactement les rattachements, auront été obtenus. Continuons de nous battre pour que ce soit le cas et commençons d'ores et déjà à réfléchir ensemble à la suite. Merci, Monsieur le Président. Bien, donc, nous avons cette délibération qui doit être votée parce qu'on doit vous donner un mandat pour pouvoir porter auprès des parlementaires et ou au gouvernement les demandes de modification qui ont été évoquées.
Donc je vais soumettre au vote le rapport et la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention? Pardon, explication? D'accord, oui, j'avais noté, merci. Merci pour la précision. Donc, qui est contre? Je répète. Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, vote à l'unanimité sur le rapport et le mandat qui vous est donné, Monsieur le Président. Merci. Donc, nous allons passer maintenant au rapport sur l'évolution du guide des aides au tourisme. Je vais passer la parole à la présidente de l'Agence du tourisme de la Corse, Angèle Bastiani. Merci Madame la Présidente. Donc, pour la présentation de ce rapport, un petit rappel sur ce qu'est l'Agence du tourisme de la Corse, qui est un EPIC et qui a en charge la politique touristique. Mais juste pour rappeler que l'Agence du tourisme de la Corse ne met pas en œuvre une simple politique d'attractivité, mais aussi une politique d'aménagement du territoire, une politique d'aménagement du territoire à part entière au service d'un projet de société. Donc l'Agence du tourisme de la Corse assume le développement et l'amélioration de l'offre touristique de la destination, et puis elle assume aussi un autre grand volet opérationnel qui est la promotion de cette offre. La TC a toujours mis à la disposition des acteurs, des porteurs de projets publics ou privés, des aides permanentes. Donc c'est de ces aides dont il s'agit aujourd'hui. Elles sont l'objet d'un recueil baptisé Guide des aides au tourisme. C'est un dispositif d'aide permanente qui est renouvelé à chaque mandature, environ tous les 6 ans, voire 7 ans. Et ce guide évolue en fonction des besoins. Donc aujourd'hui, nous sommes en mai 2025 et simplement dans une optique de gestion cohérente, et c'est aussi habituel. Des améliorations sont apportées à mi-parcours qui vont permettre un meilleur fonctionnement de ces aides. Donc des évolutions qui tirent les enseignements de 3 années de fonctionnement de ce dispositif d'aide au tourisme, qui a été un dispositif qui a été adopté par l'Assemblée de Corse et par délibération du 28 avril 2022. Donc, juste pour mémoire, le guide des aides au tourisme 2022-2027, c'est un dispositif qui repose sur 4 axes. Le premier axe étant l'organisation et la structuration du territoire. Et c'est un axe qui est ouvert à tout type de projet, mais plutôt sur des projets qui sont portés par des personnes publiques et qui utilisent fortement cet axe. Pour le deuxième axe, c'est plutôt les acteurs privés et les entreprises. C'est l'axe qui accompagne l'offre touristique. Le troisième axe aussi, de la même manière, puisque c'est l'accompagnement social des acteurs. Et un quatrième axe qui, lui, est utilisé de façon mixte, puisqu'il est utilisé sous forme d'ingénierie, d'innovation et de numérique. Donc, 4 axes qui proposent une déclinaison de 14 mesures d'aide. Nous allons en voir certaines d'entre elles aujourd'hui pour que nous puissions les améliorer. Mais afin d'y parvenir, je voulais qu'on fasse quand même un petit bilan de fonctionnement de ces mesures 2022-2027, un bilan qui a été arrêté fin 2024 et qui distingue les aides directes et le prêt à taux zéro, ce qu'on appelle l'avance remboursable. Donc, on a un volume de subventions qui ont été attribuées à hauteur d'environ 7 millions d'euros, pour être précis 6,85 millions d'euros actuellement pour répartir sur 195 dossiers subventionnés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aide directe, c'est la subvention. Et puis aussi, on a un volume à date d'avance remboursable, ce qu'on appelle aussi le prêt à taux zéro qui a été attribué à hauteur de 6,72 millions d'euros, donc à peu près 7 millions d'euros pour un nombre de dossiers soutenus qui est de 34, avec quand même 11 créations. Donc, on voit quand même qu'il y a une aide forte apportée et un besoin.
que ce soit par les porteurs de projets publics ou par les porteurs de projets privés. Donc, et on note aussi que la répartition publique-privée de ces aides, elle est assez équilibrée, puisque actuellement nous avons 40% des entreprises qui sont privées et 60% des entreprises qui sont publiques. Et le chiffre, donc dans un temps un peu plus long, va s'équilibrer à environ 50% entre les deux acteurs. Sur le fonctionnement des différentes mesures aussi, je voulais qu'on fasse une petite observation, et vous avez pu le voir sur le graphique à secteur. Il y a une section, une satisfaction avant tout, mais sur toutes les mesures, puisqu'elles fonctionnent bien, puisqu'elles ont toutes été sollicitées. Du coup, on peut s'apercevoir qu'on ne s'est pas trompé sur la typologie des mesures, mais une mesure qui génère le plus de volume, c'est la mesure des projets structurants, puisque on parle de volume financier, et les projets structurants sont à hauteur de 39% de ce volume financier. Sur la répartition territoriale aussi, vous avez pu le constater sur le graphique, on voit qu'il y a une cohérence entre ce qui est l'armature touristique des territoires, c'est-à-dire, entre autres, par exemple, leur capacité d'accueil en fonction des entreprises touristiques diverses sur le territoire, de l'hébergement. Donc, on voit qu'il y a une répartition et une cohérence sur cette armature. Mais bon, évidemment, le premier territoire, c'est le Sud-Corse, suivi de la Balagne, où on retrouve la sollicitation des aides. Sur ce graphique, on le voit à la hauteur en fait, de l'armature des territoires du Paduc en tant que bassin d'accueil touristique. Mais on voit aussi que tous les territoires consomment les aides de façon proportionnelle aussi à leurs besoins. En tout cas, tous les acteurs, on peut le noter pour le rural, ont sollicité le guide des aides. Donc, je vais en venir maintenant aux améliorations de ces aides, puisque c'est ce qu'on attend aujourd'hui de ce rapport. Donc, elles vont être en deux parties. La première partie, c'est l'amélioration proposée au titre des mesures qui sont déjà existantes. Et puis ensuite, on terminera avec les améliorations proposées avec la création de mesures nouvelles. Alors sur les mesures existantes, on a une première mesure qui concerne les offices de tourisme. Donc, première mesure, qui est la mesure 1.2 du guide des aides, qui est les contrats de développement territorialisés. En fait, on a fait une réécriture de la trame des contrats de développement que l'Agence du tourisme de la Corse propose aux offices de tourisme. C'est une réécriture plus claire, plus facile, qui tire aussi les enseignements du fonctionnement des premiers contrats sur la période 2022-2024. Et c'est en écoutant les offices de tourisme que nous avons décidé de la réécrire. On s'est aperçu que les offices utilisent tous les mesures du guide, même en dehors de la convention qui peut nous lier. Donc une mesure réécrite pour qu'elle soit plus claire, sachant que ces contrats servent à coordonner l'agence du tourisme qui est chef de file et qui n'a pas d'autres strates il n'y a pas d'autres strates, contrairement aux autres régions françaises, je dirais. Il n'y a pas de strates entre l'Agence du tourisme de la Corse, qui est chef de file, et les représentants sur les territoires, qui sont les offices de tourisme. Et là, sur les missions de l'ATC, de développement et de promotion, on travaille donc en contractualisation avec les offices. Ensuite, une mesure 1.3 sur les projets structurants des territoires. Alors là, c'est une petite amélioration, puisqu'on vient préciser avec le mot maximum le taux d'intervention qui était à 80% pour les investissements concernant des personnes en situation de handicap, et on vient aussi minorer à hauteur de 10 000 euros la phase éligible des projets soutenus, puisque à la première écriture, nos prévisions nous faisaient dire que ça devait coûter cher en termes d'aménagement pour le handicap pour les communes ou les offices du tourisme concernés, mais on s'est aperçu que en fait les aménagements
était plus bas, donc pour que le plancher donc, que nous avions fixé était trop haut, puisqu'il était à hauteur de 25 000 euros. Donc on va le ramener à 10 000 euros pour que les porteurs de projets puissent solliciter l'aide et nous leur venir en aide. Toujours sur les améliorations proposées, et une amélioration donc des mesures déjà existantes, la mesure 1.4 sur la transition écologique du nautisme. Le nautisme, c'est un domaine que l'ATC finance depuis très longtemps, puis il a permis aux ports de plaisance de devenir de véritables outils économiques, des outils performants aussi qui se gèrent sur leurs propres ressources. Beaucoup de ports sont des ports qui appartiennent aux communes et donc qui ont leur propre gestion. Cette mesure, en fait, elle vient financer l'amélioration de la gestion de ces ports de plaisance avec surtout et notamment le label port propre et l'organisation du mouillage à l'extérieur des ports, tels les SMEL. Et on ne les aide pas en fait sur le fonctionnel, mais on va venir les aider vers plus d'écologie, donc avec ce portage de label sur les ports propres. Alors, l'application de cette mesure se voit ajouter juste la précision suivante. L'utilisation de cette mesure devra tenir compte de toute décision future prise par l'Assemblée de Corse. Pourquoi? Parce que l'Assemblée de Corse a adopté une motion le 31 janvier 2005 qui prévoit, dans le cadre de la révision du PADUC, un réseau de mouillage en dehors des zones protégées. Ce sera proposé. Donc, la mesure de l'ATC tiendra compte de cette évolution qui, pour l'instant, est en devenir et sur laquelle nous proposerons de travailler tous ensemble et en concertation. On peut passer maintenant à l'axe 2, toujours dans l'amélioration des mesures existantes, mais l'axe 2, c'est un axe qui est particulièrement dédié aux entreprises. Et là, on va essayer de venir en amélioration de la mesure 2.2, qui est le soutien à l'hébergement en toute zone. Et tout ça, évidemment, sous l'angle de la labellisation. L'ATC a engagé une importante action à partir depuis 2021 sur le plan de relance post-Covid pour inciter les hébergements touristiques à candidater à l'éco-label européen. Donc en matière d'hébergement, c'est important. Et il s'agit de cette mesure qui, je tiens quand même à le souligner, est partie de rien, je dirais, et qui occupe aujourd'hui la 2e place. Et les équipes de l'Agence du tourisme de la Corse sont mobilisées pour que nous puissions obtenir la 1re place des éco-labellisés. Donc c'est une mesure qui va venir financer l'accompagnement des démarches de la labellisation. Mais on a vu au fil du temps qu'il y avait aussi qu'il y avait un besoin pour qu'on vienne soutenir la phase de certification parce que la certification, il faut savoir qu'elle est faite par un organisme tiers qui est l'AFNOR, et puis pour une journée de certification ça peut s'élever à 6 000 euros. Donc on est venu accompagner les hébergements qui font l'effort d'aller vers cet écolabel européen pour qu'ils puissent être labellisés, d'autant plus que nous essayons, que la candidature de l'ATC l'ATC est venue compléter ses labellisations avec sa candidature à un label international qui s'appelle Green Destinations et qui lui porte du coup un regard sur la globalité de la destination. Donc c'est important que cette mesure soit améliorée. Ensuite, nous avons une autre mesure, toujours dans cet axe 2, qui est le soutien aux événements. Alors le soutien aux événements, c'est une mesure que l'on sait et qui est très sollicitée par des acteurs publics et des acteurs privés ou des acteurs privés, mais aussi nous avons une obligation de budget, donc des contraintes, et il y a énormément de demandes, et il était important, il convenait de mieux définir
de mieux définir les souhaits. Donc nous avons proposé de préciser le contenu pour garantir un retour sur investissement, si on peut le dire comme ça, entre guillemets, en utilisant l'événement comme un outil de promotion de la destination. Ça veut dire qu'il conviendra de soutenir prioritairement les événements qui produisent de l'image en phase avec notre stratégie. Donc les premiers événements, les activités de pleine nature qui seront sans impact sur l'environnement, c'est-à-dire qui ne seront pas prédateurs sur la faune, sur la flore, ou qui n'auront pas d'impact de dégradation de la nature. Ensuite, des événements culturels qui constituent un motif de séjour. Ça veut dire qu'il faut qu'ils donnent envie de venir en Corse au moment où se fait l'événement. Et puis, les événements relatifs à la valorisation des productions identitaires, et ça sous le label de la FRAC. Vous savez que l'ATC a conventionné avec la Fédération des foires rurales et agricoles et artisanales. C'est un label qui est original et c'est le seul actuellement sur des foires. Donc, évidemment, on viendra appuyer les événements qui sont contrôlés par ce label. Ensuite, toujours dans l'amélioration des mesures existantes, la mesure 2.7 qui est le soutien au tourisme d'affaires. Donc, dans cette mesure, évidemment, le tourisme d'affaires, il y a plusieurs mesures, mais dans cette mesure, on ne viendrait pas plus financer des événements qui sont devenus récurrents, comme certains congrès, s'ils se font tous les ans, eh bien, ils seront plus financés. Ils seront financés la première année parce qu'on a une forte demande d'organisation de congrès et on vient les financer sur la première année et sur les autres années, s'ils reviennent, eh bien, ils viendront sur leur financement propre. Donc, il y a aussi une autre mesure, c'est là on passe à l'axe 3 et on touche le domaine social, pardon, et on touche au domaine social. C'est la mesure 3.2 sur le soutien à l'emploi hôtelier. Donc une précision uniquement est apportée à cette mesure puisqu'elle concerne l'aide à la transformation de CDD en CDI. Elle concernera les CDD de plus de 6 mois dorénavant. Donc les 6 mois sont la précision que nous apportons à cette aide afin d'éviter des sollicitations que nous avons peut-être, que nous pourrions juger plus opportunistes. Donc c'est à la demande aussi lors d'un conseil d'administration des professionnels qui étaient présents afin de cadrer la durée de l'emploi de CDD. Des améliorations proposées maintenant dans la deuxième partie, la création de mesures nouvelles. Il y a 2 mesures nouvelles que nous allons présenter aujourd'hui. La première, c'est une mesure qui tient à promouvoir la langue corse. Nous avons tenu compte des réflexions apportées lors du premier vote. Je me tourne vers M. Jong. Et cette mesure que nous avons nommée 1.5, c'est un tourisme durable valorisant l'identité du peuple corse avec la charte de la langue corse. En s'appuyant sur cette charte, nous souhaitons ainsi aider les entreprises qui, dans ce cadre-là, veulent bien promouvoir la langue. Donc, pour mémoire, cette nouvelle mesure, elle répond à l'une des recommandations de l'OS numéro 5 du PADUC, un tourisme fondé sur l'identité, et elle soutiendra tous les acteurs publics et privés pour qu'ils utilisent la langue dans leurs projets, et tout ça évidemment dans la continuité d'une politique linguistique globale, qui se veut globale évidemment. Donc, les objectifs de cette mesure d'aide, ils sont simples, c'est augmenter la visibilité de la langue corse dans la société et faire de l'identité un élément de la compétitivité et de l'attractivité. Donc, c'est la première fois qu'une aide à la langue corse apparaît dans un guide des aides au tourisme et nous nous en réjouissons. Donc, on doit... Dans la vaste déclinaison du tourisme, pour passer à la création de la deuxième mesure, comment la présenter? Disons que dans la vaste déclinaison du tourisme durable, l'Agence du tourisme de la Corse a investi un champ qui est celui des mobilités douces.
en matière de tourisme. Donc, il y a plusieurs choses, mais nous, il nous semblait fondamental dans les mobilités douces de venir soutenir le cyclotourisme qui correspond à une évolution forte. Et c'est l'exemple d'une politique qui est montée en puissance, puisque maintenant, on peut y mettre une mesure spécifique avec ce soutien au développement. L'ATC s'est beaucoup investi lors de la mandature précédente, quand Nanette Maupertuis, notre présidente, était présidente de l'ATC, sur la création d'un grand itinéraire, la GT20. Et donc, l'ATC, aujourd'hui, s'investit beaucoup pour faire de la Corse une destination vélo, comme elle s'investit aussi pour faire une destination, je voulais ouvrir des guillemets, enfin une parenthèse, pardon, plongée, puisque actuellement, on a une soixantaine de clubs professionnels de plongée qui se réunissent pour pouvoir structurer la filière. Et donc nous, on pousse beaucoup à l'Agence du tourisme de la Corse pour la promotion de la plongée, qui est une activité écologique puisqu'elle est cadrée. Donc, on vient aussi et fortement en soutien, pour revenir sur cette fameuse mesure, au soutien du champ de la promotion du cyclotourisme, de la destination vélo, en aidant les collectivités à créer des boucles locales ou en investissant le champ de la promotion sur des marchés européens qui sont en demande. Actuellement, les 2/3 de la GT20 c'est de la montagne, donc puisqu'on part à partir de Porto, on passe par le col de Verdio pour descendre à Bunivaggio et évidemment en passant par la montagne. Et on part quand même en faisant quand même le tour du Cap Corse au bord de mer. Mais ce qu'il faut noter autour de la GT20, c'est qu'il y a aussi des événements, et on a pu voir un événement qui s'est déroulé il y a à peine une quinzaine de jours, comme la classique qu'organise Monsieur Angelotti, et qui a amené 600 personnes sur la Corse autour de cette activité, cette activité cyclotourisme. Et avec toute la diffusion médiatique que ça a pu apporter. Donc, il était important de se pencher sur une mesure spécifique et les aides vont se porter sur les démarches d'obtention de la marque Accueil Vélo, avec les études et les accompagnements pour les acteurs publics ou privés, sur les investissements nécessaires aussi à l'obtention de la marque, sur les investissements nécessaires à l'amélioration de la qualité de l'accueil et sur les investissements aussi nécessaires pour l'équipement en signalétique sur les variantes des grands itinéraires et sur les boucles locales. Donc évidemment, tout ça après étude de jalonnement et dans le respect de la charte qui a été élaborée par l'Agence du tourisme de la Corse. Pour en terminer, lorsqu'il y a un objet comme ceux qui font présenter, qui ont été présentés et qui font partie de la stratégie, donc il est logique de créer des mesures qui vont avec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons présenté ce rapport d'évolution du guide des aides. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, sur ce dossier, nous avons un rapport de la CEDENAT. Et puis, il y a un rapport aussi du CESEC. Vous avez planché, si j'ose dire, devant le CESEC. Hein. Je pense que ça s'est très bien passé. Voilà, il y a un avis favorable du CESEC avec voilà, quelques remarques dont il faudra tenir compte. Ils sont toujours inquiets au CESEC et c'est normal, mais ça ne fait pas partie forcément du règlement des aides sur la question des paillotes, sujet que tous les présidents d'agences du tourisme dont héritent tous les présidents successifs, bien évidemment, mais qui ne relèvent pas forcément de nos compétences, je le rappelle. Voilà.
Non, et vous avez répondu sur la question des investissements à venir aussi dans le domaine du cyclotourisme. Vous l'avez évoqué déjà dans votre réponse, puisqu'il faut continuer le développement infrastructurel et le maillage sur le territoire. Voilà, donc ça a été évoqué. Bien. Qui veut prendre la parole? Oui, Georges Mel, pour Rousseau. Oui, merci Madame la Présidente. Avant de vous faire connaître notre point de vue sur ce rapport, je voulais vous faire savoir donc que Christelle Combette s'est déjà déportée, elle a quitté l'hémicycle. Elle ne prendra ni part au vote ni part au débat, puisqu'elle est en qualité de présidence d'office de tourisme, donc il pourrait y avoir quelques problèmes sur le sujet. Concernant ce rapport qui nous est présenté, j'oserais dire que c'est un sujet ô combien important. Le tourisme, à travers l'actualisation du guide des aides qui intervient à mi-parcours, puisque le règlement voté en 2022, en général, doit courir jusqu'en 2027. Un petit point, le budget de l'ATC soit resté, on ne peut que le regretter, soit resté une part minime du budget global de la collectivité de Corse, alors que le secteur du tourisme, comme chacun le sait, représente 39% du PIB. Les crédits de paiement en investissement comme en fonctionnement, ça a été rappelé par Madame la conseillère exécutive, représentent 1,1% seulement des 1,5 milliard du budget de la collectivité. D'ailleurs, je m'empresse de préciser que j'avais à ce propos, lors d'un conseil d'administration, alerté la présidence de l'agence de tourisme de la Corse sur ce faible montant qui y était consacré. Et au cours d'échanges, chaque contributeur et chaque participant y avait bien entendu convenu. Un point qui me semble avoir été oublié, mais qui a toute son importance, je voulais quand même rappeler, puisqu'il s'agit de tourisme, à ce stade de mon intervention, l'ouverture d'une grande école de tourisme et de l'hospitalité à Ajaccio, qui s'est faite sous l'impulsion de la Chambre de commerce de Corse et de la Chambre régionale de métiers et qui verra son ouverture à la rentrée 2025. Alors on sait les uns et les autres, puisqu'on l'a réclamé à plusieurs reprises, que c'est une école donc dédiée au tourisme qui sort enfin la tête de l'eau depuis que l'on en parle. Si j'osais, je dirais mieux vaut tard que jamais, mais même si on sait les uns les autres que seules 70 personnes seront formées par an. Et lorsqu'on connaît l'importance de l'emploi saisonnier dans le secteur du tourisme, il y a encore beaucoup à faire. Alors sur le bilan qui nous est proposé, dans le rapport, on y voit inscrit autant de subventions que d'avances remboursables, un peu moins de 7 millions d'euros, sauf que ces dernières, et vous l'avez dit, représentent moins de dossiers puisque l'on passe de 195 à 34 dossiers traités, ce qui peut expliquer la création supplémentaire de 11 structures. Sur la répartition territoriale, et vous l'avez évoqué sans surprise, la Balagne et l'extrême sud représentent chacun 20%. Alors j'ai relevé une petite erreur dans le graphique, page 3, et je pense que c'est certainement une coquille qui a été faite, car l'addition de tous les territoires atteint que 91%. Donc il en manque 9. Si vous disposez, bien entendu, comme j'en suis très certainement sûr, de la bonne ventilation, je serais intéressé d'en être destinataire et de voir ainsi qui bénéficie des 9% manquants. Les engagements affichés dans cette actualisation au travers des 4 axes, comme dans le guide initial, sont louables. C'est peut-être beaucoup plus compliqué et on le voit dans leur mise en œuvre, car la plupart des modifications que vous y apportez restent quelque peu marginales. En effet, sur le point 2, relatif au contrat de développement territorial entre l'ATC et les offices de tourisme, on relève surtout une réorganisation des mesures tirées du fonctionnement des premiers contrats que l'on a eus sur la période 2022-2024. Sur la mesure 1.3, concernant les projets structurants des territoires, oui, une bonne initiative, car vous y ajoutez un taux spécifique pour les investissements à réaliser pour l'accès aux personnes handicapées, établi à 80% pour un minimum, comme vous l'avez précisé, de 10 000 euros. J'en viens au nautisme. Vous y avez fait allusion. La mesure 1.4, le développement des ports propres, des mouillages et des coffres d'amarrage, y figurait déjà en 2022. Vous avez évoqué la motion que nous avons votée ensemble.
en janvier et qui n'est à ce jour malheureusement pas suivi d'effet. Le taux de 70% pour un investissement entre 10 000 et 400 000 euros reste malheureusement inchangé. La seule modification dont vous avez parlé consiste à préciser que l'utilisation de cette mesure devra tenir compte de toute décision future prise par la collectivité de Corse. En l'occurrence, la révision du schéma de mise en valeur de la mer et du PADUC, ce qui tombe sous le sens. Je fais référence aussi à la fameuse réunion du comité de pilotage que j'avais souhaité, à travers une question orale et à travers un rapport qui avait été en débat au sein de cette Assemblée. Et j'en profite pour vous dire que c'est regrettable qu'elle ne se soit pas encore tenue. Cette concertation, comme je l'avais précisé à l'époque, ne vous engage à rien, si ce n'est à écouter des points de vue autres que le vôtre, mais très certainement plus technique et plus professionnel, puisque la composition de ce fameux comité de pilotage était avec la CCI, l'ADEC, l'ATC, l'UPC. Au sujet de la mesure de 6, peu d'évolution aussi sur la labellisation et le soutien aux événements. Concernant le soutien au tourisme d'affaires, la mesure 2.7, la précision qui consiste à exclure les événements récurrents, j'espère qu'elle est destinée à éviter l'effet d'aubaine réitéré annuellement, ou est-elle plutôt d'attirer de nouveaux événements chaque année? Pourriez-vous nous éclairer sur ce sujet? Sur le soutien à l'emploi hôtelier, mesure 3.2 dans l'expérimentation de l'annualisation, il est désormais précisé que l'aide à la transformation d'un CDD en CDI concernera les CDD de plus de 6 mois. C'est ce que vous avez exprimé. Alors c'est très certainement un encouragement à embaucher une personne sur 6 mois en vue de la pérenniser. Un retour plus précis sur cette mobilisation de la structure, puisque c'est une opération qui existe déjà depuis 2022, je pense qu'elle serait nécessaire et je ne doute pas que vous ayez des éléments chiffrés à nous communiquer. Nous savons tous que la précarisation de l'emploi de service est aujourd'hui un problème majeur. La stabilité professionnelle est nécessaire, tant pour les salariés que pour les chefs d'entreprise. On a tous en tête les propositions du Cercle des grandes maisons et du MEDEF à ce sujet. Les employeurs sont demandeurs de mesures d'annualisation pour pérenniser leur personnel et assurer une qualification de l'emploi. On éviterait, bien entendu, la sempiternelle question du logement des saisonniers chaque été et on pourrait espérer que le vivier des offres d'emploi saisonniers devienne attractif pour les jeunes Corses. C'est plus qu'un objectif, ça devrait être une véritable vocation. Nous n'avons pas d'objection particulière sur les 2 mesures nouvelles créées dont vous avez parlé, à savoir le tourisme durable valorisant l'entité et la langue corse en y apportant une différence de taux, 50% pour les structures privées et 80% pour celles publiques, pour une dépense éligible maximum de 30 000 euros. Le développement, oui, du cyclotourisme avec une différence de taux selon qu'on soit sur des études ou des investissements ou encore sur de la signalétique. Pour cette mesure, j'imagine et j'espère que l'on s'est inscrit dans le retour d'expérience et surtout dans les besoins qui ont été exprimés de la grande traversée de 600 km qui prévoit 12 étapes permettant de traverser la Corse du nord au sud. Alors vous l'avez bien compris, dans le sillage de nos positions d'avril 2022 sur le règlement initial qui nous avait été proposé, nous voterons favorablement avec quelques regrets quand même, notamment sur le nautisme et les mouillages organisés. Sur ce point, après le vote d'un texte voté à l'unanimité, texte ratifié de 2 passages en commission, je me refuse de croire, compte tenu de l'importance du sujet, puisqu'il y en a bien d'autres, que l'on soit soumis à un bizutage de longue attente ou de double passage lorsque l'on est dans l'opposition. Alors on l'a édulcoré, au point de le rendre minimal pour qu'il satisfasse le plus grand nombre. J'avoue y avoir largement contribué, en faisant de nombreuses concessions, quant à la rédaction définitive. L'objectif étant un vote unanime sur un sujet si important pour les professionnels du nautisme. Résultat des courses.
Vous révisez le règlement sur le tourisme sans tenter de le décliner ou de l'insérer. Cela a tendance, bien entendu, à mon goût, à dévaloriser les initiatives des groupes divers qui constituent cette Assemblée, et même les votes qui sont émis. On travaille ensemble, on vote à l'unanimité, et on ne tient pas compte de ces votes exprimés du travail réalisé en commun. J'aurais tendance à prendre cela pour de la négligence, plus que pour du sectarisme ou de l'ostracisme à l'égard de l'opposition. D'autant plus, Madame la Présidente de l'ATC, je sais qu'à l'île Rousse, je vous sais habitué à écouter, à respecter votre opposition, en allant même jusqu'à l'entendre. Alors, concernant les mouillages, nous attendons donc la révision du PADUC, souhaitée par nous tous, mais également et surtout souhaitée par des socioprofessionnels en grand nombre, qui, inquiets, ont manifesté leur mécontentement récemment sur Porto Vecchio, en ne manquant pas d'évoquer la commande publique qui est en berne. Alors, puisque je parle de l'extrême sud, et vous savez combien j'y suis attaché, cette région bénie des dieux est si enviée. Comment peut-on parler d'un rapport sur le tourisme en occultant le problème des transports dont elle est victime, mais avec une double peine? Quiconque s'est amusé à chercher le prix d'un billet d'avion entre Paris et Figari, observation identique avec Marseille et Nice pour l'un des ponts du mois de mai, a de quoi être surpris, voire effaré du tarif proposé. Un aller-retour pour le week-end de l'Ascension entre la capitale et l'aéroport de Figari pour une personne, sur les vols les moins chers, revient à 694 €. Quand il est presque moitié moins cher par Bastia ou Ajaccio, et ceci indépendamment des taxes anciennes ou nouvelles qui sont appliquées de façon uniforme. Les professionnels du tourisme de la micro-région qui vivent cette injustice depuis de nombreuses années le savent et l'expriment. Quand le visiteur paye un billet d'avion aussi cher, c'est le pouvoir d'achat en moins sur place et donc une clientèle qui dépensera beaucoup moins que ce que l'on pourrait espérer. J'avais déjà alerté l'Office des Transports il y a quelques années déjà sur ces tarifs très élevés par rapport aux autres aéroports de Corse. C'est toute une région de l'extrême sud qui est pénalisée. Je pense qu'une explication s'impose. Et pour tout vous dire, je l'espère moins laconique, mais plus détaillée et plus argumentée que celle récemment faite dans les médias par le président de l'Office des Transports, à savoir Air Corsica a des pratiques tarifaires aux résidents qu'elle peut équilibrer comme elle l'entend. Alors, mes chers collègues, au-delà du guide des aides présentées, il devient indispensable aujourd'hui d'initier une véritable réflexion globale sur la stratégie touristique et envisagée pour la Corse. Pourtant, les enjeux sont simples, connus de tous, les solutions souvent de bon sens. Le questionnement est le suivant. Voulons-nous du tourisme, oui ou non? Si oui, lequel? Comment l'organiser, l'accueillir, l'encadrer? Alors je vous le dis à la fois, on ne peut pas réclamer des retombées économiques à partager et repousser les visiteurs. Vouloir des jeunes qui restent mais empêcher la création d'emplois durables. Critiquer l'été surchargé sans pour autant investir dans le reste de l'année. Un choix de société s'impose, vous en parlez souvent. Oui, il faut oser trancher, sans peur des caricatures ni des slogans. Je vous remercie. Bien. Alors, d'autres interventions. Paul Félix Benedetti. Moi, je vais faire court. C'est un panel de mesures qui sont nécessaires et probablement insuffisantes. Moi, je constate qu'on se fie à des chiffres aberrants pour donner le poids du tourisme dans l'économie corse. En permanence, l'ATC reprend 39% du PIB, 3,5 milliards. On est en 2025. La fiche 2017 de l'INSEE, numéro 35, elle donne exactement le même chiffre, 39% et 3,4 milliards d'euros.
beaucoup d'économistes mettent en doute la méthode analytique de calcul de ce PIB. Dans le PIB, il est inclus une revalorisation des résidences secondaires. Comment est-elle faite? Quelle est la clé? Est-ce que c'est réaliste? Dans ce PIB touristique, il est intégré tout le transport, qui impacte fortement. Si on rajoute 700 millions d'euros sur le maritime et l'aérien, affectés au tourisme, c'est ce qui est fait dans la fiche de 2017. Après, je ne sais pas comment on peut se retrouver en 2025 avec les mêmes chiffres. Il y a un problème de cohérence et un problème de logique. Moi, je ne jette pas la pierre à ceux qui ont repris ces chiffres. C'est des chiffres qui sont, je dirais, dans le domaine public intellectuel. Mais quand est-ce que la collectivité de Corse va se doter d'un outil d'expertise et d'analyse indépendant des aberrations données par l'INSEE? Tout le monde annonce une saison catastrophique, mais si on était à 3,5 milliards, l'argent coulerait à flot. On aurait de la trésorerie. On pourrait passer, comme on peut passer une année sèche si on a des bons barrages, on peut passer une mauvaise année touristique. Donc moi, déjà, je reviens sur cette base-là. Et même si cette base-là n'était qu'à 2,5 milliards, si on la dévalorise, des revalorisations transport et des revalorisations sur l'hébergement spéculatif et secondaire, c'est-à-dire ce qui est la nature même de l'aliénation d'un tourisme professionnel. On a un catalogue d'aides qui est contingenté à 3,5 millions pour des aides directes, 3,5 millions pour des avances. C'est-à-dire 0,1%, et même beaucoup moins, 0,7 si vous faites le calcul, du PIB touristique supposé. On est en décalage complet entre les besoins, je dirais, organiques d'une aide touristique, structuration, amélioration, répartition territoriale. Parce qu'aujourd'hui, le tourisme, pour 80%, il est sur 2 régions. 20% en Balagne, 60% dans l'extrême sud. Il y a toute la côte ouest de la Corse, à partir de Propriano, qui devient un état de déshérence, alors que ça a été, il y a 30 ans, la région pionnière du tourisme en Corse. Est-ce qu'elle est moins attrayante? Probablement pas. Quel est ce problème de fond? Où est l'analyse pertinente qui dit pourquoi un touriste il cherche à aller principalement dans l'extrême sud, secondairement en Balagne et accessoirement ailleurs? Moi, je voudrais qu'on fasse une analyse sociologique de pourquoi, pour qu'on compense ces comportements et qu'on ait la capacité de répartir le tourisme. Ensuite, c'est vrai, sur vos répartitions d'aide, vous êtes équilibrés, mais c'est un déséquilibre par rapport aux hôteliers qui sont dans ces régions. Donc, il y a quelque chose qui est beaucoup moins, je dirais, cohérent. Alors, moi, je comprendrais qu'on fasse des logiques d'amélioration, mais plus on rajoute de cases, si on ne rajoute pas l'enveloppe, on va diminuer la structure d'aide pour une structure, puisqu'on va répartir sur un plus grand nombre, avec un panel beaucoup plus ouvert sur la structuration de l'aide, et sur un montant qui reste marginal. Alors, moi j'ai regardé ce que font les autres régions, on n'est pas du tout dans ces quantums de niveau d'aide. Je sais que la collectivité territoriale aujourd'hui a un niveau de capacité d'investissement qui est très bas, mais il y a quand même un budget d'investissement de 350 millions d'euros. Et même par rapport à notre budget d'investissement, 3,5 millions d'euros en aide directe, ça n'est jamais que 1%. À partir de là, moi je vous dis, on peut faire tous les catalogues d'aide qu'on veut. Si derrière il n'y a pas un flux financier qui est cohérent, eh bien on fait la part belle à des organismes prédateurs, et essentiellement le groupe Vatel. D'autres interventions?
Jean-Christophe. Merci, Madame la Présidente. Bon, c'est un sujet, Madame la Présidente de l'ATC, qui nous tient à cœur. On va, pour le dire de manière rapide, on va, après débat au sein du groupe, par ailleurs, vous accompagner. Je vous dirai au nom des élus d'Avancemo des choses que j'aurais préféré vous dire en commission, en conseil, mais le temps étant ce qu'il est, et comme il manque, je parle pour nous et pour moi-même, je les développerai ici. Sur le fait d'actualiser un certain nombre de dispositions, on vous accompagne, on rejoint. Quelques éléments, cependant. Moi, je ne doute pas de votre volonté de faire du tourisme au sens de la durabilité, de la résilience, du caractère écologiquement ou socialement responsable, un élément clé de notre trajectoire de croissance. Je sais les difficultés qui pèsent sur vous, qu'elles soient d'ordre stratégique, peut-être n'êtes-vous pas tous d'accord, ça arrive dans toutes les majorités du monde, d'ordre budgétaire ou financier, extrêmement contraintes sont les marges de manœuvre aujourd'hui, etc. Là où d'aucuns, et je le dis en tant que nationaliste, continuent d'y voir un problème, et au mieux, ou au mieux un mal nécessaire, nous le continuons parce que nous croyons en l'émancipation de ce pays, y compris par le développement économique. Nous y voyons un levier de transformation sociale et, je le redis, de développement économique partagé. Pour ce faire, il y a quelques enjeux. Le premier d'entre eux, et je reprends là la liste des mesures proposées, et j'y reviens parce que ça nous tient à cœur, on l'a vu un peu plus tôt dans le débat sur la Chambre, c'est celui des contrats de territoire. Une proposition, peut-être faudrait-il, Madame la Présidente, que ceci s'articule avec les contrats que nous signons déjà avec l'ADEC. On est, en tant que PCI, appelé à conventionner avec l'agence, au terme de la loi NOTRe et du SRDE2I. Il y a une forme de redondance, entre guillemets, pour des raisons, somme toute, très proches, à conventionner tantôt avec l'agence économique pour que les territoires puissent exercer des compétences dans le domaine, tantôt avec l'ATC pour qu'on ait une logique de territoire en termes de mise en tourisme. Il peut y avoir des textes différents, mais aussi une ou des signatures communes. Donc, réfléchir à quelque chose de mieux articulé, notamment entre les offices et agences de notre collectivité. Au point 2.6, la question de l'événementiel et du soutien que vous souhaitez prodiguer. On est d'accord. Deuxième proposition, peut-être faudrait-il à ce moment-là que nous disposions conjointement d'une consolidation des aides à l'événementiel en ces moments un peu contraints, qui soutient, à quelle hauteur et quels sont les événements qui le méritent. Je vous renvoie au débat que l'on a eu dans un cadre tout à fait différent et qui n'est pas complètement comparable. À l'aune du rapport sur les pratiques mafieuses, je disais à un certain nombre d'interlocuteurs que le sujet qui nous a le plus mobilisés durant cette longue nuit de travail sur les amendements n'a pas été le statut de repenti ou la création d'un parquet dédié, mais pendant au moins 1h30, sous le contrôle de ceux qui y ont participé, le degré de soutien aux œuvres, porteuses ou pas, d'un message empreint de complaisance à l'endroit de ces pratiques-là. Et donc on a eu un débat très intéressant
sur ce que la collectivité était en mesure de soutenir. C'est un débat qui est d'une nature complètement différente. Mais dire qu'il y a des événements qui, sur les ailes de saison, contribuent à enraciner la mise en tourisme du territoire et qu'ils méritent qu'on les accompagne ou qu'on les crée, ok, mais consolidons les données dont on dispose et voyons comment on répartit les niveaux d'aide pour avoir à traiter très modestement ce sujet-là, notamment entre une commune et une Comcom. On voit la difficulté à croiser les infos et à consolider les informations quant au soutien à un certain nombre d'événements. L'ATC s'implique et tant mieux, mais je crois qu'on gagnerait à bénéficier d'une lecture consolidée des soutiens déjà prodigués et du niveau d'accompagnement que vous souhaiteriez impulser au cas par cas ou de manière générale. Au point 2.7, le tourisme d'affaires. Je mets les pieds dans le plat. Le tourisme de congrès ou d'affaires, il répond à des logiques qu'on peut adapter, auxquelles on peut réfléchir, mais qu'on ne va, à mon sens, pas réinventer. Et notamment sur la capacité du privé, dans le secteur de l'hébergement, à pouvoir accueillir ou soutenir un certain nombre de manifestations ou de congrès. Moi, je vous le dis, j'y crois beaucoup. Dans notre région, Georges en a parlé, qui n'est pas la plus à plaindre en matière de structuration de l'offre, de montée en compétences, de montée en gamme, de professionnalisation de l'écosystème, nous n'avons pas de capacité hôtelière suffisante pour soutenir au moment où le marché, malheureusement ou heureusement, nous le dicte ou nous le permet, un certain nombre d'événements. Donc je pense, Madame la Présidente, qu'il est bon qu'on le souhaite, qu'il est bien qu'on le soutienne et qu'on le dise, mais qu'on doit réfléchir à l'écosystème permettant la tenue réelle de ce genre de choses et la prise, entre guillemets, d'initiative dans le domaine. Et là, après le 1.2, le 2.6, le 2.7, on tombe sur quoi? On tombe sur un débat qu'on ne peut pas ne pas aborder et qui, pour le coup, vous regarde de très près, mais ne vous est pas, en termes de bilan, imputable. C'est le débat sur la para-hôtellerie, le paratourisme. J'y reviens. Vous nous proposez, par un dispositif, un guide d'aide plus adapté, de continuer à professionnaliser l'offre, dont acte. Mais dans notre région, on parle en période de pointe d'un lit ou deux sur 10. Parce que les 8 ou 9 autres, ils sont commercialisés en dehors du secteur marchand. Alors, on a répondu au plan communal par la majoration de la THRS, mais on ponctionne, entre guillemets, ou on prélève, sans agir à la racine du mal. Et outre les problématiques, je dirais, traditionnellement investies, quand on parle de résidence secondaire, on en parle traditionnellement sous 2 plans. Un, le déséquilibre par rapport aux résidences principales, et 2, la consommation foncière par rapport au PLU, au PADUC, au CTPNAF, etc. Mais on en parle trop rarement sous l'angle de la mise en concurrence. Comment voulez-vous que nos acteurs du tourisme, qui dans bien des cas sont propriétaires d'affaires qui ont des décennies, résistent quand des maisons de 2, 3, 4 millions d'euros sont louées en période de pointe à des prix X, avec un degré de prestation un peu flottant? Il y a une mise en concurrence qui est frontale. Et pendant que nous, on travaille sur, dans notre région, ce que l'on peut faire à l'endroit des professionnels insulaires qui jouent le jeu, on a cette déferlante contre laquelle on ne s'est pas préparé au fil des années et même des décennies passées, mais qui aujourd'hui pose une difficulté. Et s'il fallait,
en ce mois de mai, vous le savez, hein, qui est très contrasté. J'ai de meilleurs espoirs, entre guillemets, sur la suite de la saison. Mais mai est contrasté. Pour nous, localement, c'est quoi les raisons? S'il fallait, à la hussarde, en donner quelques-unes. 1. Le prix du billet. Alors, on nous répond, oui, mais on remplit quand même. Certes. Mais, je veux le dire tranquillement, et j'ai regardé le sujet, croyez-moi, et sans prétention aucune. Corrélé économiquement, le prix du billet à une modalité de sélection de la clientèle n'est pas un jugement fondé. Les gens qui ont des moyens ne souhaitent pas payer hors marché le prix d'un billet les conduisant en espèces à filles garées. Alors on nous dit, mais vous voyez bien les moyens dont ils disposent, etc. Certes, mais c'est comme si l'on disait à quelqu'un qui est millionnaire en euros que cette bouteille, parce qu'il a de l'argent, il doit ne plus la payer 1,50 €, mais 100. Même s'il a de l'argent, il ne la paiera pas 100. Et il aura raison. Donc le problème, c'est pas de sélectionner la clientèle, ça ne fonctionne pas. C'est d'aboutir à des prix qui soient cohérents par rapport au marché. 2, le paratourisme. Alors là, on est dans le guide des aides, on n'est pas dans un débat d'orientation sur le tourisme corse. Mais pourquoi je dis ça, Madame la Présidente? Parce que je veux contextualiser et vous dire que si on est disposé à vous accompagner, sous réserve peut-être de quelques ajustements, on veut aussi, au titre des mesures nouvelles, pas aujourd'hui, mais bientôt, qu'on intègre cette dimension-là, parce qu'elle est vraiment, vraiment problématique. 3 dernières idées. Sur le nautisme, la révision du PADUC, on l'intègre. Julien Paolini n'est pas là, mais je suis sûr qu'il saura qu'on en a parlé. Et on voit comment, effectivement, on peut mieux articuler les 2 process. 2, sur le cyclotourisme, idem. On a, nous, en Comcom, un schéma directeur des mobilités douces, un plan de déploiement des équipements et infrastructures dédiés. Je sais que ce n'est pas le cas de tous, malheureusement, et qu'on a un certain retard dans l'île en ce domaine. Le comble serait que l'on veuille promouvoir le cyclotourisme en des lieux ou des périodes où il n'est matériellement pas possible. À bicyclette, Président. Bon. Donc, il y a un petit sujet, mais on regardera. Troisièmement, et enfin, sur la modernisation des installations. Je sais que vous faites des choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'ai vu dans notre commune et dans notre territoire 5 ou 6 fois en 2-3 ans. Vous avez des hôtels, des campings qui ont pignon sur rue, je ne citerai pas de nom, qui sont connus depuis fort longtemps. Au moment où ceux-ci arrivent en fin d'exploitation, on va dire traditionnelle, où les enfants grandissent, on envisage la reprise, etc., le poids des contraintes est tel que souvent les gens vendent. Ils vendent. Donc il y a un sujet, comme pour l'ensemble de notre économie, sur la reprise-transmission. Vous savez, on le dit depuis des années, que sur un pas de temps, somme toute rapide, 5 à 10 ans, on a des milliers de TPE, et j'ai fini, Présidente, qui vont être appelés à changer de dirigeants, de gérants, voire de propriétaires. Ça s'applique avec des mesures particulières et aussi à l'écosystème touristique. Donc, peut-être là aussi réfléchir à une mesure particulière sur la reprise-transmission, même si je sais que c'est déjà le cas, plus adapté, plus aiguisé des établissements touristiques. Donc voilà, j'en ai terminé, mais vous dire sur le 1-2, 2-6, 2-7, le reste nous convenant globalement. Quelques éléments de précision
Sur le reste, quelques propositions complémentaires. Et enfin, dans l'attente d'une prise en compte aujourd'hui ou demain de ces propositions ou réflexions, que nous soutiendrons le rapport et qu'en espérant sur les quelques plans, y compris la question des tarifs, un élan partagé, que nous voterons pour. Merci. Merci. Qui souhaite intervenir? Pierre Chonga. Vi ringrazio. Madame Presidente, sono veramente felice di aver inteso che avete fatto una scelta di fare promozione di un turismo a lungo andare, appuntato durante la promozione della lingua corsa e della nostra cultura. Sono sorpreso che parecchi cabinati nazionalisti non abbiano mica parlato. Jean-Christophe, per esempio, non ha mica parlato di questo fatto, che per me è veramente un fatto maggiore. Sono convinto che il turismo non può essere solo portato da una bellezza del nostro ambiente. Parecchi paesi hanno una bellezza come la nostra, sono forse meno cari e ce n'abbiamo niente, ma non hanno forse mica la nostra ricchezza culturale e linguistica. E è un punto importantissimo. Dunque, spero che questa scelta farà nascere una nuova frequentazione turistica con forse meno gente in Balagna, in Porto Vecchio e un po' di più o assai di più in centro Corsica. Vi ringrazio. Ringraziabi. Qual è chi vuole parlare? Josefa. Alors, quelques éléments qui relèvent ça. E udrei udino. Allora spiccia devi per piacere. Lasciate parlare a vostra collega. Vi ringrazio. quelques éléments qui tiennent à la structure, je dirais en tout cas qui sous-tendent structurellement ce rapport et qui, à mon sens, le faussent. Même s'il s'agit d'une évolution du guide des aides, j'avais déjà, à l'époque de la présentation du guide des aides, alerté sur 2 ou 3 points sur lesquels je vais revenir aujourd'hui. Les éléments structurels, je veux parler d'abord des données qui sous-tendent ce rapport. En effet, on continue d'asséner les chiffres de l'INSEE, 39% du PIB pour le tourisme, un certain nombre d'éléments. On sait que les éléments sont faussés et on sait aussi que l'analyse des données est faussée. Non seulement les données, mais leur analyse. Et ça pourrait être transposable, vous me direz, dans beaucoup de secteurs. C'est pourquoi il nous faut vraiment, mais c'est un autre débat, mais je souhaitais également revenir sur le fait qu'il nous faut vraiment nous doter d'outils d'analyse. Je sais que je ne serai pas contredit par la présidente de l'Assemblée de Corse sur ce point, d'outils d'analyse et de prospective et de données efficaces et efficients. Ça, c'est un point. Et ensuite, deuxième élément structurel, vous avez dit, Madame la Présidente, dans votre introduction, qu'un guide évolue en fonction du besoin. Oui, c'est le rôle d'un guide, effectivement, ce n'est pas la Bible, et il doit s'adapter, évoluer en fonction des évaluations, des remontées d'acteurs, etc. Mais pour ça, il doit être encadré, parce que sinon on évolue en fonction de tous les besoins et de n'importe quel besoin. Pour ça, il doit être encadré par une route stratégique claire, ce que je vous avais déjà demandé en 2022, parce que vous dites poursuivre les feuilles de route précédentes. Moi, je vois quand même quelques virages qui sont pris ça et là, et quelques ajustements au coup par coup qui rendent un peu moins lisible, je l'avoue, la stratégie de la collectivité en matière touristique. En tout cas, pour ma part. Donc, quelques points pour illustrer mes propos un peu plus clairement. Quelques points. D'abord, sur la question du statut social des personnels du tourisme, vous en avez parlé, vous en parlez par l'entrée CDI, CDD. En effet, ça demande qu'un travail de fond, d'analyse sur les structures qui sont majoritairement des structures hôtelières familiales.
hôtelière, commerciale, etc., puisse être portée pour qu'on puisse voir clairement les différentes déclinaisons et la mise en œuvre effective de ces dispositifs. De la même façon, cela a été avancé. Nous sommes face à des structures familiales et patrimoniales majoritairement, TPE, PME, c'est le tissu, je dirais, de l'économie touristique corse telle que nous la connaissons. Vous aviez dit lors de la présentation en 2022 du guide qu'on était très loin d'un tourisme de masse tel qu'il pouvait être caractérisé et vous aviez choisi notamment pour le faire un critère, celui de la présence de grands groupes. L'absence, justement, de grands groupes qui caractérisait le fait que ce ne soit pas un tourisme de masse. Alors déjà, à l'époque, ce n'était pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, c'est faux. Il y a des grands groupes qui s'intéressent. Il y a des grands groupes qui s'intéressent également aux petites structures, aux grandes et aux petites. J'attire votre attention notamment sur la bascule de certains campings. Donc, une des caractérisations que vous aviez avancées, elle est peut-être très sérieusement à revoir, et elle n'est pas la seule. Ce qu'il s'agit du respect aussi, que vous évoquez, des équilibres sociétaux, et environnementaux et économiques, justement pour s'inscrire à l'encontre totalement d'un tourisme de masse et hyper saisonnalisé, cela doit mieux se lire dans l'ensemble des éléments d'ajustement que vous proposez. Là aussi, ça reste un peu flou et un peu dilué. Cela doit notamment apparaître plus clairement dans les critères d'éligibilité des aides. Ça n'apparaît, à mon sens, que très partiellement. Autre exemple pour le caractériser, la question du soutien aux événements. Moi, plus que leur récurrence, c'est leur nature qu'il faut caractériser. Quelle nature du soutien de l'événementiel? De quelle nature? Sur quelle thématique? Qu'est-ce qu'on décide de favoriser? Beaucoup plus que leur récurrence pour caractériser les dispositifs d'aide. Sur les questions de la grande plaisance et du nautisme et les questions de transition écologique qui sont avancées, notamment protection des fonds marins, mais pas seulement, effectivement, il faudra que ce soit mis en cohérence avec le PADUC et le schéma de mise en valeur de la mer. Mais il ne faut pas anticiper déjà sur ce qu'ensuite on devra adapter dans le SMVM. N'anticipons pas le raisonnement. On doit tenir là aussi, on doit avoir des choix stratégiques clairs et on doit décliner les aides après. Parce que sinon, on va nous dire qu'il faut là aussi organiser en fonction de ce qui se sera organisé avant la mise en cohérence avec le PADUC. N'inversons pas les stratégies, n'inversons pas les logiques. Sur la question du cyclotourisme, je vais vite. Effectivement, il faut que les infrastructures suivent. Tout à fait favorable à cette mesure, mais il y a des endroits où c'est très périlleux de passer en vélo. Très, très périlleux, voire impossible. Donc, il faudra que les choses suivent. En un mot, il faut caractériser ce qu'est le tourisme durable, parce que c'est bien beau de le mettre à toutes les sauces. Mais qu'est-ce que le tourisme durable pour la Corse? Aiutagon Pierre dicendo, Pierre Giong si inchiedava che i nazionalisti non avessero parlato, non avevo anche parlato. Voilà. E l'altro, bon, se ne sono scordati, ma penseranno come me. Il turismo a lungo andare deve essere fondato non alla lingua, all'ambito, al patrimonio, come elementi strutturanti. Fate caso, non è mica la stessa logica che la politica turistica avesse come solo argomento di comunicazione, di esferente, di contare, metterli come elementi strutturanti, ambiente, patrimonio, lingua, cultura, mica come solo elementi di comunicazione che possono essere scritti negli aiuti. Mettete tre parole in lingua corsa, non vuole mica fare una politica linguistica. Abbiamo salameria e caso abbombato, non è mica fare una politica di diversi di sapere fare e dei nostri prodotti. Allora, elementi strutturanti, mica solo elementi di comunicazione per una vera strategia di turismo a lungo andare.
Ringraziabi. Louis, Pozzo di Borgo. Merci, Madame la Présidente. Alors, il n'était pas prévu que j'intervienne, puisque les impossibilités des uns des autres par rapport à leur participation au CA font que. Pour autant, pour poser le cadre, les débats qui ont lieu en ce moment démontrent une chose évidente. En un mot, la transversalité. On voit bien que ce rapport, qui est une adaptation du règlement des aides, appelle à des réflexions bien plus poussées, qui vont vers l'économie, vers les mobilités, vers les transports. Et là, on se rend bien compte que ce tourisme, que l'on soit nationaliste ou pas, eh bien aujourd'hui, il se pose en pilier de l'économie corse. Un pilier parfois voulu, parfois subi, mais qui est aujourd'hui un pilier de notre économie. Là-dessus, eh bien, les interventions de mes collègues démontrent aussi qu'on a des visions qui peuvent différer, parfois profondément, parfois qui peuvent se rejoindre. Et selon les sensibilités, qu'elles soient politiques, mais aussi territoriales, puisque l'on soit du sud, de Balagne, d'Ajaccio, du nord, de Lille, ou bien sûr du rural, eh bien, la perception de la politique touristique et du tourisme peut varier assez sensiblement. Je dis ça à dessein puisque ce plan, aujourd'hui cette datation du plan, nous savions qu'elle ne satisferait pas l'ensemble des acteurs du tourisme, ne satisferait pas l'ensemble des groupes, mais elle vient en tout cas ajuster ce qui vous semblait, ce qui nous semblait devoir être ajusté parce qu'avec l'expérience, ce retour d'expérience sur 3 ans, il était évident que nous devions bouger un petit peu les curseurs. En tout cas, il trace un chemin, il affirme une vision, partagée ou pas, mais c'est le rôle aussi de notre majorité d'avoir une vision politique. Elle est affirmée dans ce document. Et nous passons aussi, j'ai envie de vous dire, ou tout le moins nous affirmons, nous avons été longtemps sur ce que nous ne voulions pas. Nous sommes aujourd'hui sans doute ce que nous souhaitons ou nous souhaiterions. C'est difficile à mettre en œuvre de par la politique touristique, et nous sommes aussi dans ce schéma-là. Ce document qui est un document stratégique de par ses adaptations, mais surtout financier. Alors on l'a dit, et ça sera le premier point important de mon propos, on parle de points financiers. Effectivement, nous connaissons les contraintes de la collectivité. Pour autant, il vaut mieux avoir des crédits limités mais bien utilisés que parfois les vannes ouvertes sans retomber. Pourquoi je parle d'un point financier? Parce que il ne faudrait pas, et je reviens à la genèse de mon propos, penser que l'ATC, l'Agence du tourisme de la Corse, est aujourd'hui le seul acteur du tourisme. Certes, vous impulsez une politique, mais nous devons aussi nous poser la question, quelles sont les politiques touristiques mises en œuvre par les acteurs de terrain? Quand je dis les acteurs de terrain, les premiers, ce sont les EPCI, à qui profitent aussi les retombées financières du tourisme. Ce sont aussi les communes à qui profitent les retombées financières du tourisme. Est-ce qu'il y a cette interconnexion indispensable entre l'Agence du tourisme, donc la collectivité de Corse, les EPCI et les communes, puisqu'on ne peut pas demander à l'ATC et seulement à l'ATC de porter l'effort financier sur la politique touristique. Je pense que là-dessus, il y a un premier point qui est un véritable débat. Quelles sont aujourd'hui les politiques mises en œuvre dans les différents territoires? Qu'ils soient très touristiques comme le Sud, qu'ils le soient un petit peu moins comme la région bastiaise, qu'ils soient touristiques comme la Balagne, ou en passe, et nous l'espérons, de proposer un autre tourisme aussi comme le rural. Là-dessus, je pense qu'il y a un sujet. En tout cas, il est décliné aussi dans ce plan par les nouvelles mesures. Et oui, il y a un aspect territorial qu'il va falloir absolument maîtriser et dans un avenir très proche, mettre à discussion. Ensuite, là-dessus, bien entendu, il y a aussi les nouvelles habitudes de fréquentation, puisqu'on est passé d'un tourisme souvent ressenti comme un tourisme de masse, parce que le ressenti est important aussi. Entre le ressenti et la perception que peuvent en avoir les acteurs et le ressenti et la perception que peuvent en avoir les Corses, souvent c'est diamétralement opposé. Il y a ceux qui le subissent et ceux qui en profitent aussi du tourisme. Là aussi, et je pense que les positionnements des uns et des autres, sociopros, parfois représentants politiques, doivent être mesurés. Il y a ce qu'on peut afficher, et dans un contexte économique global très complexe, attention de ne pas cliver, de ne pas avoir d'un côté ceux qui profiteraient du tourisme et de l'autre ceux qui le subissent. Parce que là aussi, ça ne va pas nous aider en termes de société. Là-dessus, idem, je pense que nous devons collectivement nous poser. J'ai vu des rassemblements dans le Sud, je n'ai pas à les juger parce qu'il y a des ressentis. Alors après, ce qui est ressenti à l'endroit ne l'est pas forcément de la même manière dans un autre. Là aussi, attention, point de vigilance.
Il y a aussi cet allongement de la saison qui aujourd'hui est évident. Et certains, alors je ne suis pas très âgé, mais j'ai l'impression, alors je ne vais pas me faire que des amis, mais je vais le dire quand même, moi ça fait 48 ans que j'entends les mêmes personnes nous dire que la saison est catastrophique. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une impression, mais ça fait de nombreuses années que j'entends dire que la saison est catastrophique, quoi qu'il arrive. Mon propos n'est bien entendu pas à l'encontre de Paul Félix, hein, ce n'était pas le sujet, je suis plutôt sur les acteurs. La saison est catastrophique, ou s'annonce catastrophique. Quelques chiffres, puisque dans la transversalité qui a été au cœur de nos débats, on a parlé économie, on a parlé des aides, on a parlé de transport. Y a-t-il un sujet sur le coût des transports? Oui. Oui. Aujourd'hui, l'offre de sièges, je ne parlais que de l'aéroportuaire, mais je viendrai tout à l'heure sur le portuaire, et le maritime, pardon. Sur l'aéroportuaire, l'offre de sièges pour 2025, elle se situe à un niveau historique. 4 316 482 sièges proposés pour la destination Corse. C'était 4 122 735 sièges proposés l'an dernier, soit plus 193 000 sièges, plus 4,7%. Alors, quand l'offre augmente dans ces proportions-là, forcément, nous sommes attractifs. Forcément. Y a-t-il un problème de prix? Sans doute. Si on décortique l'offre de sièges, 1 886 000 sièges sont mis à disposition par Air Corse, 2 429 000 par d'autres compagnies. Et la liste n'est pas exhaustive, mais quand même, quand on parle d'attractivité, quelques compagnies qui aujourd'hui officient sur la Corse, Volotea, EasyJet, Transavia, Eurowings, Lufthansa, Luxair, British Airways, Transavia, Norwegian, Avantair, et j'en passe et des meilleurs. Là aussi, ça démontre quand même une certaine attractivité. Quand on parle de mauvaise saison, je viens encore sur les transports. Nous sommes sur 2025, au 30 avril, 1 314 726 passagers port et aéroport, plus 3% par rapport à 2024 et plus 4% par rapport à 2019, qui est considéré comme une année référence. Alors là aussi, il y a le ressenti et la réalité. Il y a le ressenti et la réalité. Et pour reprendre les mots de Jean-Christophe, vous avez raison Jean-Christophe, il y a sans doute un niveau de prix trop élevé pour ce qui est proposé aux personnes, qu'elles soient fortunées ou pas. Le billet d'avion parfois est trop cher. Et vous brandissiez tout à l'heure une bouteille d'eau, et la bouteille d'eau aussi a un prix. Et la destination Corse pose sans doute problème par un niveau de prix des transports, mais peut-être pose-t-elle aussi problème par un niveau de prix de tout le reste. Et aujourd'hui, centrer le débat sur une problématique uniquement des transports, je pense que c'est fausser le débat. Collectivement, on doit se dire les choses. Est-ce que les transports sont le seul problème aujourd'hui de la destination Corse? Non. Le problème est bien plus global que ça. Là aussi, comment apporter des solutions à l'identification de cette problématique? Eh bien, je pense que l'ATC doit se poser, évidemment, en chef d'orchestre, mais nous avons un rôle, en tant que président de PCI, en tant que maire, en tant qu'acteur de terrain, pour aujourd'hui revenir à quelque chose de plus raisonnable. Ensuite, dans ce règlement d'aide, bien sûr, et c'est encore là un sujet de transversalité, vous proposez une destination qui deviendrait une destination de cyclotourisme. Oui, nous avons une responsabilité à l'Assemblée de Corse, mais nous l'avons dit, il y a des plans mobilité sur nos territoires, il y a des financements à aller chercher hors collectivité, les voies douces, les voies cyclables, il y a des financements aujourd'hui au niveau du FEDER, au niveau de l'État, qui permettent aussi aux acteurs de terrain, aux communes et aux intercos, de proposer un schéma cyclable sur le territoire. On ne peut pas tout attendre de la collectivité de Corse, de l'ATC ou de l'Office des transports. Alors, on ne va pas aujourd'hui ouvrir une multitude de débats, mais je pense qu'il faut être raisonnable. Nous sommes face à une société qui subit aujourd'hui de plein fouet la crise économique, et nous sommes à l'aube d'une saison qui sera bonne. Quand vous discutez avec certains opérateurs maritimes, ils vous le disent, septembre. Alors, soit les cabines sont fermées et vides, soit elles sont bien occupées pour les transports. Je penche plutôt pour la seconde option. Donc là-dessus, on ne va pas se satisfaire de cette situation. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problématique, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien à faire, mais attention, mesurons nos propos. Ce guide des aides n'est que l'évolution du guide voté initialement. Il ne doit pas servir de prétexte pour ouvrir d'autres débats. Ces débats-là, nous les connaissons. Ce sont des débats, malheureusement, que l'on vit année après année. Nous n'avons sans doute pas apporté les bonnes solutions ou l'ensemble des solutions.
Mais ne nous contentons pas de penser que le transport est la seule problématique du tourisme. Il y a bien d'autres problématiques, sans doute plus profondes, qui sont ancrées dans nos territoires, que nous devons faire changer. Ne nous satisfaisons pas simplement du fait de dire que l'ATC doit régler tous les problèmes. L'ATC est un acteur majeur du tourisme, mais sur les territoires, il y a des acteurs qui sont bien plus enclins à régler certaines problématiques et à proposer des solutions novatrices. Alors, Madame la Présidente, en ce qui nous concerne, vous l'aurez compris, je ne vais pas redécliner les modifications, les changements de ce guide, simplement vous dire que nous le voterons, simplement dire aussi que les chiffres sont publics, que nous les tenons à disposition, et attention à ceux qui voudraient systématiquement dire que la saison va être mauvaise. Ce n'est pas le cas, ça ne serait pas le cas. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? On va regarder les temps de parole, hein, excusez-nous. Donc pour Ronsoff, c'était Georges Mel. C'est bon, encore 2 minutes et demie. 2-3 minutes. Non, et après, Romain Colonne. Merci, Madame la Présidente. Donc, juste pour répondre à lui, et sans polémiquer, sans constructif. On a un gros problème depuis des années, c'est que au fil des indicateurs de la saison, c'est-à-dire entre les indicateurs qu'on peut avoir en avant-saison jusqu'aux indicateurs qu'on a en toute fin de saison, ça varie du bon au moins bon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de vision globale, premièrement, et que on confond un bilan qu'il peut y avoir sur les flux, un bilan qu'il peut y avoir sur l'activité en termes de fréquentation, y compris des structures hôtelières et des restaurants. Et on oublie bien souvent l'indicateur le plus important, c'est l'indicateur final qui vient en général, soit de la Banque de France, soit du tribunal de commerce. Et non mais, malheureusement, quand on fait un bilan, on doit le faire à la fin, d'abord. Et c'est vrai que le seul, malheureusement, bilan qui compte, c'est quand même celui de la Banque de France ou celui de la Chambre de commerce. Parce que quand on voit qu'à la fin de saison, on a beaucoup d'entreprises qui, malheureusement, dans le secteur touristique aussi, sont en difficulté. Donc, c'est pour ça que je pense, alors je reviens à une proposition que j'avais faite, il faut un vrai observatoire des transports et de l'activité économique touristique. Alors, sur les transports, je ne vais pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui se passe, par exemple? On a un flux une augmentation démographique de 3000 personnes par an, potentiellement. Ce sont des nouveaux arrivants qui sont eux-mêmes touristes de la Corse. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'installent, qui deviennent touristes, ceux qui n'existaient pas il y a quelques années. D'accord? Ce qui fait qu'on a une espèce de petite distorsion qui se crée entre l'analyse des flux et l'analyse des activités touristiques. Parce que ce sont des vrais touristes, eux aussi, qui viennent, mais par contre qui viennent localement sans avoir pris un transport. Le deuxième point qu'il faut aussi arriver à régler, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas, dans les flux touristiques, tels qu'ils sont comptés au niveau des chambres de commerce, sans critiquer personne, mélanger un trafic sortant d'un néo-arrivant, entre guillemets, qui part voir sa famille sur le continent, d'accord, ou d'un touriste qui rentre. Ça n'a rien à voir. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, je vais laisser peut-être la parole à Christelle, mais je pense qu'on peut être d'accord si on a un vrai outil de supervision. Merci. Bien. Alors, Christelle Combette demande la parole. Je crois qu'il vous reste 30 secondes, mais Christelle Combette ne peut pas intervenir. Ça a été dit tout à l'heure, elle s'est déportée. Micro, s'il vous plaît. Comme mon collègue Jean-Christophe Angelini aussi est intervenu, je pensais au moins dans les débats, après au niveau du vote non, mais au moins dans les débats pouvoir le faire. C'est vrai que je ne comptais pas intervenir au départ, mais je voulais juste répondre à M. Pozzo-di-Borg, enfin rebondir sur certains des propos de M. Pozzo-di-Borg. En fait, votre interco est destinataire des fonds de l'ATC. Eh bien, allora Vora. Sorry. Christelle, je vous en prie, donc une minute. Non, mais rapidement. Minute et ensuite vous... Rapidement, parce qu'effectivement, je ne devais pas intervenir. Je voulais juste rebondir sur les propos de notre collègue Louis Pozzo-di-Borg, qui dit que effectivement l'ATC n'est pas le seul acteur public touristique. Il y a évidemment les EPCI à travers leur opérateur de l'office, que sont les offices de tourisme et qui sont justement dans leur mission d'accueil et de conception de produits d'attractivité du territoire dans leur territoire de compétences. L'ATC, au contraire, et c'est justement l'objet de ce rapport, doit être dans une stratégie plus globale de promotion et d'accompagnement de ces opérateurs,
Alors moi, juste, puisque je prends la parole, je regrette quand même que dans ce guide des aides, on n'aille pas assez loin, mais je me pose une question. Est-ce que vraiment vous le pouvez lorsque l'on vous accorde seulement 1,2% du budget global de la collectivité? J'en ai souvent parlé avec l'ancienne présidente de l'ATC. Alors moi, j'aurais juste une question qui serait, au-delà de connaître votre stratégie, c'est surtout de connaître votre volonté de la place du tourisme en Corse. Je vous remercie. Bon, mais vous m'avez demandé la parole, je vous l'ai accordée à titre exceptionnel parce qu'il y a une erreur par ailleurs, mais par contre, vous ne posez pas de questions. Jean-Martin, votre temps est écoulé. Oui, mais donc une minute. Non pas une minute, c'est bon, allez-y. Un temps en tant que cyclotouriste, parce que j'entends des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Un cyclotouriste, ce n'est pas quelqu'un qui vient faire du vélo pour se rendre, mon cher Pozzo di Borgo, de Furiani au centre-ville. Ce n'est pas l'affaire des pistes cyclables en centre-ville, c'est un autre public. Donc c'est un public, et c'est pour ça que le GT20 a été conçu. Je le dis parce qu'on a prétendument oublié des territoires. Et souvent, les territoires oubliés, la plaine orientale, ce n'est pas une plaine pour cyclotouristes, ce n'est pas une destination de cyclotouristes, parce que c'est une ligne droite. Ce n'est pas à Dessin qu'on a évité Porto Vecchio et Ajaccio, par exemple. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Madame la Présidente, je crois qu'on a fait une erreur qu'il s'agit de ne pas reproduire entre la randonnée et le cyclisme. En gros, le GR20 cannibalise toute l'offre, ou pratiquement toute l'offre de la randonnée. Attention à ne pas reproduire les mêmes schémas, ce fait qu'on a reproduit, qu'on a édifié un certain nombre de parcours, notamment les Maramars, qui sont de merveilleux parcours, qui sont complètement délaissés en termes de communication. Je pense que la GT20 est une vitrine, mais qu'il s'agit de promouvoir d'autres destinations cyclotouristes. Donc, il y aura puis une intervention de Romain Colonne et de Nadine Nivalgione. Et après, j'interviendrai. Merci. Grazie signore Presidente. Un posso mica lasciare il nostro amico Pier Gionga pensa che anche Borsa era una magagna, ma che non siamo mica sensibili a ciò che si passa in giro a lingua corsa, dunque Buria comunque di due parole a suo livello qui. Già è importante che noi ci appuntiamo a buttare di petta lingua corsa, una d'amica rivoluzionare tutto il nostro rapporto alla lingua corsa, di sicuro non è mica che, ma quantunque di precisare che qui c'è una forma si ripensa al rapporto economico alla lingua e troppo spesso l'abbiamo lasciato da canto sul rapporto economico alla lingua, ne parlavamo l'altra volta con la Presidente, ne parlavamo non su con i traduttori che noi salutiamo chi sono qua su, diciamo che è importante che la lingua corsa, più che importante che è fondio che la lingua corsa possa avere sul rapporto economico parla bene, perché non è mica solo un rapporto culturale, identitario, eccetera, eccetera. È importante, ma la nostra economia deve essere puntillata, arrivata, non la fare di lingua, George, a so che tu sei premuroso di su punto. La fare di a lingua deve accompagnare a tutti i patti l'economia e questo è un punto fondamentale. Saremmo a fianco a voi perché, sento le rimarche che ci sono state, non si tratteria mica di lasciare o di abbandonare la lingua, la sua parte simbolica, di veramente tutta l'alterità e tutta l'esperienza turistica che deve essere puntillata con la lingua. Più un esempio, il prodotto, non mi piace mica la parola prodotto, ma l'impiega radio, il prodotto culturale che si è esportato più a un mondo, uno di più a un mondo a livello di corsica, di quello di Uganto e di musica, e che dia caratteristica di Uganto, corso e firmato in lingua corsa. Dunque si vede che a parte della lingua si può fare esperienza di l'alterità in mondo tremendo. Compio, non te parole di Gianteramo Rocchi. 1981, Gianteramo Rocchi scrive e ripiatto da Villetta, Mattia ne aveva un'altra,
di zeppa, di gesti, di parole, di grotte, eccetera, eccetera. Ma abbiamo un'altra bolleria che a Gorsiga non è mica fatta sola di renna, non è mica fatta sola di natura, ma a Gorsiga è fatta dopo puro corso, è fatta di asoiente, è fatta di tutto ciò che il popolo corso di corsa hanno prodotto nella storia e che è importante a mantenere e a promuovere, è la nostra più grande ricchezza. Nadine Univagioni. Ringraziabi per incalcar torna nanta lingua e o giocouli che dà attraverso la guida da aiuti una complementarità in cui l'offerta di informazione allora l'offerta di informazione turistica, alberghiera, di ristorazione va piuttosto in direzione degli impiegati e questi portate a lingua gorsa ne mane no progetto di strutture, dunque di gabi di impresa. Dunque, secondo me, c'è una complementarità, c'è un'andatura interessante che sino si pensava poco, in tutti i casi non faceva mica parte di una politica, ma di un atto individuale. Invece qui fa dentro la lingua gorsa una politica e sono da consente in ciò che l'ha detto il nostro collega Romano Golona, di che c'è la piazza lingua come un prodotto e una mica vergogna parlare di prodotto economico. Parliamo di bandera, sappiamo ogni volta che le stampate a bandera gorsa, il brutto si vende meglio perché chi c'è un'identità, perché chi c'è e così di gli stesso. Oggi il turista non è più, sappiamo, c'è un turista che riflette, che vuole scoprire un paese diverso, è interessato dalla lingua, è interessato da un canto, li piace quando una persona è ricevuta, quando la giunge a persona, quando la giunge in un albergo, in una struttura qualunque, li piace, di sente, parla in corso, di sapere a un minimo da informazione nell'ambito, a ciò che si passa in giro nel luogo dove è, e tutto questo lo si può anche i nomi i luoghi in lingua gorsa, è un passo in avanti, perché chi si nawa invece di perché chi leggono parecchie urte farinole, quando giungono faringole per esempio, sanno che in sottello qui, in questa struttura qui, si sente una maniera più giusta di dire un nome in corso e di una maniera in noi di sensibilizzare i gente che vengono in noi, che scoprono una regione e di sapere che c'è una lingua e questa lingua è un prodotto economico e di commerciale. Non mi vergogno mica di dire che la lingua in noi può essere un prodotto commerciale. Vi ringrazio per questa maniera di introdurre la lingua attraverso un progetto di una struttura. Vi ringrazio. Bien, merci. Donc, on demandera il faudra faire un point. Avant que je ne repasse la parole à Madame la conseillère exécutive et présidente de l'ATC, il y a plusieurs personnes qui devront quitter l'hémicycle au moment des votes, et notamment les présidents d'intercommunalité qui sont, eux, les gestionnaires. Eh oui, bien sûr. Qui sont les autorités, qui sont les autorités de tourisme, puisque les offices du tourisme sont intercommunaux désormais, à une exception près. Et donc, voilà. Bien, donc il faudra faire un point. Merci aux assistants aussi qui nous aident beaucoup et au secrétariat général de faire un point là-dessus. Alors, je voudrais intervenir, s'il vous plaît, sur plusieurs points, mais très rapidement. Bon, d'abord, je pense que tout le monde a besoin d'un petit cours sur les statistiques. Je ne vais pas le faire maintenant, bien évidemment. Et quand on cite des chiffres, s'il vous plaît, moi j'ai écouté tout le monde, merci. Donc, lorsqu'on fait un point statistique, je veux dire, il faut lire les chiffres jusqu'au bout, il faut regarder les méthodologies, etc. Il n'y a pas 39% du PIB
et en Kassai qui est consacré au tourisme. C'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a une dépense de 3,4 milliards, 3,9 milliards, ça dépend des années, une consommation touristique. Et le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, ce n'est pas la somme des consommations, c'est la somme des valeurs ajoutées. Pour ceux qui êtes dans l'entreprise, qui ne font pas forcément de macro, c'est la différence entre, en gros, le chiffre d'affaires et les bénéfices. La valeur qui est créée, la valeur nette. Donc, le chiffre en contribution, en valeur ajoutée, puisque le PIB est la somme des valeurs ajoutées, la contribution, elle est plus basse. Elle doit être effectivement... Elle doit être autour de 25% du PIB, ce qui est déjà énorme. Si on compare les destinations touristiques, on va vous dire qu'on est hyper spécialisé en tourisme. C'est déjà beaucoup. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a, au-delà de la réalité et des ressentis, qu'il y a des formes de malaise qui apparaissent, que ça coince. Parce qu'on a tous nos œufs, en gros, tous nos œufs dans le même panier. Et que lorsque vous avez un Covid... qu'il n'y a plus de touristes qui arrivent, on a du coup un effet dépressif sur l'ensemble de l'économie, parce qu'on a nos œufs dans le même panier. La réalité, c'est celle-là. Donc on pourra en discuter de manière plus avancée, mais je veux défendre les services de l'ATC et la présidente, parce que là-dessus, il y a un travail énorme, on réclame des observatoires, il y a un travail énorme qui est fait depuis maintenant une dizaine d'années sur ces sujets-là. Et je vous informe, allez en ligne sur le site de l'ATC, récupérez les chiffres de l'Observatoire et je vous informe que l'INSEE a modifié aussi ses interrogations, ses problématiques et ses méthodologies pour répondre à notre demande. Ça, c'est le premier point. Donc, attention sur les diagnostics. Après, je sais très bien que politiquement, chacun fait dire aux chiffres ce dont il a envie. Ça, c'est la première chose. La deuxième, sur notre positionnement maintenant stratégique. Chacun de là où il parle, évidemment, va dire non, on veut une position plutôt libérale ou une position interventionniste. Ce que je comprends moins, c'est que les libéraux veulent beaucoup d'argent pour le public, pour le tourisme, et que ceux qui sont très interventionnistes disent on laisse faire le marché. Là, à un moment donné, moi je suis d'accord, il va falloir faire un choix. Il va falloir arrêter d'être schizophrène et de tout mélanger. Soit on laisse faire, et c'est le marché qui fait. Et je vais vous le dire, je vous le dis en tant qu'ancienne présidente de l'ATC, je vous le dis en tant que scientifique, ayant publié plusieurs choses sur le tourisme, ayant travaillé avec une équipe pendant des années sur cette question-là, même si on n'investit rien, même si on ne fait rien, et je vois qu'il y en a qui acquiescent, il y a du monde qui arrive, parce que nous avons des atouts, nous sommes très bien positionnés, et ce n'est pas un appel à la suppression de l'ATC, pas du tout, parce que je vais vous dire pourquoi. Donc, si on ne fait rien, le marché, on laisse faire, on va voir ce qui va se passer, mais il y a du monde qui arrive. Il n'y a aucun problème. Il y a du monde qui va arriver, comme on faisait dans les années 60, il n'y avait pas d'ATC, dans les années 70, il y a du monde qui va arriver. Sauf qu'on va avoir des effets pervers sur le plan environnemental, sur le plan sociétal, non-acceptabilité, comme le disait Louis, d'accord, et puis économique, parce que le tourisme génère aussi, malheureusement, ses propres contradictions. Et que le tourisme de masse, comme on l'a vu dans les premières phases du développement du tourisme, ça a généré des effets pervers, de l'hyperconcentration saisonnière, de l'hyperconcentration spatiale, etc., etc. Et qu'à un moment donné, et on le voit là dans une phase beaucoup plus élaborée, parce que les comportements ont changé, parce qu'il y a Internet et qu'on peut faire du commerce en ligne, et du consommateur à consommateur, d'accord? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez les hôteliers qui sont, certains, en difficulté parce qu'il y a trop d'offres. Il y a 35 000 offres locatives ou 37 000 offres locatives. Il y a plus de lits dans le... Je dirais, c'est pas du non marchand parce que c'est du marchand. Il y a plus de lits aujourd'hui dans le domaine du tourisme et du locatif privé que dans l'hôtellerie, les campings conventionnels, je dirais, dans l'offre classique. Donc, ça a encore basculé, ça. Donc, il faut que nous, on arrête d'avoir, d'une part, des idées préconçues sur un tourisme qui n'est plus, et qu'on regarde la réalité. Après, chacun prend son positionnement, mais là encore, le positionnement qu'il doit avoir. Mais là encore, je veux dire, il faut être clair. Soit on est libéral, pas d'intervention, soit on est interventionniste. Moi, je suis plutôt pour qu'il y ait quand même une intervention, parce qu'il y a trop d'effets pervers du marché. Ça, c'est clair, et c'est prouvé partout. Aujourd'hui, les Baléares
qui ont été hyper libérales en matière de tourisme, détruisent des hôtels depuis 10 ans. Détruisent des hôtels. Donc on est en train de revenir en arrière. Sur le tourisme durable, pour le dire à Josepha, et elle était au conseil exécutif lorsqu'on a fait la première feuille de route du tourisme, on était en avance à ce moment-là sur les autres régions, notamment françaises, avec en ligne de mire ce qui se fait notamment en Autriche, en Slovénie et au Costa Rica, puisque moi, mon modèle, c'est le Costa Rica. Hein, voilà, je le dis, comme ça tout le monde le sait. Et je sais que la présidente de l'ATC défend cela. Donc, on ne va pas, à chaque fois qu'on modifie un pourcentage dans le régime des aides, remettre en cause tous les fondements de la politique de tourisme. Et je sais que sur ces travées, tout le monde est pour un tourisme qui soit acceptable sur le plan social, soutenable sur un plan économique, parce que ça génère des effets pervers aussi sur le plan économique, et notamment ça déstabilise le marché du travail, il faut le savoir, et enfin sur le plan écologique, qui est notre priorité. Bien, je ne vais pas terminer sur la GT20 et répondre à Jean-Martin Mondologne. Moi, je suis très heureuse qu'Angèle Bastiani ait repris les propositions en matière de cyclotourisme. Je suis très fière de la création de la GT20 parce que c'est un produit qui marche énormément, qui en plus de la mobilité durable, qui met en valeur, oui, notre patrimoine. Et de partout où je vais, les gens sont très contents et ça va à l'intérieur. En plus, à l'intérieur de l'île, les gens sont très contents de ce qui a été fait en matière de GT20. Il faut bien évidemment qu'il y ait des variantes. Ça s'organise. Il faut qu'il y ait des produits complémentaires et aussi de l'interconnexion et de la mobilité mieux organisée avec peut-être d'autres transports. Mais je trouve que là-dessus, les choses ont été faites et bien faites par l'ATC. Et je voulais remercier Madame Bastiani pour le travail qu'elle continue de réaliser en la matière et surtout sur sa stratégie, parce que ça, et très franchement, ce n'est pas du tout moi qui l'ai fait, c'est la stratégie de diversification des clientèles qu'elle est en train de réussir, d'accord, depuis la crise post-Covid, avec des attaques sur des marchés qui permettent justement de faire venir des gens à d'autres moments que le mois de juillet et les mois d'août, là où tous les Français sont en vacances et tout le monde au d'aiguille. Voilà, et il faut diversifier géographiquement nos niches. Et c'est très bien que vous l'ayez fait. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente, de me redonner la parole. Et puis, merci aussi pour toutes ces précisions que vous avez pu apporter sur l'Observatoire de l'Agence du tourisme de la Corse et sur tous les services de l'ATC, puisqu'ils le méritent bien. Ils œuvrent tous les jours à ce que la destination Corse soit mise au plus haut niveau. Et évidemment, avec, je dirais, une politique qui est claire, qui a été posée, une stratégie, je pense, qui a été assez décriée pour qu'on continue ici à dire qu'il n'y a pas de stratégie politique publique de tourisme. Je ne peux pas le laisser dire ici dans cet hémicycle de cette façon. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est peut-être que je ne l'ai pas assez exprimé ou peut-être pas assez bien. En tout cas, nous, cette stratégie, la collectivité de Corse, elle la réaffirme. Surtout, elle réaffirme sa volonté d'orienter ce secteur central vers un modèle différent, un modèle à forte valeur ajoutée qui sera respectueux de notre île et de son peuple. Et en fait... aussi, la présidente vient de le dire, oui, il y avait une feuille de route. Oui, nous avons continué cette feuille de route, mais nous avons posé une stratégie claire, avec une perspective claire. Nous avons fait le choix de la singularité, nous avons fait le choix de la maîtrise, du sens et du refus que notre île devienne une destination consommable, une destination interchangeable qui soit soumise aux aléas de flux. Donc on a une stratégie claire, celle d'un tourisme durable, valorisant l'identité, réparti sur l'année et sur les territoires. Et nous mettons tout en œuvre pour réussir cela. En fait, on ne poursuit pas seulement une feuille de route, nous mettons juste en œuvre le PADUC, ce qui avait été écrit dans le PADUC. Donc, et merci aux services pour s'y appliquer chaque jour, que ce soit ceux de l'Agence du tourisme de la Corse ou ceux aussi de la collectivité de Corse et des autres agences et offices, puisque notre stratégie, elle est aussi basée sur le mode de la transversalité. On agit en constante collaboration avec les différents opérateurs de la collectivité de Corse, que ce soit
les directions, les agences et offices, mais aussi les autres organismes tels la Chambre de commerce et d'industrie, le Parc naturel régional, l'université, le Conservatoire du littoral, la Fédération des offices du tourisme, etc., etc. Vous avez vu dans le rapport qu'il y avait beaucoup de titres d'exemple concernant notre transversalité avec les agences et offices, l'OEC, beaucoup de projets en commun et de directions prises en commune, l'AUE avec la maîtrise de l'énergie, les parcs marins, et l'ATC, l'ODARC et la FRAC, on en a parlé tout à l'heure dans le rapport, le parc naturel, j'en ai parlé, la CCI, les chemins de fer de la Corse aussi, et Atout France, puisqu'on définit des pistes de développement touristique pour le train de Corse actuellement, ce sont des pistes à venir, une valorisation du patrimoine, puisque avec la direction du patrimoine, on travaille sur diverses thématiques. Je me tourne vers ma collègue Anne-Laure Santouchi, puisqu'on est en train de mettre en place des créations d'itinéraires culturels et patrimoniaux avec des mises en tourisme de certains sites. Et aussi, avec le CAUE, je regarde son président, avec le CAUE, puisque dans le domaine de l'architecture et de l'intégration aussi des réalisations, l'ATC demande est partenaire et le CAUE donne son avis qui est systématiquement intégré aux divers projets d'hébergement. Donc, pourquoi je vous parle de cette transversalité? Pour vous faire un petit rappel de ce qui avait été dit dans le PADUC, mais aussi pour préciser à Jean-Christophe Angeline, qui avait fait une intervention dans ce sens, c'est vrai qu'on peut et qu'on doit travailler tous ensemble, et on peut travailler aussi avec l'ADEC. Je pense à des mutualisations, en tout cas sur les aspects tels que les tissus d'entreprise qui relèvent de l'ADEC, mais qui contribuent aussi à l'offre touristique. Donc on travaillera, évidemment, on travaille en transversalité, c'est à prendre en compte. Ensuite, le débat il s'est élargi, évidemment, au-delà de ce qu'on pouvait débattre par rapport à cette évolution du guide des aides, non pas au guide des aides lui-même, puisqu'il a été déjà voté en 2022, mais je voulais aussi vous repréciser et vous réinviter, pour la plupart des représentants de groupe, à venir débattre, comme nous l'avons fait aujourd'hui, lors des commissions qui sont des commissions officielles mises en place par l'Agence du tourisme de la Corse, au-delà des conseils d'administration, qui sont la commission d'observation avec des représentants et des membres, avec des présidents et des membres qui ne sont pas la présidente de l'ATC, la commission d'observation, la commission développement et la commission promotion. Donc, on définit la politique dans ces trois domaines à tenir par l'Agence du tourisme de la Corse. Donc, tous les ans, voire 2 fois par an pour certaines commissions qui se réunissent. Donc, je vous réinvite à venir y participer, comme je vous invite, et plusieurs d'entre vous sont venus, à venir aux prochains ateliers qui ont été mis en place à la demande des réunions que nous avons organisées sous la présidence de notre présidente du conseil exécutif. Et avec les différentes agences et offices, c'était des réunions qui avaient été demandées par les professionnels du secteur touristique. Et suite à ces réunions, nous avons mis des ateliers avec des thématiques différentes en place. Un atelier qui était sur la formation et les écoles hôtelières. Et on est ravis qu'une action concrète est sortie de cet atelier, puisque nous avons l'école hôtelière qui ouvre très prochainement au Palais des Congrès. Donc c'était un travail fait avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse, et aussi en interrogeant bien évidemment même des acteurs de l'éducation nationale, puisque des formations existent, sont déjà existantes à l'éducation nationale. Donc un atelier qui a donc donné cette production concrète. Et ensuite aussi, puisqu'on en a parlé, il y avait aussi donc un atelier sur l'aérien évidemment et sur les transports, mais un atelier aussi sur les meublés de tourisme. Je vais juste faire une petite parenthèse sur ce sujet, puisqu'après je répondrai plutôt aux quelques questions sur le guide des aides. L'atelier sur les meublés de tourisme donc a produit en fait a permis de faire produire justement à l'Observatoire de l'Agence du tourisme de la Corse une belle étude qu'on a partagée lors des ateliers du 9 décembre 2024 que nous avons
ici même présenté. Donc un gros travail, même si ça ne faisait pas partie, et là je voudrais encore les féliciter, les agents de l'Agence du tourisme de la Corse, même si ça ne faisait pas partie vraiment des compétences que l'on pouvait avoir, mais une grosse étude est sortie de ce travail de constat sur le territoire des meublés de tourisme, mais non seulement sur la Corse en général, mais dans chaque, je dirais, territoire découpé dans le Paduc, et au-delà de ces territoires découpés dans le Paduc, dans chaque communauté de communes, et au-delà de chaque communauté de communes, dans chaque commune. Et c'est pour ça que nous avions permis à tous les maires de Corse de venir assister à cette restitution de l'étude ici même. Donc plusieurs communes ont été représentées. Je ne me souviens plus, Jean-Christophe Angeline ici Portovic, voilà, était présente. Et je sais que voilà, il y avait quelqu'un qui vous représentait. Donc plusieurs communes de Corse étaient représentées et ont pu donc avoir accès à toutes ces informations sur le constat du territoire, mais pas que. Il y avait aussi la loi qui venait de la loi Le Maire, qui avait été décortiquée pour que, et là, évidemment, c'était adressé aux élus locaux, donc pour que les maires puissent s'en imprégner de façon plus facile, plus pédagogique. Donc, à l'issue de cette première restitution et de cette première réunion, il y avait avec moi présent le président de l'agence de l'AUE, donc Julien Paolini. Nous avons décidé avec les personnes présentes de refaire une réunion après l'été dans le centre Corse, plus facile peut-être pour tout le monde. En tout cas, c'est ce qui nous a été demandé. Et on va donc retirer cette opération dès la rentrée pour que nous puissions ensuite présenter un rapport ici à l'Assemblée de Corse sur lequel nous aurons travaillé tous ensemble. Donc, le débat sur le, je vais essayer de répondre un petit peu de façon globale. D'ailleurs, d'abord, merci à tous pour vos interventions. J'espère que je ne vais pas oublier certaines choses. Qu'est-ce qu'on avait la présidente nous a donné des explications claires sur le calcul du PIB. Au-delà de ça, ce qu'il faut voir, c'est que le chiffre annoncé est bien plus élevé puisque par effet induit, on vient aussi augmenter ce chiffre. On en est tous conscients. Je pense qu'il n'y a pas de débat non plus là-dessus. Mais l'économie touristique, on le dira jamais assez, elle doit venir influer sur les autres économies locales. Et lorsque on dit le développement durable, tout à l'heure, je crois qu'on a parlé de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire le développement durable? Est-ce que nos aides sont vraiment orientées vers ça? Oui. Le développement durable, c'est l'identité et la répartition des flux qui participent à une acceptabilité du tourisme. Et prochainement, une étude va sortir sur l'acceptabilité du tourisme et vous allez voir que les chiffres vont en surprendre plus d'un puisqu'il n'y a pas de tourismophobie en Corse. Donc, un développement durable, ça veut dire en fait, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de durabilité s'il n'y a pas d'acceptation. Donc là, nous menons une stratégie qui s'inscrit totalement dans le développement durable avec des mesures, des mesures qui sont prises sur les projets structurants, sur la transition écologique du nautisme, sur le soutien à l'hébergement, sur le cyclotourisme et sur le soutien aux événements. Donc d'ailleurs, soutien aux événements, vous m'avez demandé des précisions. C'était sur quel type d'événement nous venons soutenir. Je pensais l'avoir assez spécifié, mais je vais revenir un petit peu dessus. Ce sont des activités de pleine nature qui vont être sans impact sur l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne vient pas subventionner des activités qui pourraient être prédatrices sur la faune, sur la flore, ou qui participeraient à une dégradation de notre nature. Donc ce sont toutes les activités sportives qui seront soutenues et qui ne sont pas motorisées. Ensuite, les événements culturels qui constituent un motif de séjour, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on fait quelques images qu'on participe à la promotion de la Corse, même si c'est vu de partout dans le monde. Soutenir un événement
culturelle qui constitue un motif de séjour. Ça veut dire qu'on va venir créer une envie de venir en Corse pour cet événement à ce moment-là. Et donc, souvent, il est intéressant, et on accompagne les associations dans ce sens, de travailler avec leur office du tourisme pour monter un produit packaging pour venir en Corse à ce moment-là, au moment de l'événement. Ça fait une belle entrée aussi sur le territoire et ça met en avant, et c'est le travail qu'on mène en transversalité avec l'ODARC pour venir appuyer l'économie de production qu'on pourrait trouver sur la route d'essence dans le territoire à Strade di Isens, et ainsi venir appuyer l'économie de production locale. Et ensuite, des événements, et ça découle de sens, pardon, puisque on va aussi venir appuyer des événements relatifs à la valorisation des productions identitaires. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je précisais, sous la labellisation de la FRAC, qui est la Fédération des foires rurales, agricoles et artisanales. Et c'est un label qui est original et qui vient bien cadrer les choses en termes de valorisation des productions identitaires. Donc, concernant le social, effectivement, on est venu soutenir l'embauche après 6 mois de CDI. On avait amené la précision de 6 mois. Vous m'avez demandé de vous apporter un petit peu de précision, Georges May, là, sur cette embauche-là. À ce jour, une vingtaine donc d'emplois CDIsés ont été soutenus. C'est une mesure que l'on soutient à hauteur de 15 000 € sur les 3 ans après la CDIsation de l'emploi, c'est-à-dire 5 000 € par an. Et à ce jour, une vingtaine, si on compte les jeunes diplômés et les cadres structurants, ont été soutenus. Concernant la ruralité, vous l'avez dit et vous le savez, combien on avance sur ces aides qui sont orientées pour aider les territoires et où le développement touristique se heurte souvent à des difficultés, évidemment. La ruralité, la montagne, l'éloignement des infrastructures et de dessertes font que certains territoires sont moins prisés que d'autres. C'est ce qu'on notait tout à l'heure dans les interventions. Mais on vient beaucoup aider les structures d'hébergement avec des subventions et surtout dans la cartographie du plan montagne du Paduc sur ces zones-là. On a des mesures qui sont destinées à soutenir les projets structurants qui sont utilisés par des opérateurs publics en zone rurale ou de montagne avec le parc naturel régional, les communautés des communes et les communes pour lesquelles on vient en appui pour réaliser des aménagements qui sont nécessaires à la gestion de la fréquentation touristique. Et l'ATC, je vous le disais tout à l'heure, a conventionné avec la FRAC pour que ce label vienne inciter une clientèle touristique à venir visiter les territoires ruraux et à contribuer au fonctionnement des circuits courts. L'identité et la culture, nous en avons parlé, puisque ça offre un motif de séjour pour les clientèles touristiques. Et aujourd'hui, on va y intégrer la langue corse, parce que oui, on peut parler de produits maintenant de la langue corse, comme le soulignait notre collègue, mais ce qui compte le plus, c'est cette meilleure répartition de la fréquentation dans le temps. C'est la politique que l'on veut mener, c'est notre stratégie, donc avec des mesures qui viennent soutenir aux activités de loisirs sur des offres hors saison, le cyclotourisme avec cette structuration d'une Corse destination vélo toute l'année. Et bien sûr, il faut des aménagements, sachant que les 2/3 du territoire sont des routes de montagne avec des villages qui sont traversés et où une fréquentation revient s'équilibrer. Donc, un cyclotourisme, bien sûr, il faudra faire des aménagements. C'est justement pour ça qu'aujourd'hui, on l'a inscrite, cette mesure, dans le guide des aides. Et puis, les événements soutenus par la FRAC, que l'on peut du coup soutenir même en été, puisque c'est une mise en valeur de l'identité de production locale et un tourisme d'affaires qui est un segment de désaisonnalisation en pleine croissance. Et on l'a vu avec les Events Days qui se sont déroulés dernièrement ici en Corse et qui ont rapporté un franc succès, surtout des contrats pour les professionnels qui
ont participé à ces workshops. Merci Président. Et merci Présidente, j'espère avoir répondu à peu près à tout. Ah oui, largement, merci. Président, vous voulez dire un mot? Le débat a été long, nourri, riche et je pense fructueux. Moi, je voudrais faire quelques observations parce qu'on est quand même à l'évidence sur un segment qui est stratégique pour notre économie. Donc, dire quelques mots. D'abord, au-delà de la discussion sur les chiffres qui sont peut-être à affiner, mais qui nous permettent quand même, au moins dans ce domaine, et d'ailleurs sans doute dans ce domaine beaucoup plus et mieux que dans beaucoup d'autres, d'avoir la conviction que le tourisme est un pilier de notre économie. Nous le savons, et pour répondre à Christelle Combette, a posé une question, même si le règlement conduisait à la rendre difficile, lui répondre. Je crois qu'aujourd'hui, le tourisme est un pilier essentiel de l'économie de la Corse et de son développement économique et social. Il est quelquefois voulu, désiré. Il a été longtemps, et il continue d'être, subi. Louis Pozzo di Borgo l'a dit, et notre objectif commun à tous, ça doit être de l'orienter, tout en confortant, bien sûr, ses apports à l'ensemble de l'économie corse et ses retombées pour l'ensemble des territoires et des acteurs, en l'intégrant dans une stratégie qui soit globale et équilibrée. Donc c'est notre objectif, et je crois que ce qui a été dit par la présidente de l'ATC, par la présidente de l'Assemblée de Corse et par Louis Pozzo di Borgo pour le compte de la majorité territoriale, y compris d'ailleurs notre vision de la stratégie touristique, y compris dans sa dimension culturelle. Et sur cet aspect-là, on a été rejoints, en tout cas nous partageons la même vision, notamment avec Pierre Gionga, Josefa Giacometti et certainement les autres intervenants. Donc je crois qu'on commence à bien voir les choses. Reste la question de l'opérationnalisation, de la concrétisation. Bon, de ce côté-là, ça a été dit, je le répète, le guide des aides n'est qu'une partie d'une vision globale, et ce que je retiens, c'est que globalement, ce que vous présentez aujourd'hui est un dispositif amélioré à travers la concertation avec l'ensemble des acteurs, et en intégrant l'évolution des besoins et peut-être aussi la mutation d'un certain nombre de risques et la meilleure identification d'opportunités. Et donc, me semble-t-il, notamment à travers les différentes prises de position, vous avez eu un soutien large, et je m'en réjouis pour vous, bien sûr, mais au-delà pour les acteurs, et vous nous l'avez dit souvent, y compris en Conseil exécutif, qui attendent avec impatience ce dispositif amélioré. Au-delà de ça, en arrière-plan, il y a une discussion qui est une discussion stratégique. Je voudrais simplement peut-être poser quelques jalons, parce que là aussi, comme vous l'avez dit, ce n'est pas à l'occasion de ce débat-là que nous pouvons aborder l'ensemble des problématiques. Mais d'abord, constater qu'il y a un certain nombre d'irritants sur lesquels nous devons réussir à discuter et, je l'espère, à converger. Le premier de ces irritants, c'est la question du prix de la destination Corse. Et là, je rejoins à nouveau ce qu'a dit Louis Pozzo di Borgo. Le prix des transports est une composante importante, sans doute même essentielle, du prix global de la destination Corse. Mais lorsqu'on dit que la destination Corse est chère, ça ne se résume pas au prix des transports. Et lorsque je dis cela, je ne pointe pas les professionnels du tourisme, parce que, et on l'a vu dans d'autres domaines, la fabrication du prix, facturée in fine aux consommateurs, en l'espèce le tourisme, elle dépend de beaucoup de facteurs qui échappent largement à l'acteur du tourisme. Mais il n'empêche que si vous comparez aujourd'hui, avant même de parler des transports, et je vais y venir, si vous comparez le prix d'une semaine dans un hébergement identique entre la Corse, la Sardaigne et par exemple le Maroc ou la Tunisie, vous n'êtes absolument pas sur les mêmes échelles de prix. Et on ne pourra pas y être, selon toute vraisemblance, notamment pour des raisons liées à la fiscalité ou tout simplement au coût du travail. Donc ça, il faut l'intégrer. À partir du moment où il y a un certain nombre de facteurs structurants sur lesquels on ne pourra pas influer pour être
compétitif uniquement sur le prix. Il faut essayer d'être le plus compétitif possible sur le prix, tout en développant des facteurs de compétitivité autres qui permettent, in fine, de rendre notre offre à nous attractive par rapport à celles qui sont sur un segment identique de marché. Et c'est en cela que la clarification de nos choix, et notamment un tourisme, par exemple, culturel, un tourisme qui refuse le tourisme de masse, un tourisme adapté au court séjour, un tourisme qui n'est plus un tourisme de cueillette, comme nous l'avons vécu, mais qui identifie des niches et qui va chercher ces clientèles-là à travers une vision intégrée. C'est celui-là le travail qui est devant nous. Et, me semble-t-il, là encore, les jalons en sont posés. Sur le prix du billet, c'est un irritant, et notamment le prix du billet d'avion. Je voudrais répondre, en tout cas donner quelques éléments à Georges Méel, et je pense que j'ai lu, y compris l'intervention il y a 2 jours de Jean-Christophe Angelini sur la question, et je vous le dis, et il faut qu'on continue à s'en parler. Non seulement l'intention n'est pas, je reprends votre expression, on voudrait tuer un territoire, on ne s'y prendrait pas autrement. Donc je vous dis très clairement, la volonté, la nôtre, la vôtre, je n'en doute pas, la nôtre commune, c'est de faire que tous les territoires de Corse vivent et vivent bien, y compris du tourisme. Parce qu'il n'y a pas un seul tourisme en Corse. Il y a des tourismes qui sont très différents, et là aussi ça a été dit, on ne peut pas comparer le tourisme dans l'extrême sud avec le tourisme en Castaniche ou dans la Restonia. Mais sur le prix du billet, moi je voudrais quand même vous dire un certain nombre de choses. Et le yield management est pratiqué par toutes les compagnies. Le prix moyen d'un tarif Orly-Paris, et je vais lire pour ne pas dire de bêtises, c'est pas 600 €, c'est pas 700 €, y compris en saison. Le prix moyen, avec les taxes, et c'est normal, celui que va payer le passager lambda, le ticket moyen, il est à 183 € hors taxe, 289 €, premier prix. Et puis ensuite, comme le font toutes les compagnies, lorsque la cabine est bien remplie, plus on se rapproche du remplissage total, plus le prix du billet augmente. Ce sont toutes les compagnies du monde qui le font. Premièrement. Deuxièmement, ce yield management conduisait effectivement, notamment jusqu'à l'année dernière ou il y a 2 ans, à avoir des prix du billet l'été, à Calvi, à Figres, mais même à Bastia ou à Ajaccio, jusqu'à 1 000 € aller-retour, lorsqu'on le prenait au dernier moment. Nous avons mené, avec le Conseil exécutif, en discussion avec les délégataires, que nous ne pouvons pas contractuellement empêcher de pratiquer le yield management. Nous avons mené une discussion très tendue, parce que j'ai été le premier à dire, y compris Air Corse et Air France, que je n'acceptais pas, même si la pratique existait ailleurs, qu'il y ait des prix qui puissent être proposés à 1 000 €. Parce que je leur disais, même s'il n'y en a qu'un, le jour où un consommateur appelle au forum ou ailleurs et dit « Moi, j'ai voulu venir en Corse, mais le prix était à 1 000 €, le coût induit de cette proposition, qui peut avoir sa logique et sa rationalité pour la compagnie aérienne, il est pour tous les acteurs du tourisme et par ricochet pour les autorités politiques de Corse, une catastrophe. Et grâce à ces démarches, on est passé à un tarif maximal de 100 € à 700 € pratiqué par Air Corse au titre du yield management. Alors que Air France, je le dis au passage, se refuse de le faire au moment où je parle. À mon plus grand déplaisir et à mon plus grand mécontentement. Alors, pendant que vous parliez, je suis allé regarder des prix où j'ai reçu des messages. Marrakech-Orly, Transavia, Orly-Marrakech, sans bagages, 545 €. Si vous rajoutez 1 ou 2 bagages, vous êtes à 750 ou à 800. Toulouse-Orly, et là j'en parle à dessein parce que c'est Marianne Casanova qui m'en a parlé. Marianne Casanova, et d'ailleurs il y avait Christelle Combette, je ne sais pas si elle nous écoute,
Ils étaient à Toulouse, et puis il y a eu l'affaire de la CCI, du blocage. Elles ont voulu revenir en Corse rapidement. Et donc, elles ont pris un billet au dernier moment. D'ailleurs, Christelle l'a pas pris, elle a préféré prendre le train, d'après ce qu'on m'a dit. Elle a bien fait. Sauf que chez nous, on ne peut pas prendre le train. 575 €. EasyJet, les fameux low cost qui ne sont pas chers. Charles de Gaulle, Ajaccio, en 2023, 1 200 € au mois d'août. Un dernier prix, un ami aussi qui me l'a envoyé pendant votre intervention, Brest-Paris, 490 €. Alors j'ai regardé en tapotant, 505 km entre Brest et Paris. Ça fait 100 € le kilomètre. Paris-Figari, 1297 km. Ça ferait, si on avait transposé ce prix-là, 1297 €. Donc, je sais que ça nous pénalise énormément. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Mais je pense qu'il faut qu'on pose l'intégralité de la problématique et de façon apaisée. Parce qu'en arrière-plan, et je sais que vous y êtes attachés autant que nous, il n'y a pas que le coût du passager touristique dans notre système global. Notre système global, il doit aussi s'équilibrer avec des résidents qui nous tiennent à cœur, pour lesquels nous finançons la continuité territoriale avec un nombre de passagers des chefs d'entreprise. Parce que la continuité territoriale, c'est aussi pouvoir faire un aller-retour dans la journée pour son activité économique, des malades. Et vous savez combien ils sont nombreux. Et tout ça, c'est un système extrêmement complexe. Donc, abordons-les, ces problèmes, et sortons les irritants et les épines d'oursin que nous avons dans les pieds de ce côté-là. Et moi, je suis prêt à venir, y compris à Porto Vecchio, à Figari, avec les compagnies aériennes, et que nous allions au bout de la discussion. Je vais terminer en disant rapidement, en arrière-plan, il y a des choix politiques qu'on va avoir à faire. Peut-être vision politique contre vision politique. Ça sera assumé, je l'ai déjà dit. On va réviser le PADUC. Moi, je vous le dis, hein, je respecte la manifestation qu'il y a eu à Porto Vecchio. Je respecte les gens qui sont descendus dans la rue. Mais lorsque j'entends des porte-paroles qui ont construit, et construit notamment des villas à Tire-Larigot à 2, 3, 4 millions d'euros, c'est la même dont Jean-Christophe Angelini disait qu'après, elles servent à venir concurrencer de façon déloyale l'hôtellerie qui respecte les règles. Moi, je vous dis que le PADUC, pour réviser, pour lequel je vais me battre, ça ne sera pas un PADUC où on facilitera ce type de construction. Et je vous dis aussi que le BTP, s'il est aujourd'hui en souffrance, notre devoir est de l'aider. Mais que notre choix politique sera d'accompagner dans la discussion avec le BTP la réorientation vers la construction, notamment la construction de logements en accession à titre de résidence principale pour les gens de ce pays. Que le BTP peut aussi aller rénover dans l'intérieur, faire évoluer les maisons pour que la politique de maintien à domicile des personnes âgées que nous souhaitons continuer de soutenir à un niveau que personne ne soutient en France puisse continuer à se développer. Que la PPE pour laquelle nous nous sommes battus pour avoir une enveloppe spécifique pour la transition énergétique soit mobilisée notamment pour les nouveaux métiers, pour que les entreprises montent en certificat. Il y a une vraie vision politique dont nous aurons à discuter. Et de la même façon, moi j'ai regardé avec intérêt, même façon que je suis en désaccord avec la manifestation de Porto Vecchio, en tout cas un certain nombre d'arguments qui ont été avancés. Moi j'ai été très intéressé par la position qui a été prise par le mouvement qui soutient la majorité territoriale et qui est venu dénoncer un certain nombre de dérives, notamment du groupe Vatel. Pourquoi ? Parce que vous avez des sociétés qui sont des fonds d'investissement, qui bénéficient, c'est le premier niveau d'avantage,
d'une défiscalisation, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre de l'argent, mobilisent de l'argent. C'est vrai qu'ils ont eu un effet levier important en Corse, plusieurs centaines de millions d'euros d'investis. Mais cet argent qu'ils investissent, ils se le font rémunérer à des niveaux qui sont beaucoup plus hauts qu'un actionnaire normal. C'est le jeu. Sauf que l'effet pervers, c'est qu'à un moment donné, ces systèmes-là, qui sont pensés pour être des systèmes de transition ou d'accompagnement de l'accès au crédit, lorsque la crise vient et que l'entrepreneur ou l'hôtelier qui s'est endetté cherche un second souffle, y compris en matière de trésorerie, et qu'il ne trouve pas les relais bancaires, il est pris à la gorge. Et c'est là que Vatel fait jouer la clause de cession de parts, et quelquefois de cession totale de parts, et qu'on risque de se retrouver dépossédé. Et que donc il faut repenser, y compris les règles de financement et d'accès au crédit. Parce que c'est le troisième élément sur lequel je veux insister. C'est vrai ce qui a été dit, qu'il y a des évolutions, et qu'il y a des grands groupes de plus en plus qui viennent ici, et que la structure, la chance que nous avons, c'est que pour l'essentiel, la structure du capital de notre industrie touristique est possédée par des Corses, et qu'il faut continuer à défendre ça. Comment faisons-nous pour les aider face à une concurrence qui est de plus en plus importante? De quels outils nous dotons-nous? La banque de développement? Sans doute. Accélérons le processus. Des outils innovants? Exemple, j'en ai déjà parlé, je le redis. Il y a un certain nombre de fonciers qui ont été historiquement du tourisme et qui sont aujourd'hui l'objet de spéculations. Est-ce qu'on peut penser à ce que la collectivité de Corse ou des SPL rachètent ce foncier et ensuite le mettent à disposition dans le cadre de bail amphithéotiques à des opérateurs du tourisme, et par exemple des opérateurs corses qui se réuniraient, parce que c'est pas là, bien sûr, ce n'est pas la mission ni l'objet d'une collectivité publique d'aller faire du tourisme. Par contre, conserver l'actif foncier stratégique pour les Corses et pour la Corse, ça, à mon avis, c'est notre travail. Et je termine en disant, là comme ailleurs, il faut se battre aujourd'hui, il faut préparer demain. La formation, Angèle Bastiani en a parlé. Je crois qu'on est en train de faire des efforts dans tous les domaines. On les a fait depuis 2015. De ce côté-là, je crois qu'on sera d'accord. On est en train de renforcer ça. Lorsqu'on discute, ou je discute actuellement avec le préfet sur la question du PTIC, notamment pour obtenir une logique. Vous savez que le choix initial de l'État, c'est de dire on ne finance que des projets au coup par coup. Moi, ce que j'essaie de proposer, au moins sur une partie de l'enveloppe, à la main de... même pas à la main, mais en tout cas qui pourrait être mobilisé par la collectivité de Corse, c'est-à-dire d'avoir des contrats de projet dans des secteurs identifiés, où après, on aurait des projets individualisés, mais qui viennent contribuer à une vision globale. Contrats de projet dans le domaine de l'éducation, pour financer, par exemple, les plateaux de formation. Partenariat, vous le savez, avec la CCI, la Chambre de métier, les acteurs, pour faire l'école du tourisme et de l'hospitalité à Ajaccio. Donc, le travail pour la CDIsation qu'on continue de mener, le combat qu'il faut mener contre la concurrence déloyale et dans lequel nous avons besoin du soutien de l'État, qui a été extrêmement pusillanime jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien eu de fait. Est-ce qu'il y a eu un seul exemple d'une répression organisée contre les abus de ceux déjà très riches qui veulent être encore plus riches en louant au noir des résidences secondaires qui coûtent des millions d'euros? Est-ce qu'on en fait une priorité politique partagée avec l'État en disant à partir d'aujourd'hui, ça, c'est fini? Donc, c'est tout ce champ des possibles déjà investi par la réflexion et par l'action qui nous appartient de continuer à nous approprier. Faisons-le ensemble, il y a des espaces de travail. Moi, je crois qu'il y a 2 points de convergence importants qui peuvent être trouvés. Il y a des points qui nous opposent, qu'il faut trancher en confrontant les chiffres, etc., en se donnant le temps de les analyser de façon complète. Et puis, si, in fine, on a des désaccords, on aura des désaccords. C'est la démocratie, et les désaccords en démocratie se traitent par le dialogue et par les urnes. Merci.
Monsieur le Président. Bien, donc nous allons maintenant procéder. Oui. Oui, oui. Savoir si on doit sortir ou simplement acter le dépôt. Non, vous sortez. Merci, c'est S'il vous gentil. plaît. Merci. Pardon? Oui, une interruption, jusqu'à probablement 3 heures. Voilà. Mais 3 heures. Allez, donc, ceux qui ne sont pas les membres du conseil d'administration, mais les gens qui sont des partenaires de l'ATC, qui reçoivent des subsides de l'ATC, qui représentent des institutions partenaires de l'ATC. Merci. Vous avez, monsieur le conseiller, un tchepiunim, il y a tous les autres quand même. Hein. Vous avez une haute considération de votre personne. Hein. Ci sono tutti lastri, quantunque. Quand je publierai mes mémoires et quelques verbatims de cette assemblée, je vais faire un best-seller. Madiagampa. Bien. Monsieur Savelli. Merci. Donc, je soumets au vote ce règlement des aides de l'ATC. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc, non-participation de Corinne Front et d'Awansem. Hein, qui est pour? Ah, écoutez. Vous êtes en hypoglycémie, là. Je vous sens pas bien, là. Je vous sens pas. Allez, on recommence. On recommence. Qui est contre? S'abstient? Qui ne participe pas? Donc, non-participation de Corinne Front et de Josepha. Qui est pour? Voilà. Donc, sont pour Onsofiu, Fapoblu et Avancem. Bien. Donc, je me tourne vers l'exécutif. Pause, bien sûr, méridienne, enfin, plus que méridienne, là. Déjeuner, reprise impérative à 15 heures des débats. Et nous commencerons par le calendrier scolaire parce que il y a des représentants encore de l'Assemblée Adizideli du lycée Fèche qui font un dossier là-dessus, qui veulent assister au calendrier scolaire. Voilà, c'est leur projet. Ouais, c'est mieux, mais ils sont là qu'à 15 heures. Après, ils ne peuvent plus. À la reprise, merci. Pour ceux qui sont assemblés à Dizidé, attendez, on se retrouve à 2h30. On ne va pas passer 2 heures parce qu'il y a un problème, je vous dirai après. De 2h30 à 3h, on va être obligé de se réunir. Merci. La réunion pour l'assemblée à Dizidé, le jury, c'est salle 5. A 2h30.
Donc, veuillez appeler vos collègues si certains doivent arriver ou par ailleurs vous munir de pouvoir. Merci. Alors, quelques petites annonces. Nous recevons cet après-midi une classe de 6e du FECH, du collège FECH, donc, qui est dans les tribunes, accompagnée de M. Thor et leur professeur, Eric Gradiem, Moussokui d'Aboyon Pizzet et Baspetano. Et Anna Bartigiba, si Zideli Anna Bartigiba l'assemblea di Zideli l'on de giugno prossimo e hanno scelto un calendario scolare come soggetto. Dunque è per questo che li so qui quello prima a fare. E benvenuti a Zideli che si installano qua su. Ecco. Dopo un'altra informazione, normalmente si devono acconciare i scagni di commissione, dunque c'è la commissione di competenze legislative e reglementarie che si deve adunare dopo mezzogiorno. Allora fate una scelta lì stesso tempo, non sappiamo mica come usate a passare, dunque Commission des compétences législatives, réglementaires et de l'évolution statutaire, le président Romain Colonna va vous réunir rapidement. Il faut peu de temps pour que vous vous mettiez d'accord sur le bureau de la commission. Voilà. Et puis, réfléchir aussi d'ici la fin de la journée concernant aussi la commission de contrôle pour savoir si le président renouvelle sa candidature ou pas. Oui. Ben ça y est, elle termine. Donc là, il faut... Eh oui, oui, tout à fait. Donc dites-nous, voilà, si vous voulez être à nouveau président. Et par ailleurs, il faudrait que la commission de contrôle aussi définisse son bureau. Voilà, d'accord? Merci. Donc je me tourne vers l'exécutif et vers la conseillère Lauda Guidicelli qui va nous présenter le rapport sur le calendrier scolaire. Merci. Merci Madame la Présidente. À mon tour, saluer les élèves de la 6e 2 bilingue et leur enseignant Monsieur Thor. Nous excuser pour le retard aussi parce qu'ils nous attendaient depuis quand même quasiment 1 heure. Donc rapidement sur ce calendrier scolaire, avant toute chose remercier la présidente Muriel Lefagne et tous les membres de la commission donc de l'éducation, puisque de manière informelle, j'ai souhaité avec l'accord de la présidente pouvoir les réunir à l'issue du comité de travail qui s'est réuni avec le recteur, les représentants des parents d'élèves, les syndicats et les représentants d'élèves lorsque nous avons discuté du calendrier arrêté et leur faire finalement un résumé des propos qui avaient été tenus. Et c'est vrai que la commission s'est tout de suite, je dirais, saisie de ce sujet et souhaitait être incluse dans les prochains travaux concernant le calendrier trisannuel. Et ce sera d'ailleurs le cas. Et puis, comme j'ai pu le dire, ça ajoutera de la valeur aux réflexions compte tenu des différents profils et experts présents au sein de cette commission. Pour ce qui concerne le présent rapport, il est assez habituel. Il comporte les dates de rentrée scolaire, les vacances scolaires, et je sais que ça intéresse certains élèves de la 6e 2, les jours vaqués et banalisés pour la rentrée 2025-2026. Ce calendrier est très inspiré du précédent. Il a satisfait, comme j'ai pu le dire, les syndicats d'enseignants, les représentants d'élèves et de parents d'élèves. Et l'objectif aussi, c'est de travailler sur la triannualité très rapidement, une fois ce rapport passé devant votre Assemblée. Donc pour 2025-2026, nous aurons 5 périodes équivalentes de travail avec 4 périodes de vacances scolaires, un équilibre global de 36 semaines d'enseignement et des adaptations limitées à 3 jours consécutifs sans pouvoir déduire une période de congé à moins de 8 jours.
Cette démarche donc, de co-construction a abouti à un projet de calendrier qui respecte le cadre réglementaire et c'est également un calendrier qui comporte des spécificités adaptées à la Corse. Bien évidemment, je pense que des débats auront lieu pour venir améliorer et ajouter des demandes dans le cadre du groupe de travail à venir. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est que la rentrée scolaire se fasse le 2 septembre 2025. Pour ce qui est des vacances scolaires, nous aurons les vacances de la Toussaint du 18 octobre au 3 novembre, de Noël du 20 décembre au 5 janvier et les vacances d'été à compter du 4 juillet. Et ça, c'est un peu le même schéma que les 3 zones. Pour les vacances d'hiver, elles auront lieu du 14 février au 2 mars et celles de printemps du 11 au 27 avril. Certains ajustements tenant compte de nos spécificités historiques, culturelles et institutionnelles ont été proposés. La journée du 8 septembre 2025 sera donc vaquée en raison des différentes célébrations, Santa di Noël, Santa di Pancheraccia et également la libération de la Corse. En revanche, le 8 décembre sera banalisé selon la terminologie en vigueur dans l'éducation nationale et on a eu des échanges dans le cadre de la commission. L'objectif c'est que quand même il y ait vraiment des actions qui soient faites autour di Nazione pour justement sensibiliser les élèves et je dirais demander aussi aux chefs d'établissement que tout le monde joue le jeu, mais je pense que Madame Branca peut-être reprendra la parole sur ce sujet où nous étions tout à fait d'accord. Et la journée du 15 mai sera, elle, vaquée en raison de la proximité avec les jours fériés. Aujourd'hui, ce sont les équilibres pédagogiques et le choix du rythme qui est le mieux adapté aux jeunes qui ont primé. Je me permets aussi de revenir sur les échanges avec le CESEC et de les remercier parce qu'ils ont pris toute leur part sur ce sujet. Cet avis est assez précieux car il offre des points de vue divers et ce, grâce au fait que cette instance, elle représente aussi la société, notre société dans sa diversité des préoccupations. Évidemment, cela nous rappelle aussi que les calendriers, notamment scolaires, doivent être très anticipés, que l'expérimentation serait effectivement une voie à étudier et le CESEC nous indique aussi que la question climatique devra être au cœur des réflexions pour le bien-être des enfants, des jeunes et des équipes éducatives. Et je sais que c'est aussi une revendication des élèves de la 6e 2. Le CESEC a aussi évoqué les structures des familles d'aujourd'hui qui sont peut-être plus celles d'avant et que certains pouvaient être favorables à un retour de vacances d'1 semaine mais que d'autres étaient plutôt sur une période de 2 semaines. Donc il y a aussi la nécessité de penser aux familles, aux parents séparés et évidemment au bonheur des enfants de passer du temps avec eux. Donc c'est tous ces points pertinents qui seront nécessaires d'être étudiés lors de notre prochaine réunion. Par ailleurs aussi, l'Assemblée de Corse a signifié à travers plusieurs délibérations sa volonté d'établir son propre calendrier afin que celui-ci soit adapté aux spécificités de la Corse. Aujourd'hui, le Code de l'éducation ne nous permet pas d'avoir la main, mais l'objectif c'est justement nous de travailler, comme j'ai pu le dire hier en réponse à la question orale, de travailler avec le rectorat et également avec le ministère de référence sur le fait de pouvoir récupérer cette compétence et d'avoir donc une adaptation législative. En tout cas, pour ce qui nous concerne aujourd'hui et à titre personnel, l'objectif c'est vraiment d'approfondir les sujets des rythmes scolaires, mais surtout la question des rythmes de l'enfant, sont-ils encore adaptés à l'heure actuelle? Comment se pencher sur les différences entre, je dirais, les élèves de maternelle et de primaire, mais aussi le rythme des collèges et des lycées, puisque là aussi les avis divergent, mais aussi et surtout le bien-être de ces élèves dans leur apprentissage. Et aussi, pour avoir encore un petit clin d'œil à la 6e 2, ils font également valoir une rentrée plus tardive et aussi comprennent
prennent en compte vraiment les difficultés qui sont les leurs en période de grosse chaleur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la conseillère. Donc, nous avons un avis de la commission de l'éducation, bien évidemment, donc qui nous donne les résultats de cette commission. Merci Madame la Présidente. La commission a émis un avis favorable avec une non-participation des groupes Avancem, Sofuno et Corinne Front. Harry Gradiabi. Merci. Comme il a été précisé par la conseillère, le CESEC a été saisi et a apporté beaucoup d'éléments. Voilà, et il a émis surtout positif et il a émis un avis favorable à ce rapport. Maintenant, la parole est à qui veut la prendre. Oui, Marie-Claude Branca, per un gruppo Coren Fronte. Vi ringrazio. Allora noi abbiamo da intervenire in due tempi. Dio ad analizzare il calendario 2025-2026 e Veronica Pietri vi dicerà ciò che noi aspettiamo per l'anno a venire. Così? Fino a 2 anni fa il ritirato ci presentava direttamente i suoi proposte senza concertazione con la nostra assemblea. Dall'anno passato ci sono state riunioni di concertazione e abbiamo potuto far valere la nostra maniera di pensare. Ma rammentiamo che non abbiamo tante possibilità di adattazione. Per esempio, come l'hanno notato anche il CITE che sono dato a me, la data di rientrata è il 2 settembre quest'anno. E questa la possiamo mica cambiare. Tenendo conto di clima e di frequentazione turistica, è una data che un po' mica conviene, una data illogica. In quanto ai ritmi di vacanze, siamo abbastanza soddisfatti di un ritmo da Natale a Pasqua, 6 settimane, è un ritmo che conviene ai cittadini, sono più riposati. Ci sarebbe di nuovo un ritmo a vedere dopo fino a Vini effarenti, soprattutto per i minori, perché i maggiori finiscono più presto. Ma ho vigilato i dati di altre zone, siamo andando un modello delle altre zone, più o meno. Dunque, siamo come IDI e noi questo non ci conviene mica. Sono informazioni con le altre zone non ci conviene mica. Per la radio di noi, dunque, di l'8 settembre e di l'8 di dicembre, sono dati che noi abbiamo ottenuto da Onda. Dunque, novità non ce n'è tanto. Allora, da parlare, come abbiamo parlato in commissione, di l'8 di dicembre, quest'anno è un lunedì, mi pare, dunque saremo in scuola, fino a lì ogni scuola decide di ciò che da fare. E io amico, sono in un liceo, un collegio, e ognuno ha la sua maniera di fare. Non c'è mica un quattro viso, è serio. Dunque un amico una bella immagine di questa giornata. Penso che è la nostra collettività di aiutare le scuole in sua organizzazione e anche sicura che pone ma di punisce da ciò che dicono in vassi, di tani qualcosa di preciso, ma noi dobbiamo accompagnare, dobbiamo aiutarli, dobbiamo proporre qualcosa. Questa giornata di essere vista
come un momento significativo e mica come una giornata fatta per passare il tempo, soprattutto che quest'anno sono i 300 anni della nascita di Paoli, dunque dobbiamo essere anche più sedi che d'abitudine. Dio aveva detto qui, un po' più semplice come l'a giuntesa in scuola, le 8 décembre c'est le jour où on fait la fête. C'est-à-dire où on fait la fête, on ne va pas en classe. Ecco. Dunque, posso dire che ciò che ci soddisface di più in suo rapporto è l'annuncio di riunioni di preparazione a un calendario triennale. Speriamo che queste riunioni saranno veramente efficaci, che saremo intesi e che noi potremo far valere la nostra maniera di vedere l'educazione in Corsica e le nostre specificità. Ecco, a Wally e a mia collega che vado a parlare giusto appunto della nostra maniera di vedere la Vena. Allora, Veronique Pietre a Barola. Vi ringrazio. Io volevo soprattutto incalcare una volta di più l'importanza di suo calendario. Ne mi già parlato parecchie volte, per noi non è mica solamente amministrativo, logistico, è profondamente politico, posto che tocca ai nostri fondamenti stessi, o ai fondamenti stessi della nostra identità, della nostra storia o di nostre tradizioni. Un esempio di suo bisogno di maestria, di suo calendario, è la riconoscenza di dati importanti, che è già ben cominciato il suo lavoro, di un nostro percorso collettivo e della nostra memoria. Al di là di scherzo ci sono di noi considerazioni più pratiche e urgenti, sicuramente, come di pigliare in conto il riscaldamento climatico che ci porta sempre più lontano con temperature forti di settembre. I ritmi di utilità che sono manca appena rispettati in sa maniera di funzionare, che è riconosciuto da tutti i pedagogi. L'ore di giornata, l'ore di settimana, i periodi, ci sarà assai a dire, e sarà un lavoro forte di queste riunioni. E c'è di nuovo il lato dell'economia, perché la nostra economia non funziona mica come l'economia di altri luoghi, di altri paesi o di altri luoghi di Francia. Dunque il turismo, a maniera di viaggiare, normalmente non è manca appena come qui, non è mica qualcosa di paragonabile con il resto di Francia. Alors donc, quelque part, il y a, vous le reconnaissez en fin de rapport, un côté très insatisfaisant de ce système que donc nous partageons et nous nous félicitons bien sûr d'avoir la possibilité de parler avec le recteur et de donner notre point de vue. Donc ces réunions, comme le disait ma collègue Marie-Claude, sont très attendues bien sûr, mais pour nous elles doivent être aussi profitables, vraiment. Parce que ce sera la dernière possibilité pour nous, dans ce mandat, de proposer quelque chose, d'avancer et d'obtenir quelque chose. Donc, ce triennal, ce calendrier triennal devra être donc ambitieux. Il devra proposer les possibilités d'adaptation. Parce que pour moi, les adaptations qu'on pourrait obtenir ici seraient bien plus intéressantes que les demandes d'adaptation que nous avons proposées hier, par exemple, dans d'autres domaines. Donc la possibilité d'expérimentation, comme le permet le Code de l'éducation. Je m'appuie à ce sujet sur le rapport du CESEC, qui fait des propositions aussi, bien sûr. Enfin,
Bien sûr, on voit aussi l'importance de s'emparer de ce sujet quand on voit que l'Assemblée a décidé de s'est prononcée aussi bien donc la 6e du FECH que j'ai vu aussi un autre collège, je crois que c'est celui de Pétrette ou une 5e, qui a aussi parlé des rythmes scolaires. Hein, donc comme quoi c'est quelque chose qui est quand même important aussi de leur point de vue. Donc il y a cette grande nécessité d'agir, de prendre ce sujet à bras-le-corps parce qu'il est très représentatif de beaucoup de choses. Et je crois que nous avons là une opportunité de sortir de cette uniformisation, de cette politique centralisatrice. Et donc ce sera vraiment à nous de le saisir. Donc, même si nous connaissons les contraintes, nous regrettons vraiment je dirais, ce manque d'initiative, de vouloir essayer d'aller plus loin et de forcer même pour l'année prochaine à quelque chose de différent. Parce que moi, je suis quand même, je regrette vraiment de voir que finalement, on a reculé, puisqu'il y a eu des années où on a quand même réussi à rentrer au-delà du 8. Et que là, on n'a même pas réussi à jouer sur ces 3 jours possibles pour aller au moins sur cette semaine supplémentaire. Alors, quelqu'un me disait tout à l'heure, oui, mais on n'est pas sûr que le mois de septembre, ne sera pas chaud aussi du 10 au 30. Mais il y a aussi quelque chose auquel il faut penser, c'est que la capacité de supporter un mois de chaleur, parce que souvent c'est à peu près ça et même plus, même un peu au-delà, eh bien c'est pas pareil, si tout ce qu'on pourra gagner est à gagner. Et voilà, donc j'espère qu'on aura cette possibilité. Merci. Ringraziabi. Allora, Chantal Pedignelli. Merci, Madame la Présidente. Je voulais préciser d'abord que Jean-Martin Mondolone s'est déporté pour ce rapport. Donc, je poursuis. Donc, je vous remercie, Madame la conseillère exécutive. Alors, j'ai eu l'impression cette année que la concertation a été plus fluide. Et tout le monde s'en réjouit. Nous nous sommes souvent réunis à plusieurs reprises dans la commission éducation. Vous nous avez expliqué ce calendrier et nous approuvons le projet de calendrier. Nous prenons acte du groupe de travail. Nous y participerons pour définir le programme dans les 3 années qui suivent. Alors, vous nous l'avez dit, les journées du 8 septembre à Zante, du 15 mai Le Pont seront vaquées. Le 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception et de la Festa di Nazione pour la Corse, sera banalisé. C'est le mot que j'ai trouvé dans le rapport. Donc, je trouve que c'est bien que les cours soient suspendus pour que des activités autour du XVIIIe siècle soient organisées dans les établissements ou au dehors pour les enfants. Mais il y a un mais, Madame la conseillère exécutive, et je vais vous présenter à la suite de cette intervention un amendement, si vous le permettez. L'article 3, donc, de cette délibération va au-delà de ce calendrier et demande le transfert de la compétence éducation dans le cadre de la loi organique qui sera débattue après la séquence constitutionnelle. Et c'est ce point-là qui nous gêne. On est là sur un point d'achoppement et sur la ligne de fracture qui nous sépare sur la question statutaire. Alors, nous souscrivons à l'idée que la collectivité de Corse puisse ait la main sur ce calendrier scolaire, mais pas sur l'entièreté de la compétence éducation à ce jour. Donc, dans l'idée de pouvoir voter favorablement ce rapport, que nous partageons pour l'essentiel, nous vous proposons un amendement qui consiste, je le lis, à retrancher de l'article 3 les mots, mais je pense qu'ils sont très importants pour vous, les mots d'envisager la constitution d'un véritable bloc de compétences décisionnelles en matière d'éducation, permettant notamment
et ces mots seraient remplacés par « demande dans le cadre des futurs travaux relatifs à une évolution institutionnelle de la Corse d'attribuer à la collectivité de Corse le pouvoir de définir le calendrier triennal applicable dans l'île ». Voilà notre proposition. Je vous remercie. Nous reviendrons tout à l'heure sur votre amendement parce qu'il me semble qu'il en manque une partie dans la version écrite. On en parle tout à l'heure. Les amendements, on en parle après les interventions. Merci. Saouir Youlouchane. Merci, Présidente. Bon, moi, je serai le mot de la fin à la majorité, c'est une habitude. À mon collègue, je pense, mon jeune collègue. Non, rapidement, Madame la conseillère exécutive, on a eu un échange intéressant en commission. Je crois qu'on partage pratiquement à 200%, on va dire comme ça, la vision des choses, parce que c'est une vision qui est quand même totalement opposée, pas partout, mais pratiquement sur bon nombre de points, sur la vision qu'on nous impose depuis la rue de Grenelle, on va dire comme ça. Nous étions montés voir en son temps, avec le président, s'il se rappelle, un 1er avril, le ministre Blanquer, et nous avons vu avant aussi, au même endroit, la ministre Vallaud-Belkacem, il y a 9 ans de ça, donc avec toujours les mêmes demandes qui se retrouvent dans les articles, notamment le 3e, qui me convient parfaitement, même si je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin. Non, simplement, pour l'histoire, ce calendrier, quand bien même, au point de compromis, ce n'est pas un compromis, c'est... qu'on le dise, hein, on est devant un fait accompli, on est devant un code d'éducation et un système qui nous impose pratiquement de jouer sur le bord 1 ou 2 jours, rentrer le 2, banaliser le 8 décembre. Je rappelle quand même que le 8 septembre, je l'avais dit en commission, donc au Lyon et à Zante, hein, c'est un acquis de notre combat, parce qu'il n'était pas banalisé au départ. Rappelez-vous, pour les plus vieux qui étaient dans les classes. Et le 8 décembre, alors on parle, et je le dis parce que c'est important aussi, il n'est pas banalisé totalement, et les endroits il n'est même pas banalisé du tout. Donc, et c'est là-dessus que j'avais dit à la conseillère d'envoyer un message subliminal, pardon d'expression, au recteur, pour demander justement à ce qu'il joue le jeu, que l'éducation nationale, le 8 décembre, puisse véritablement rendre cette journée sa véritable dimension historique, pédagogique aussi, sur l'Immacolata Concezione et sur la Vista Nazione, parce que c'est finalement, et ce n'est qu'un jour, donc on ne demande pas la Lune, mais c'était important à l'époque. Maintenant, il va falloir peut-être aller plus loin, parce que c'est finalement cette histoire de date, changement climatique, moi je vois en tant qu'élu local, obligé de mettre des clims dans les écoles, ça fait des investissements pour les collectivités locales, vous le savez. Tout ça fait que, alors on peut parler des facteurs sociaux aussi, hein, les foyers monoparentaux, la question des effectifs, la question de la carte scolaire, parce que finalement, c'est l'histoire de date, de calendrier scolaire, ça cache, c'est parce que l'arbre qui cache la forêt. Le véritable problème pour nous, c'est le problème de fond, c'est quel système éducatif pour ce pays, quelle carte scolaire, quels effectifs, quel regard sur l'éducation bilingue, immersive, sur les programmes. Je dirais, je peux la liste, je peux la tirer très loin. La mise en norme de l'académie, je passe parce que ce sont des vraies revendications nationalistes. Hein. Elles ne datent pas d'aujourd'hui, elles ne sont pas tombées de l'arbre ce matin. On les a accueillies il y a peut-être 20 ans, plus que ça. Au moment où on crée les syndicats enseignants nationalistes, il y a à peu près 41 ans, à quelques jours près. Voilà, donc je le dis parce que c'est important. D'autant qu'à l'heure où on parle, le système français, je vous renvoie à la presse spécialisée, le système français, notamment à l'école primaire et maternelle, aujourd'hui est en échec. 23e en Europe, je crois. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, même ce calendrier-là, appliqué avec toute la bonne volonté du monde, et les programmes qu'ils nous proposent, même si on a une capacité quand même à transgresser, en gros, alors on parle, la loi nous permet de modifier à aller à hauteur de 20-30% ces contenus, notamment dans le primaire, même dans le secondaire. Donc c'est important parce que, je le dis de manière décousue, mais l'effort doublé de Canopé depuis quelques années, donc les 400 000 € qui sont dans la Canopé sur le contrat de plan, ne sont pas négligeables. Ils sont aussi pour porter cette école vers l'excellence, y compris à travers l'éducation en langue corse. Ça, c'est, je crois que les dates, moi, j'en parle.
après 45 ans de boîte, je peux en parler avec un recul presque dépassionné, mais finalement, bien sûr qu'il va falloir qu'on change ces dates. Moi, j'ai connu le jeudi comme un jour de récréation. Là, c'est le mercredi, mais à l'époque, c'était le jeudi. On avait le jeudi jusqu'au CM2, je crois. Et on avait aussi des rentrées beaucoup plus tard, vous le savez. Donc, alors aujourd'hui, tout ça, on peut le mettre dans le panier, mais le véritable problème, c'est la compétence. C'est comment la Corse, aujourd'hui, peut dire à Paris, au recteur et à tous nos amis des ministères, et que non, il y a les mauvais. Voilà, on veut travailler comme ça. Et bien entendu, ça relève d'un projet politique avec des objectifs qui regardent aussi, et je mets encore en vrac de manière brouillonne un certain nombre de points, le recrutement des enseignants, la formation des enseignants, tout ce qui est aujourd'hui fait défaut parce qu'on est dans un système qui, qu'on le veuille ou non, avec tous les efforts du monde, montre ses limites. Et en face de nous, on a un modèle qui, lui, les montre même aux yeux de l'Europe, avec un recul historique des résultats dans ces classes-là. Donc, oui, ce calendrier, c'est un calendrier subi, malgré nos efforts et malgré, je me rappelle, une discussion qu'on avait eue avec l'ancienne conseillère, elle se rappellera quand même, sur ce fait-là. On est devant quelque chose qui finalement nous est imposé. Donc bon, on peut parler de compromis ou de compromission, sauf qu'aujourd'hui, ça ne peut pas nous satisfaire. Voilà. Politiquement, ça ne peut pas nous satisfaire. Et puis au niveau de tout le reste, c'est-à-dire que derrière se pose et doit se poser, au-delà de l'article 3, qui parle de véritables blocs de compétences décisionnelles, je crois qu'il faut vraiment dire maintenant, il faut basculer, il faut un basculement qui permette à la Corse d'agir et d'avoir un système éducatif qui réponde, bien entendu, aux objectifs qui vont jusqu'au monde du travail, jusqu'à la formation, puisque ce pays aujourd'hui a besoin aussi a des carences en cette matière-là. On a donc besoin de pouvoir poser quelque chose qui, et les dates viendront. Parce que je crois que finalement, pour moi, la date, c'est la plaque d'immatriculation du véhicule. C'est ce qui va venir quand je vais mettre la clé dans le contact et qu'on va me donner une carte grise. Ma carte grise, je veux qu'elle soit nationale Corse, c'est tout. Pierre Tsonga. Sto calendario si primureggia che di un spartimento annuale di un tempo scolare. Non c'è tanto cosa a dire, se non è un minimo simbolo. Ma per conto mio c'è un scordo maggiore che è importantissimo per la salute fisica e psicologica dei nostri fedeli, di l'organizzazione di una giornata scolare. Si sa che matematica e materie come la letteratura si facciano a mano, l'attività fisica e il pomeriggio che non c'è mica, forse è più importante. E sarà nella nostra competenza, se la abbiamo, è su punto così che lo gioco anche qua. Voilà, vi ringrazio, tutto ciò che hai. Efficace. Ringraziabi. Altre domande di parola? Donjo Lucioni. Ringraziavi. Saluta prima a scuola di Azesta 2 bislingui di Uvesce, scolari, Madame Zinapi che l'accompagna, il professore di storia e geografia Battitor, che hanno lavorato in quadro dell'Assemblea di Citeli a una mozione, una domanda in giro al calendario scolare, hanno trovato un affisso non a base di ciò che era l'affisso, o ma per l'amigurso di Battimon Frueli, nel 72, che noi salutiamo, un mo' mica l'affisso perché è l'Assemblea di Citeli di votare, e volevo che ci un'influenza dell'Assemblea di Corsica dans l'Assemblée di Citeli. Mica pressione e mica conflitto di interesse, per piacere. Ecco, alors, bon, le calendrier scolaire, c'est un rapport qui est devenu annuel, qui passe tous les ans devant notre Assemblée, qui est présenté par la conseillère exécutive en charge de l'éducation notamment. Le cadre, il est contraint, le cadre juridique. On a le Code de l'éducation qui prévoit un certain nombre d'ajustements possibles, mais qui sont à la marge pour un certain nombre de territoires dont la Corse fait partie. Ajustement à la marge parce que
le recteur de l'Académie de Corse, conformément au Code de l'éducation, il peut être ajusté sur 3 jours consécutifs, il doit respecter un certain nombre de conditions très strictes, très rigides, très encadrées, et donc on ne peut pas avoir un calendrier qui, de façon générale, soit satisfaisant du point de vue des réalités, des spécificités de la Corse à tous les niveaux, et bien sûr au niveau climatique, sans parler des dimensions culturelles, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Et dans ce cadre, l'Assemblée de Corse elle vient rendre un avis consultatif. C'est le cadre juridique. Il y a 2 questions majeures. Il y a le fond du calendrier scolaire et puis il y a la question de la gouvernance. Et l'amendement du groupe, la proposition d'amendement du groupe Otsofiono le reflète. Sur le fond, le calendrier scolaire, ce n'est pas simplement l'organisation d'une année scolaire ou universitaire par ailleurs, c'est parfois et souvent aussi le reflet d'une vision de la société. C'est un certain nombre de repères qui sont des repères culturels, institutionnels, historiques, mémoriels. Ça a un impact non seulement sur la communauté éducative dans son ensemble, mais sur la société tout entière, y compris en termes de vacances scolaires, d'activités économiques, on parlait ce matin de tourisme, de cadre et de mode de vie. Donc ça a une dimension importante, même si on l'aborde aujourd'hui sous le prisme exclusivement de l'organisation d'une année scolaire. Dans ce cadre, quelques remarques sur le fond. On me disait, mais il faudrait vérifier, que la France, c'est le seul pays de l'Union européenne à avoir une telle structure de calendrier scolaire et de rythme scolaire. On me disait aussi que la France, à l'échelle méditerranéenne, c'est peut-être le seul pays aussi à avoir des cours qui peuvent aller jusqu'à la début juillet, jusqu'au début juillet, et qui peuvent reprendre tout début septembre, et parfois fin août. Bon, ceci étant, on voit bien que, considérant les spécificités, notamment climatiques, en période de dérèglement climatique, avec les fortes chaleurs qui existent en Corse, et qui n'existent peut-être pas ailleurs, au tout début du mois de septembre, au tout début du mois de juillet, il y a un enjeu d'adaptation de la rentrée scolaire et de la fin de l'année scolaire à cet élément météorologique. C'est la condition de travail des enseignants qui est en jeu, la condition d'apprentissage des élèves. Et c'est vrai que Véronique Pietri parlait tout à l'heure de la question du mois de septembre. C'est vrai qu'il fait chaud en septembre, mais fin septembre, on a quasiment 2 heures de soleil en moins que début septembre. Et ça a un impact aussi sur les conditions de travail et d'apprentissage. Bon, ça c'est sur le fond. On note bien sûr le caractère férié, me semble-t-il, du 8 septembre, Festa delle Nazioni, Madonna di Pancheraccia, Santa di Uniolo, début de la libération de la Corse. Le 8 décembre, à Festa delle Nazioni. Bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dates aussi qu'on aurait pu ajouter si la collectivité de Corse et l'Assemblée de Corse étaient titulaires de la compétence éducative et notamment du calendrier scolaire, d'un point de vue culturel, d'un point de vue historique, d'un point de vue même institutionnel. Sur la question de la gouvernance, et j'en terminerai là, je crois que ça sera complété par Fapo Poinsem, notamment par Nadine Ivagioni, tous les ans, depuis un certain nombre d'exercices, dans le projet de délibération annexé au rapport sur l'avis de l'Assemblée de Corse sur le calendrier scolaire, dans le cadre du processus d'autonomie, on réaffirme la volonté de l'Assemblée de Corse d'envisager la constitution d'un bloc de compétences décisionnelles en matière éducative pour l'Assemblée de Corse et de façon plus générale pour la collectivité de Corse. Cette année, c'est réitéré, on s'en réjouit, Madame la conseillère exécutive, c'est normal, c'est conforme à nos engagements et à notre vision de l'éducation et du système éducatif corse. Donc cette année, ce n'était pas le cas les années précédentes, me semble-t-il, il y a un amendement du groupe Otsofiono. Nous sommes très attachés quand même, dans le cadre de l'autonomie demain de la future loi organique, à ce qu'il y ait une réflexion et qu'il y ait l'acquisition par la collectivité de Corse d'un certain nombre de leviers dans le système éducatif corse, parce qu'il y a bien sûr le calendrier scolaire, il y a aussi les rythmes scolaires, Petro par là, il y a dit à Giornata di Travaglio, il y a le mouvement des enseignants, on a une question oralière, il y a un certain nombre d'éléments liés notamment à la place de la langue et de la culture corse dans le système éducatif corse, il y a la question aussi de l'histoire de l'enseignement de la Corse, de la Méditerranée, l'adaptation à ce que nous sommes, donc il y a des enjeux multiples qui se posent à la Corse, et donc nous sommes quand même très attachés à cette dimension, étant entendu aussi que la question de l'éducation, elle dépasse largement la question de la scolarité. C'est une question de citoyenneté. Et dans un pays qui connaît un afflux démographique
de 3 à 5 000 personnes chaque année par solde migratoire qui viennent contribuer à l'augmentation de la population de la Corse, avec tous les déséquilibres économiques, sociaux, culturels que cela peut générer, l'école, c'est aussi, sans l'idéologiser et sans la politiser, ça peut être un instrument qui soit un facteur de cohésion et d'intégration de celles et ceux qui viennent vivre dans ce pays. Parce que je l'avais dit aussi il y a 2 ans au nom du groupe FAPO-UNICEM lors de ce débat, aujourd'hui on peut être un enfant qui naît en Corse ou qui vient vivre en Corse et qui passe toute une scolarité sans avoir eu une seule heure d'enseignement, par exemple, de l'histoire de ce pays. Bien sûr qu'il y a des professeurs d'histoire-géographie, et il y en a dans les tribunes, qui, sur la base de la liberté pédagogique, travaillent sur cette question d'enseigner l'histoire de la Corse. Bien sûr qu'il y a des professeurs de langue et culture corse qui le font également. Il y a bien sûr la curiosité intellectuelle des gamins, mais il n'y a rien qui est pérennisé dans le marbre juridique. Et je pense que là, au-delà de l'éducation, de la scolarité, il y a aussi un enjeu de citoyenneté et de société. Donc voici la position que, à mon humble niveau, je voulais livrer pour le groupe FAPO-UNICEM. Donc on espère, bien sûr, Madame la conseillère exécutive, que les années à venir permettront à la collectivité de Corse d'être maître de ce calendrier scolaire et d'avoir un certain nombre de leviers dans le domaine éducatif qui nous permettent de faire évoluer le système éducatif en Corse. Ringraziavi. Ringraziavi. Allora, Nadine, prima aveva domanda da parola Pedranto Filippo e poi dopo Nadine Nivagione. Ringraziabi signora Presidente, veramente in corte parole l'Assemblea è consultata ma un decide mica, di quello che è importante e sino a di anche una consultazione, a forma di consultazione di raccontunque poca, penso a ONU e all'anni passati, qui quest'anno ce la riconosce c'è quantunque un meglio di fatto che c'è una consultazione non sulla presentazione davanti all'Assemblea e si parla di noi, se torna di più in della consultazione in mesi a bene per preparare i 3 anni dopo. Dunque c'è quantunque qualcosa di interessante sul livello gusti e penso che la Commissione Cultura pierà tutta aperta nel suo lavoro e le letti di va proprio insieme di noi perché ci parla un soggetto importantissimo. Un soggetto importantissimo è già stato detto che infatti questa problematica qui parla di qualcosa da assai più largo dell'affare di competenza, perché ne parlava Pier Giongananzu, ne ha parlato Donjò, altre persone di noi, ci sono parecchi punti a livello già di un ritmo di giornata di zideli, ci sono affari a prova e forse che se domani abbiamo questa possibilità qui di un calendario o in un ritmo muscolare ci saranno un'epoca di affari che si potranno provare, che potranno essere assai interessanti in un quadro di un'innovazione. Dunque, io a compiere qui l'affare è che ci sono parecchi affari, qui c'è un meglio che su cartolare qui per rapportare l'anno passato. Si spera che in 2 anni a bene quella consultazione appena più importante ci sarà torna un meglio, ma c'è quantunque una questione di competenze che ci pare assai importante e di primura. Ringraziabi. Nadine Nivagione. 2 parole per andare in stesso senso che 2 colleghi, Donjò e Pedranto. Si vede che da poi qualche anno c'è una concepitura di un sistema educativo diversa. Si principia è una riflessione in fondo a ciò che noi vogliamo come sistema educativo, una corsica autonoma di domani. Dunque, io penso, e per parlarne forse a nostra collega di diritto che si è appena impensierita, guardate appena, dopo il 2002 avevamo competenza e formazione. Questa competenza e formazione mi si pare è il principio in dei nuizi, les apprentis, dunque giovani a 16 anni, cosa funzionava. Il sistema, i risultati sono ottimi, l'integrazione è di buon livello, nesimo soiante che trovano un impiego, che pigliano i concorsi, che pigliano l'esame, vuol dire che tanto c'è una valutazione
tutti gli anni che è fatta, perché c'è una valutazione di soddisfazione ogni volta che un'azione di formazione si finisce, e c'è una valutazione annuale annante ai risultati. Dunque si vedrebbe che siamo stati la prima regione in Francia a avere questo sistema. Di sicuro eravamo impensieriti quando il sistema si è fatto per la prima volta in Francia e si è fatto qui in Corsica e funzionava. Perché abbiamo paura per i nostri idee? Molto più che siamo in traccia di riflettere a un sistema forse che domani si potrebbe calcare appena, si potrebbe pigliare piuttosto nei paesi di un nord, quelli che sono i meglio, che hanno più buoni risultati, perché si è detto anzi, se la Francia ha i risultati più famosi, i più uni. Perché no? Perché constatare sul sistema. Ma oggi ne siamo a un punto che in Francia c'è la ripensare l'educazione. Dunque, perché mica essere un luogo di sperimentazione? Un bel mica perché abbiamo saputo, c'è la piala poco a poco, c'è la riflessione che la si è spertuto, che ci sia un lavoro fatto in correttorato, problemi in fondo, l'organizzazione di giornata, di ritmi, eccetera, ma io penso che non ce l'è mica paura. Siamo in capacità di domani avere una scuola originale, specifica e che risponde e che possa integrare il corso. Posto che oggi parliamo di immersione. Non è mica più bella immersione, se domani abbiamo un sistema che si integrato a uso ampio. Mi si pare. Vi ringrazio. Ringraziavi. Altre domande di parola? No, penso che tutti i gruppi sono esprimati. Dunque, lascio la parola al consigliere esecutivo. Ringraziavi, signora Presidente, ringraziavi tutti per la vostra intervenzione. Sono d'accordo con voi e Mamma Branca che ci vuole che l'8 di dicembre sia una giornata di scambio, di conoscenza e di imparare. Porterò a vostra volontà che a me a di noi, parlando con il rettore, e gli domanderò di fare un legame con le squadre pedagogiche per questa giornata sia un arricchimento per i idee, per i giovani. Mi permetto di dire che abbiamo realizzato un gioco a Nanta Paoli, l'abbiamo detto in commissione, in un quadro di autrice centenario, e dunque i professori potranno utilizzare. Madame la consigliera Pietra non c'è più qui, sono di nous d'accordo con voi per la sperimentazione, il nous faut adapter les choses, la marge de manœuvre est grande, très grande. Nous irons plus loin dans le cadre du calendrier trisannuel. Moi, je ne considère pas forcément ce calendrier comme un pas en arrière. Je crois qu'on est surtout dans une voie intéressante de construction commune, toute institution et instance confondues, et qui plus est, surtout dans l'intérêt des enfants et des jeunes. Donc, Madame Pedinier, je vous remercie pour votre intervention, mais vous l'aurez compris, mon avocate, Madame Niva Jogne, a parlé pour moi, et forcément, voilà, puis je dirais l'article 3 que vous citez est tout le temps présent dans les délibérations, donc on va pas le modifier maintenant, ça aurait encore moins de sens, et je me dédierai aussi par rapport aux réponses sur la question orale que j'ai pu faire hier. Je consigliere Lugiani, credo che avemo parecchie analysi in comune, et je suis heureuse d'avoir des enseignants comme vous tous dans l'hémicycle et en commission, et surtout bientôt en groupe de travail, car je vous l'ai dit, vous êtes quand même les meilleurs experts. On en a parlé, on a connu les semaines de 4 jours et demi, donc je pense qu'il y a aussi
tout ce bagage à mettre en avant et en fait à faire porter la voix de la collectivité. Évidemment, voilà, je peux entendre que ce calendrier peut ne pas nous satisfaire. C'est vrai qu'il y a la politique, il y a le positionnement politique et sur lequel évidemment je vous rejoins, mais j'entends aussi l'autre aspect, c'est-à-dire que le calendrier il satisfait aussi les enseignants, les acteurs, les associations et les jeunes. Il est certes pas parfait, mais en tout cas, il est quand même le résultat d'un consensus. Pour répondre aussi à Pierre Jong, évidemment, parfaitement d'accord sur le temps de l'enfant et du jeune, sur le rythme d'apprentissage, le rythme de la journée et l'impératif de caler l'éducation sur ce rythme et pas l'inverse. Et d'ailleurs, lors du groupe de travail avec le rectorat, j'ai demandé à ce que soient auditionnés des experts en la matière, parce que on n'est pas forcément tous sachants sur le sujet. Et l'objectif, c'était d'avoir des retours des pédiatres, médecins, scientifiques, des experts de l'apprentissage, toutes ces personnes qui vont pouvoir enrichir le débat, parce que je pense qu'il va falloir prendre en compte vraiment un très très large spectre de critères. Monsieur Luccioni, je vous remercie pour votre intervention. On a évoqué les rythmes scolaires dans les différents pays lors du groupe de travail, notamment les pays européens. Ce qui avait été dit notamment par les intervenants, c'est qu'il ne faut peut-être pas idéaliser ce qui se fait ailleurs, parce que les professeurs présents disaient, ils trouvaient aussi des failles et des critiques. Avec ma collègue Madame Santouche, on a cherché du coup un calendrier scolaire et on a trouvé celui de l'Espagne. Alors en Espagne, il commence le 9 septembre, enfin pour l'année 2024-2025. Hein. Ils ont commencé en septembre, ils ont leur fête nationale le 12 octobre, le jour de la Constitution le 6 décembre, la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre. Donc vous entendez, il n'y a pas de vacances de la Toussaint. Ils ont ensuite des vacances de Noël du 20 décembre au 7 janvier. Ensuite, la semaine sainte, mais il y a un tronc commun du 17 au 21 avril et ils finissent le 19 juin. Mais il n'y a pas de vacances de février et il n'y a pas de vacances de Pâques et il n'y a pas de vacances à la Toussaint. Donc il y a certes une rentrée plus tardive, mais des vacances moindres. Donc en fait, tout se discute et vraiment, je ne veux pas me répéter parce que je sais que la journée est assez longue, mais toutes ces questions-là seront abordées en groupe de travail et évidemment, à nous de porter, s'il doit y avoir des expérimentations, c'est à nous de les porter et de les faire valoir. De manière générale, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, il était difficile d'envisager une journée banalisée, dédiée ou fériée. Je ne parle même pas de ce qui était le cas antérieurement. Aujourd'hui, voilà, il y a une progression et je comprends la décision que vous portez. Et donc, Madame Nivadjoni, Maître Nivadjoni, évidemment, je partage tout à fait votre optimisme. Et en tout cas, on a tout pour être un terrain d'expérimentation. Ça se construit. On ne pourra pas le faire en mai 2025, puisqu'en plus, il y a un peu de délai. Mais en tout cas, il faut le penser pour une rentrée de septembre. On a quelques mois pour travailler et j'avais envie de dire être créatif, voire disruptif, comme aime le dire le président du conseil exécutif. Et évidemment aussi, Mme Nivadjoni, même si vous n'êtes pas membre de la commission culture, je compte sur vous pour nous accompagner aussi sur cette voie et sur les adaptations que l'on souhaite au mieux, surtout pour les jeunes de notre pays. Je vous remercie. A ringraziabi. Allora, prima di compiere un tasto cartolare di Buddha, a Maribia per essere ben chiari, a proposta d'amendamento, allora c'è e a un mandato usato, a un mandato usato a un consiglio esecutivo, non c'è l'amendamento, eh? Défavorable. Défavorable.
Donc, on est bien d'accord, hein, l'amendement, je le répète, parce qu'on n'a pas bien compris tout à l'heure, on s'est renseigné auprès de votre groupe, donc l'amendement consistait en fait à supprimer à l'article 3 de la délibération la partie de la phrase suivante, j'ouvre les guillemets, d'envisager la constitution d'un véritable bloc de compétences décisionnelles en matière d'éducation permettant notamment, voilà, ça c'est ce qui est supprimé, en allant directement, c'est ce qui serait supprimé, en allant directement donc à, ça donnerait, demande dans le cadre des futurs travaux relatifs à une évolution institutionnelle de la Corse, d'attribuer à la collectivité de Corse le pouvoir de définir le calendrier scolaire triennal applicable dans l'île. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, Madame la Présidente. Ça va, on a corrigé, parfait. Bien, donc le Conseil exécutif, malgré ces précisions, n'est pas d'accord. Voilà. Qui souhaite s'exprimer sur cet amendement? Sahuériou. Bon, on n'est pas d'accord non plus. Je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure... Ah bon? Simplement, moi, je donne une explication de vote, Présidente. Nous voterons contre cet amendement sans équivoque. Sans équivoque. Il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a même pas besoin de discuter de la chose. Je crois que historiquement, c'est même pas négociable de notre point de vue. Par contre, nous ne participerons pas au vote parce que, je le répète, quand bien même nous prenons acte de la bonne volonté et de l'état d'esprit de Madame la conseillère, nous ne participerons pas au vote du rapport. Donc contre l'amendement. En étions à l'amendement. Et après, on a fait une explication de vote en même temps. Voilà. Bon, un cimbale mumika. Calmez-vous, hein. Voilà. Non, non, non. Chut, chut, chut. Allez, un cimbale mumika. On avait le droit de s'exprimer sur l'amendement. Romain Colonne a demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Sur l'amendement, bien évidemment, nous nous opposons. Je ne vais pas faire un long discours simplement pour dire que là, on touche au cœur de notre projet politique et que pas fa nation n'est pas fa beau, boulot où ils ont nous dit l'éducation. Donc, sur l'amendement, Corinne Fronté. Sur l'amendement, nous sommes contre et nous ferons l'explication de vote tout à l'heure. Tout à l'heure, très bien, merci. Donc, je soumets maintenant au vote l'amendement, bien sûr. Qui est contre cet amendement? Donc, Fapo, Boulou, Awansem et Corinne Fronté sont contre l'amendement. Pierre Jong, l'amendement. Contre. Non, non, ne vous demandez pas d'expliquer, c'est bon. Donc, si des contre, basta, tu vas acheter. Donc, contre, l'amendement est rejeté. Pardon. Bon alors, qui est pour l'amendement? Donc, on sauf est pour l'amendement, bien sûr. Donc, mais l'amendement est rejeté. Maintenant, nous allons passer au vote sur le rapport ainsi amendé. Il y a non amendé, ben, ainsi non amendé. Donc, explication de vote. Explication de vote. De Corinne Fronte. Et on aime amica da partecipa, par chi siamo d'accordo con la sciaulinità di va riunioni di prepara, siamo d'accordo no, giusto appunto, Paulinta d'andare al di là di ciò che noi abbiamo e di domandare i competenze, siamo d'accordo, ma pensiamo che abbiamo aspettato un mondo, abbiamo aspettato troppo, siamo sempre tributari di un riturato, di un ministero, dunque ci sarebbe piaciuto un poco più di volontà innanzi e anche avanti, ma siamo obbligati a città Sant'Truta il 2 settembre, siamo obbligati a città Mondo Affari e ci dispiace. Ecco. E fa des garcoses, budade. Bon, allora, si des contre,
sapere ci ha spiegato di no, di contro. Allora, ma di contro lui stesso, scusate. Ma passa uodo, ma passa uodo. Non, mauvaise interprétation, Présidente. Alors, peut mieux faire, allez, voilà, c'est ça. Mention peut mieux faire. Voilà. Mais du capito, non sono mica sciocca, du capito. Allora, ora passiamo a uodo. Qual è chi è contro questo aborto, contro questo avviso non sta calendario? Qual è chi è contro? Qual è con bodemica? Astensione. Gli stessa. Non participation, c'est que vous votez pas. Non, si d'escalade stamattina o che? Fagge 3 anni che non... Fagge tre anni che non budemo così. Non c'è mica, non c'è nessun problema. Allora, pia da traduzione, se volete, penso che non c'è mica problemi. Ecco, allora, ricominciamo. Qual è chi è contro? Nimo. E faccio come ogni volta. Dico la stessa cosa. Qual è con buona amica? Corre in fronte e avanzate un buon nemica. Astensione. Un soffio. Astensione. E qual è chi vota pro? Fa popolo vota pro. E Pierre Jong. Le rapport est adopté à une très large majorité. Merci. Allora, o cartolare chi benawa. C'è un cartolare in i progetti scientifici e culturali di musei. Abbiamo mandato a Moise Presidente, se l'è d'accordo di bene, a rimpiazzarmi perché c'è un appuntamento qui sopra e dopo urto. Madame la Présidente. Oui. M'autorisez-vous à appeler les membres de la Commission 5 minutes pour renouveler le bureau Oui, mais pas pendant le vote, parce qu'on va avoir des problèmes de vote. Là, si vous voulez, mais il y a une grosse partie de la commission qui va sortir. Là. Enfin, tout le monde va Donc sortir. après le dossier, on fait ça après le dossier. Non, mais c'est pour vous. Moi, à titre personnel. Ah non, c'est pas pour moi. C'est que on fera une petite pause rapide après la présentation de ce rapport. Là, il faut qu'on passe les rapports sur les musées. D'accord ? Merci, Monsieur le Président, de nous le rappeler. Mi piace. Allora, ma continua a Nanta Urabotu 128 a Nanta i progetti scientifici e culturali di musei Gorsiga, quale che mamma a consigliera esecutiva, bistemma sente. Cara Presidente e cari colleghi consiglieri, da Iaccio a Bastia, passando Beccorti, Merusalia e Aleria, oppure valendo Bersù, Liuia e Sartè, i nostri musei sono come piccoli isolotti che ci contano 10.000 anni di storia. Collection permanente, exposition temporaire, leur découverte est un voyage dans le temps, mais elle est également une invitation à comprendre le monde d'aujourd'hui, car ils sont les miroirs d'une société passée et de la connaissance que nous devons en avoir. Ecco qui ciò che i nostri musei di collettività di Gorsiga, opere da scoprire, ma di aspetti che ci chiamano e che ci rispondono. Il rapporto che vi presentiamo oggi è un arnese di regola obbligatorio, ma è soprattutto un arnese che ci ha da permettere di portare un progetto e di metterlo in opera e dopo di valutarlo. Ce rapport, je voulais le souligner,
s'inscrit en complémentarité avec le rapport sur le guide des aides du tourisme que nous avons voté ce matin. La culture étant une opportunité, grâce à la notion de tourisme culturel durable, et si les progrès de communication, les niveaux de bien-être social élevés de certains pays incitent leurs habitants à passer du temps libre et à voyager, nous savons par des études que les destinations touristiques les plus prisées sont celles qui ont un intérêt culturel et historique. Les projets scientifiques et culturels des musées sont des documents donc conceptuels qui donnent une vision de l'institution, de ses évolutions, à travers ses collections, sa politique envers les publics. Ils sont également des documents opérationnels qui doivent rendre compte des actions apportées à court et moyen terme, ainsi que des moyens qui l'accompagnent. En outre, si aucune mission d'un musée ne doit être négligée, le projet scientifique et culturel est sélectif dans ses propositions et doit dégager des priorités. Quelques mots sur le contexte historique et administratif. Vous savez, avant 2018, que les musées appartenaient à des tutelles différentes, collectivités de Corse, département de Haute-Corse et de Corse du Sud. Depuis le 1er janvier 2018 et l'avènement de la collectivité de Corse, notre institution assure la gestion des 5 musées et des 4 sites archéologiques associés, classés monuments historiques. Les musées de Corti, Aleria, Merusalia, Liuia et Sartè sont désormais gérés sur les mêmes principes et associés aux sites archéologiques qui s'y rattachent. Le site antique d'Aleria, les sites préhistoriques et médiévaux de Cucuruz, Capula, Liuia, Araguina, Senola, Bonivazio et les sites mégalithiques de Cauria, Sartè. La direction du patrimoine, qui en a la responsabilité, assure également d'autres services comme les archives, les services de l'action du patrimoine, je pense à l'inventaire, à l'aide aux communes et aux associations, à la restauration de l'architecture et à la mise en valeur du patrimoine, éléments importants de notre action politique et éléments importants du développement économique de notre pays. La direction comprend également 2 outils essentiels dans le rayonnement de la collectivité de Corse, le mécénat, que nous devons mieux développer, et la mission programme européen, grâce auquel de nombreux projets d'envergure trouvent de la visibilité et des financements complémentaires. Donc la collectivité de Corse, comme je le disais, a pour objectif de structurer et d'harmoniser l'offre muséale et son maillage, bien entendu, à travers l'ensemble de l'île. L'enjeu est majeur, car il s'agit d'ancrer les musées dans le XXe siècle comme un espace de vie, de découverte et de connaissance des Corses et de la Corse, pour les Corses et pour ceux qui ne le sont pas. Notre politique vise donc d'abord à renforcer la synergie entre les sites archéologiques et les musées, afin d'une part d'enrichir les contenus, mais aussi d'augmenter leur visibilité, de contribuer à l'éducation artistique et culturelle des jeunes générations. Ça rejoint le travail de ma collègue conseillère exécutive Lauda Guidigeli, par l'action culturelle, qui exige en particulier de voir renforcer sa mission éducative, pour être bien sûr un facteur de richesse et, comme l'a dit tout à l'heure notre ami et collègue Donjo Lujon, il me semble-t-il, un facteur de cohésion sociale. En faire des lieux de vie, diversifier les activités, élargir et augmenter la fréquentation, c'est notre objectif. Faire des musées, donc des lieux de vie, par la création de nouvelles infrastructures d'accueil, de boutiques, de nouveaux dispositifs muséologiques, et développer la capacité événementielle des sites. Un effort particulier dans le domaine de la médiation, par des visites guidées, des conférences, des concerts, des formations des agents également et des outils numériques. Enfin, la dynamique d'ensemble qui est déjà mise en œuvre dans les 3 directions, avec la professionnalisation des agents, le rayonnement des établissements et des collections, et une nouvelle politique pour les publics. La professionnalisation des agents, je ne m'y attarderai pas trop, des actions de formation communes à destination des personnels ont été menées, elles sont à amplifier et à améliorer. Le rayonnement des établissements et des collections, avec la mise en place d'une stratégie de numérisation des sites et des collections, la réalisation d'expositions thématiques, initiative née en 2019. Pour la saison 2024-2025, une nouvelle thématique sera abordée, les femmes corses et méditerranéennes, avec le cycle d'exposition Donne di Gorsiga. La thématique commune à venir développera les migrations en Corse sur le temps long.
Une convention avec le Fab Lab de l'Universidad d'Igorsiga. Des actions se sont échelonnées dans le temps passé. Nous les continuerons. D'autres actions avec le Fab Lab également, comme la fabrication d'outils de médiation, je pense au jeu Memory à l'IR, un soutien à la créativité et de nouvelles programmations sur la période 2025-2028. La réalisation de vidéos et de clips in lingua nostrale dans les musées, ce n'est pas qu'un alibi, même s'il faut le développer. Sur la base de la technique innovante des vidéos en 360 degrés, les collections et les établissements patrimoniaux sont présentés en langue corse, à destination aussi bien du personnel de la collective de Corse que du grand public, et bien sûr de ceux qui souhaitent découvrir notre terre, notre pays, notre langue, notre culture. Elles sont diffusées sur le site intranet et sur le réseau de la direction du patrimoine également. Une nouvelle politique de public, de jeunes publics, donc l'objectif, améliorer la connaissance des publics, mieux répondre à l'attente des visiteurs, le renforcement des liens avec les établissements du second degré. J'ai demandé à ce qu'on conventionne également avec l'ensemble des lycées et collèges de Corse, pour ceux, bien sûr, qui le souhaitent. La création et le réaménagement des espaces d'accueil, de billetterie et des boutiques de musées et des sites. Donc, cette création vise à une meilleure fonctionnalité du mobilier qui prend en compte les missions des agents, accueil, billetterie, orientation, distribution des audioguides, etc. Une politique tarifaire plus variée, la mise en place d'un pass musée de Corse. À l'horizon 2026, nous aurons un pass musée qui permettra des visites couplées avec un système d'abonnement annuel. Nous verrons le tarif. Museo Imos, scusate, avec la direction du patrimoine qui s'est dotée d'un muséobus. Enfin, je vais rejoindre un petit peu le président du CISO de Corse, le plan de sauvegarde des biens culturels, en collaboration avec les chefs de groupement de planification des 2-6. La direction du patrimoine a réalisé un plan de sauvegarde des biens culturels des 5 établissements qui sont sous sa responsabilité. La rédaction de ces documents vise à définir les dispositifs indispensables à la protection du patrimoine en cas de sinistre. Vous avez tous pris connaissance des projets scientifiques et culturels de chacun des musées. Ils sont extrêmement documentés, extrêmement bien présentés sur Nomade, donc je ne vais pas vous en parler. Simplement, pour terminer, dire que le Conseil exécutif, ça sera ma conclusion, a décidé de travailler sur le choix des dénominations des musées. Pourquoi? Parce que le choix d'un nom est important, sur le plan symbolique, sur le plan historique, sur le plan politique. Un nom a pour but d'exprimer l'identité d'un lieu, les missions de ce lieu, les fonctions de ce lieu, les collections principales. Donc le Conseil exécutif de Corse souhaite que au Museo di Agorsiga Jean-Charles Colonne devienne au Museo Nazionale di Agorsiga Jean-Charles Colonne. De même que le musée de l'Alta Rocca pourrait devenir au Museo dell'Alta Rocca e di Prehistoria François de Lanfranchi, que j'ai eu la chance d'avoir comme enseignant à l'Université de Corse. En cohérence avec la délibération votée à l'unanimité par le Conseil municipal de Liui, sur sollicitation du président du Conseil exécutif. Et enfin, hasard des calendriers, nous déplorons depuis hier la disparition d'une très grande résistante, j'ai nommé Noël Vincenzini. Le Conseil exécutif proposera donc que le musée d'Aléria ne porte plus le nom de Jérôme Carcopino, celui-ci ayant été certes un historien et un scientifique spécialiste de la Rome antique, mais il a été aussi, et c'est confirmé, le secrétaire d'État à l'instruction publique de Vichy, ayant notamment appliqué avec zèle les lois d'exclusion de certaines catégories de citoyens de la fonction publique. Il conviendra donc, si ce choix est validé, de choisir un nouveau nom pour ce musée. Concernant la démarche globale de changement des noms de musées, c'est important. Le Conseil exécutif souhaite proposer à l'Assemblée de Corse de se prononcer en faveur d'une procédure de consultation élargie. Cette consultation pourrait, bien entendu, impliquer les communes et les intercommunalités où sont localisés ces musées. Il me semble que c'est important. Pourrait impliquer la Commission de l'éducation, de la culture, de la cohésion et des enjeux sociétaux de l'Assemblée de Corse, le CESEC, la Chambre des territoires et bien sûr l'Assemblée di Aggiuntu, mais aussi l'ensemble des Corses à travers une votation via les réseaux sociaux que nous mettrons en place et sur laquelle nous réfléchirons. Enfin, pour conclure, je ne vais pas être plus long que ça, je voudrais remercier les élus de l'Assemblée di Aggiuntu pour leurs remarques, leur encouragement à travers le travail de leur commission Lingua et Culture et Ambiente et leur soutien, bien entendu, et leurs propositions.
Nous prenons acte des remarques et des inquiétudes du CESEC. J'ai répondu à ces remarques et à ces inquiétudes lors de notre rencontre, lors de leur commission. Voilà en quelques mots la présentation de ce rapport, Madame la Présidente. A ringraziare ma consigliera esecutiva. Allora c'è stato un avviso o CESEC ha piaduato di suo rapporto e a Commissione Cultura ha dato un avviso favorevole, non partecipazione di gruppi avanzemo, un soffio no e corre in fronte. O dibattito può principiare. Dani Antonini domanda la parola, avete la parola. Elle a dit. Ringraziavi. Si la définition d'un musée, selon le Robert, en fait un établissement dans lequel sont rassemblées et classées des collections d'objets d'intérêt historique, technique, scientifique, artistique, en vue de leur conservation et de leur présentation au public, pour l'ICOM, l'International Council of Museums, c'est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Vous vous en doutez que notre vision des musées de la Corse se rapproche plus de la seconde, considérant qu'ils ne doivent pas être de simples lieux de conservation ou d'exposition. Ce sont les gardiens précieux de notre mémoire collective, ce sont des espaces vivants où notre histoire, notre culture et notre identité se transmettent de génération en génération. Ils incarnent surtout la richesse de notre patrimoine, qu'il soit archéologique, historique, artistique ou ethnographique. Notre île, riche de son histoire et de sa culture, mérite que nous mettions en lumière son identité à travers des initiatives ambitieuses et innovantes. Et c'est tout l'intérêt de ce rapport, fruit d'un travail collectif et rigoureux, visant à renforcer l'attractivité de nos musées, à moderniser leur infrastructure et à enrichir leurs collections. Les projets énoncés sont essentiels pour assurer la pérennité de notre patrimoine et le rendre accessible à toutes et à tous. Parmi les initiatives phares, je voudrais souligner l'importance de la digitalisation des collections. À l'ère du numérique, il est crucial que nos musées s'adaptent aux nouvelles technologies pour toucher un public plus large et plus diversifié. Les expositions virtuelles, les visites guidées en ligne et les applications mobiles sont autant d'outils qui permettront de démocratiser l'accès à notre culture. De plus, il est mis l'accent sur la nécessité de renforcer les partenariats avec les institutions scientifiques et culturelles, tant au niveau national qu'international. Ces collaborations sont essentielles pour enrichir nos connaissances, pour favoriser les échanges culturels et pour positionner la Corse comme un acteur majeur dans le domaine de la recherche et de la culture. Voglio di nuovo rammentare l'importanza della trasmissione di un nostro patrimonio alle generazioni da venire. I musei devono essere luoghi d'imparare e di ispirazione per i nostri ziteli e i nostri giovani. Programmi educativi innovatori, laboratori interattivi e stand culturali devono essere sviluppati per svegliare la sua curiosità e il suo senso critico. Per compiere di Geradio questo rapporto è una tappa importante del nostro impegno comune per la valorizzazione del nostro patrimonio. Sono convinta che via della nostra determinazione e la nostra collaborazione giungeremo a fare dei nostri musei luoghi di spartire all'altezza della ricchezza e della diversità del nostro paese, ma soprattutto luoghi dinamici, aperti a tutte e a tutti e integrati alla vita odinca del nostro popolo. Ringraziavi. Grazie. Quale chi domanda la parola, donna? Pionim? Madame Cognetti, Cathy Cognetti, à voi. Merci. Merci, Madame la Présidente. J'ai le temps d'y Très rapidement, pour expliciter notre vote par rapport à ce dossier, avec deux volets en fait. Sur le fond, à savoir les projets scientifiques et culturels des musées qui constituent le gros du rapport, bien évidemment, nous y souscrivons. On en avait parlé déjà en 2020, déjà avec le lancement de ces orientations. Il y a la part des communes, aux 5 musées, passe musée, tarifs, etc. Et cette logique propre à chacun.
Et nous sommes nous aussi conscients des potentialités et ce que peuvent apporter les musées dans nos différents territoires, tant milieu rural que sur l'attractivité qu'ils peuvent apporter pour notre population et pour les populations qui peuvent venir sur ces 10 territoires. Nous faisons confiance aux experts en la matière et nous n'avons aucune objection quant à la mise en place de ces projets culturels. Par contre, l'annexe financière est très instructive sur la fréquentation pour chacune des 5 structures, avec une primauté incontestable sur le musée de Corti. Ce qui nous gêne, et ça a été évoqué en commission, c'est l'introduction dans ce rapport très scientifique d'une dimension consistant à rebaptiser les musées dans l'article 2 de la délibération. Alors, bien que ce ne soit pas définitif, le rapport propose que le musée de la Corse Jean-Charles Colonne soit rebaptisé Museo Nazionale Iagur Siga Jean-Charles Colonne, celui de Sartène, outre la traduction du musée archéologique de la Corse, se cherche le nom d'une personnalité. Concernant celui d'Aller, il y a Jérôme Carcopine, vous l'avez évoqué, il est proposé d'enlever le nom parce qu'il avait été secrétaire d'État à l'instruction sous Vichy de 40 à 42. C'était un personnage, certes, controversé, mais ce débat avait déjà eu lieu localement il y a des années, certains considérant comme vous que cet engagement politique primait sur son autorité en tant que professeur d'histoire et sur son ascendance corse. D'autres mettaient en avant qu'il avait bénéficié d'un non-lieu pour les faits de résistance d'après-guerre et qui était parti en 1942 de retour de Laval pour protester contre. Bref, devons-nous réouvrir le débat? Voilà. Moi, j'en viens à Morosailles. Là, j'en conviens, c'est pour adapter la nomination parce que la situation institutionnelle, puisque le musée était le musée départemental Pasquale Bal et deviendrait Museo Gazana di Pasquale Bal, le département n'y étant plus. Le musée de l'Alta Rocca deviendrait Museo di l'Alta Rocca et di Historia François de Lanfranchi. Alors, la consultation intégrerait, vous l'avez dit, les communes, les intercommunalités, les commissions sociales, le CESEC, la Chambre des territoires, l'Assemblée d'adjoints, tous les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup de monde, ce qui pourrait paraître confus et de nature à diluer la décision. Mais surtout, je voudrais en venir là, ça a un coût. Tout ça a un coût. Pas tant la publication, mais le fait qu'on doive changer les noms, pas seulement sur les frontons, sur les documents, etc., la charte graphique, les produits dérivés. En fait, on n'a pas d'estimatif de ce que ça pourrait engendrer au niveau des coûts. Et c'est pour ça qu'il est difficile d'adhérer à ce changement dans un contexte budgétaire qui est le nôtre. Alors, pas de précaution face aux modalités de consultation qui seront arrêtées plus tard puisque non définies dans ce rapport, face à une opportunité qui ne nous paraît pas vraiment évidente et surtout face au coût de ce que cette décision engendrerait, sans que nous ayons l'ombre d'une idée de leur montant, notre groupe s'abstiendra sur ce rapport. Je vous remercie. Diaby. Paul Félix, forse vuole la parola, ma Paul Félix, volete la parola? Ah bon. Allora, qual è chi vuole la parola? Pier Gionga. Vi ringrazio, Madame Presidente. Io penso che questi progetti sono belli perché facendo una cosa, facendo entrare a guida nei musei, e questo è importantissimo. Quanto ai scambiamenti di nome, un nome di Jerome Carcopino, io facevo nel 2002, che volevo scambiare, non è mai stato possibile, e io sono partigiano di scambiarlo. E quelli di Corti, sono sicuro che Jean-Charles Colonna, che di Roma amico, non si era mica contro lo scambiamento di nome, questo è possibile. Dopo, 3 questioni che come bongo. Uvrac, perché non è mica noi questi musei? Non so mica perché si può dire che è un museo d'arte moderna, perché non c'è mica. C'est un fond, di un fond. E bon, nous quadro di una riforma dell'autonomia che sarà la bene di un museo vecchio per fare Penegumè e di un museo di Mariana. Io penso che le rianariane sotto la nostra competenza. Voleria sapere il vostro parere. Qual è chi domanda la parola? Saverio Lugiani e Paul Félix Benedetti dopo.
Bistem assent. Bon, Madame la conseillère, en commission, on a largement soutenu ce projet parce que je crois que c'est... Je reconnais aussi la patte de l'enseignante, certainement, qui a ce souci de la transmission et du témoignage. On est dans un pays aujourd'hui, on a besoin de repères. C'est une société qui part en morceaux, vous le savez. C'est un pays qui a besoin de repères pour sa jeunesse et donc le regard à l'histoire, à la mémoire et au savoir-faire aussi, parce que bon, je crois que c'est important, parce que quand certains musées ne sont pas consacrés uniquement à des thématiques préhistoriques, romaines, d'antiquité ou autres, il y a aussi les savoir-faire, il y a le fond d'Oisan qui en témoigne sur Corte. Donc je crois que c'est quelque chose de très important en termes d'élan. Moi, en commission, j'avais quand même souligné l'importance aussi des lieux de mémoire au-delà des musées, puisqu'il y a des points sensibles, vous le savez, des points qui font même pratiquement, enfin qui ont fait, en tous les cas, polémique et difficultés énormes, notamment le site de Palladio. Je parle pour les Sartenais, hein, Palladio. Vous pouvez être allé souvent avec mes élèves. Je couplais tout ça avec le fort de Tizza, cher à Paul Félix, et surtout les sites de Cahors. Il y a des Paladini, donc de Rinadio et du domaine de Fontana et du domaine donc della Stazzona, en Corse on appelle ça la Stazzona, des Montanacci. Donc important de voir un peu comment demain on peut se réapproprier un certain nombre de lieux de mémoire qui sont aujourd'hui abandonnés, ou en tous les cas pour nous dans l'impossibilité d'y mettre les mains, passez-moi l'expression, parce que c'est quand même pour ne parler que de Palladio, c'est quand même l'alignement le plus important de Méditerranée en termes de menhirs. Il y en a, je crois, 258 dans un piteux état, vous le savez, contrairement à Cahors, qui a été restauré. Et c'est quand même un lieu qui, en Europe, est le second après Carnac en termes de nombre. Et c'est quelque chose qui doit retourner à la Corse, d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est un patrimoine qui... quand Jacques Fouzine a parlé de Simu Leri Justi et de Buiabilitosa, on est dans ce schéma-là. Ça, c'était des propos de Reaquisto. On est encore dans ce Reaquisto-là. Donc, j'avais évoqué ce point-là qui était un peu décalé par rapport à la thématique, mais ça fait partie aussi de la suite, je dirais, de l'extension et en tous les cas de lieux de mémoire qu'il faut absolument sanctuariser et agglomérer en quelque sorte à ce patrimoine des musées qui sont aussi des relais magnifiques, on peut dire que ça. Hein. Alors, moi j'avais dit aussi, parce que vous évoquez le pass musée, j'avais dit, comme toujours, parce que c'est quelque chose qui se pose tous les ans, quand on parle du pass culture, la difficulté pour les enfants du rural, souvent de se déplacer, parce que le moindre déplacement en car aujourd'hui, j'avais dit une somme, je ne sais même plus si elle est actualisée, c'est 500 €. Je ne sais pas si vous voyez, pour l'effort d'une municipalité, quand elle va partir une journée, si vous avez 10 classes, ça fait déjà... Bon bref, ça c'est pour vous dire qu'il faut réfléchir aussi à cet accès à la culture, à la mémoire, à Ouridro, parce que c'est finalement ça, pour ces élèves-là, et il y en a beaucoup. J'avais aussi évoqué en commission la question de la langue aussi, parce que c'est quand même... Elle fait partie, bien entendu, de la programmation. Mais dans cette perspective-là, il va falloir intensifier la corsophonisation, y compris des personnels. Je crois qu'il y a une formation là qui doit s'accélérer. Je ne parle pas des documents parce que ça va de soi, mais des personnels, parce que bon, aujourd'hui on doit avoir aussi cette vision-là. On pourra en parler ailleurs parce que c'est aussi des choses qui peuvent regarder les EPCI, notamment les communautés de communes, sur cette formation-là, notamment par rapport aux ATSEM. Je t'en un peu, je déborde un peu, mais c'est important. Des personnels, parce que l'enfant, en dehors de son cadre scolaire et dans son cadre scolaire, doit avoir en face de lui des corsophones. Voilà. Ça c'est donc après peut-être dernier petit point. Donc nous on votera ce rapport bien sûr avec donc ces deux trois points. Le site de Tape aussi qui devrait être réhabilité, je pense, le Castillo de Tape par exemple, hein, ou d'autres comme Arad qu'il faut préserver. Moi je prends l'exemple de la Sardaigne hein, en la matière qui est un bel exemple. Ça va jusqu'au tourisme et ça rapporte
ça rapporte au territoire et ça crée des emplois. La question de François de Lanfranc, là j'adhère parfaitement à votre proposition. Je crois que c'était notre... Moi je pense même à Michel Claude Weiss, qui quelque part doit avoir son nom, parce que c'est quelqu'un qui, avec François Lanfranc, qui nous a porté, quand nous étions beaucoup plus jeunes, vers le retrouvail d'une histoire qui était interdite et qui était carrément, justement, enfouie sous la terre de ce pays. À lire, je ne me prononcerai pas sur Jérôme Cacopino. J'ai beaucoup lu sur la période 40, 41, 42, 43. Il y a plein de gens qui ont des noms de rue qu'on devrait enlever, y compris dans cette ville. Hein. Parce que je connais bien l'histoire. Mais je ne prononcerai pas ces noms-là, j'en connais au moins de 3 ici, rien que sur la zone ACAPA. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques-là. Donc peut-être là, avoir une concertation, pour moi ça me semble évident, parce que bon, moi, Jérôme Cacopine, je le connais comme vous sur Wikipédia et sur quelques livres d'histoire, mais sans plus. Et puis bon, il a quand même aussi contribué, qu'on le veuille ou non, à ce maintien d'un patrimoine qui était aussi voué à disparaître. Voilà. Donc, on votera ce rapport. Je vous souhaiterais, pour faire un peu savant, Fernand Braudel, hein. Avoir été est une condition pour être. Donc, continuons. Jean-Paul Panzani avait la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la conseillère exécutive. Non, je vais être très bref parce que pour le groupe, Daniel Antonine a présenté la position du groupe et notre accompagnement et notre soutien au rapport de la conseillère exécutive. Je vais intervenir juste, alors évidemment, on franchit, je crois, avec ces propositions, une étape supplémentaire dans la politique culturelle de la collectivité, dans l'accès à la culture, dans le projet culturel. Il y a un maillage qui dépasse le maillage administratif. Là, on est dans un projet plus dense, plus efficace, qui va redonner à nos musées, qui va donner à nos musées un élan incontestable. Je viens sur la proposition des noms. Elle me paraît opportune, elle me paraît importante. Je crois qu'il faut creuser et y aller. Et les noms qui ont été proposés me paraissent correspondre à des moments importants de l'histoire de la Corse, qui relient donc les musées à sa mémoire, à son histoire et aux hommes et aux femmes qui ont fait cette histoire culturelle. Et je voudrais dire pour le musée de l'Altaroc, qui n'a comme nom que le musée de l'Altaroc d'ailleurs, hein, que le nom de François de Lanfranc est plus qu'approprié. Je rejoins complètement Saverio. Moi, c'était mon instituteur au cours moyen première, François de Lanfranc, quand ce cours complémentaire avait été ouvert. C'est un chercheur, mais il faut voir d'où il est parti et comment il a creusé petit à petit un sillon important pour l'histoire de la Corse. Je crois que son nom est plébiscité dans toute l'Altaroc et bien au-delà par ce qu'il a apporté. Donc son nom ne souffre, à mon avis, aucune contestation. Je ne mets pas de côté, effectivement, les difficultés que ça peut poser administrativement et budgétairement, mais ce sont des choix politiques qui ont une importance majeure. Je voudrais aussi dire sur Palladio, on a intérêt effectivement à bien montrer le sens qu'on veut donner à cet alignement, parce que Palladio n'est pas à l'abri des spéculations pour différentes raisons, et vous savez qu'il y a eu des débats importants, et c'est pour ça que c'est opportun de sceller un projet de cette nature. Merci. Paul Félix. Moi, je vais conforter la position de Pierre Jong. Cacopino, ce n'est pas un personnage controversé, c'est un personnage exécrable. Il a été ministre de l'Éducation nationale et il a été l'applicateur de tous les décrets, le créateur et l'applicateur de tous les décrets qui ont entre autres chassé tous les juifs ou supposés juifs de l'éducation nationale française. Ce n'est pas quelqu'un qui a un passé supposé, c'est quelqu'un qui a un passé réel. Donc moi, ou on prend la résolution de retirer le nom, ou nous déposerons une motion.
Moi, j'estime qu'en Corse, il y a des personnages illustres de l'archéologie. Et d'origine, ils ne sont pas corses. Je vous en citer deux. Roger Grosjean, c'est le découvreur de tout ce qui est notre histoire. C'est un héros de guerre. C'est un pilote de chasse, héros de guerre. Et lui, il va avoir le nom à rien. Il a découvert tout. Il a tout validé. Après, il y en a un autre, c'est Jean Géas. Et on a besoin de chercher Carcopino. Non, mais on a un problème à la tête, là. Donc, moi, je ne vous impose pas des noms, mais je vous dis qu'on doit en enlever un. Donc, ensuite, dans les logiques d'archéologie, bien entendu, on doit tout sacraliser, et ce qu'on doit imposer, c'est des périmètres de protection. Tu vois, tu parlais de Padaggio. Mais autour de Padaggio, il s'est construit clandestinement une résidence hôtelière de grand luxe. Pourtant, elle est dans le périmètre des 700 mètres. Je ne sais pas ce que font les conservateurs français des monuments historiques, mais il serait temps que nous nous mettions dans des logiques de réappropriation, de préservation et de sanctuarisation. Bien entendu, on n'a pas cette compétence pour dire quelles sont les autorisations et les interdits. Mais on a la possibilité de déférer et d'attaquer tout ce qui est illégal dans un périmètre circonscrit dans toutes les zones de protection. Et Padaggio est l'exemple même d'une zone à la frontière d'une illégalité qui ne sent pas bon. Donc, moi, je vous invite à regarder les photos aériennes autour, de regarder les conditions d'accès, par exemple, à Padaggio, les conditions pour se garer. Je vous invite à vous décaler de 2 km et de regarder les alignements de menhirs, les spéculations qu'il y a autour, l'impossibilité pour la collectivité territoriale de rattacher une simple petite parcelle de 5000 m² à un domaine public et d'empêcher des logiques de spéculation. Pourtant, c'est un patrimoine qui n'est pas que le nôtre, c'est un patrimoine de l'humanité. On est sur du 10 000 ans en arrière, voire peut-être plus. Donc, là-dessus, oui. Mais sur quelque chose qui peut paraître futile, un simple nom sur un musée, mais il y a des noms qu'on ne peut pas garder. Alors bien sûr, il y a peut-être d'autres noms en Corse, de personnes qui ont eu des problèmes, mais ce n'est pas le même sens. Un secrétaire d'État sous Vichy qui a promulgué des lois raciales, qui les a fait appliquer, qui a fait en sorte que certains soient déportés et ne reviennent plus jamais, il n'a pas sa place dans notre histoire. Donc moi, je pense que la collectivité territoriale doit se pencher d'elle-même sur la question, revenir avec une proposition, sans quoi nous la ferons. Ringraziavi. Non c'è più di domanda a parola. Passiamo a voto. No, scusate, ma consigliere esecutiva, vi lasciamo a parola, vi lasciamo concludere. Ringraziabi, signora Presidente. Ringraziamo per cominciare il gruppo Fa Popolo a Madame Antonini et M. Panzani. Madame Agognetti, vous souscrivez au projet scientifique et culturel et vous êtes gênée par le coût que pourrait engendrer le changement de nom. Sachez que le budget des musées, en général, c'est 1,2 million en fonctionnement et 1,2 million en investissement. Je pense qu'on va y arriver. Signore Gionga, da consento con voi avere una visibilità quando noi saremo in l'autonomia per fare appena tutto un altro i nostri musei. Bouliaï Bigui, le FRAC, c'est un fonds régional, c'est pas un musée. Bien sûr, reconquérir les lieux abandonnés, c'est évident. Relier les lieux aux bâtiments et aux sites archéologiques, c'est déjà, vous le voyez, à le cœur des projets scientifiques et culturels. Accélérer la formation en langue corse, c'est aussi une évidence. Je crois que c'est général. En cosaigo, in francese, scusate.
i spiazzamenti, allora, ho fatto di andare in questo gara di museo, ho fatto di andare in delle scuole di EBA e penso che forse c'è la rifletta a cui forse averne un altro, perché di berghi o spiazzamento di scuole, quando li sortano di Urudione di Agomuna, c'è una riflessione, forse dopo il Presidente del Consiglio Executivo ne parlerà, ma c'è veramente una riflessione con questi spiazzamenti di scuole, che è veramente qualcosa che ci impedisce di fare esperti questa cultura nel nostro circondo rurale. Retenir bien sûr que le projet, enfin le dossier, c'est vraiment le projet scientifique et culturel de chaque musée avec des objectifs à atteindre et des évaluations après ces objectifs. Sarthe, le projet scientifique et culturel, il propose de rétablir les liens avec les sites archéologiques. Je crois que c'est un peu le cœur aussi de ce nouveau projet et d'avoir une réflexion portée en ce moment sur le site de Cahors. Et je vais laisser la parole au président tout à l'heure, mais dire à M. Benedetti, je pense qu'il n'a pas entendu la fin de ma présentation sur Carcopino, donc je l'invite à réécouter en visio, en direct ou en décalé sur Assemblea Igorsiga. Ringraziabi a tutti. A ringraziabi, Madame Consigliere Esecutiva. Passiamo a voto. Scusate. Signore Presidente, vi do la parola, scusate. Vorrei quantunque due parole prima per ringraziare tutti quelli che sono impegnati in questo cartolare a livello politico per l'eletto e a livello amministrativo per i funzionari della collettività di Corsica, mintuendo il direttore Piergian Campocas e tutti quelli che sono qui oggi. Ringrazio perché sono veramente ogni giorno nel terreno per cercare di far avanzare l'affare. Non è mica solo un cartolare tecnico, è un cartolare politico, a un senso più forte o più potente. La storia, l'antestoria, la preistoria, a Leia, tra suo popolo e a Sodara, ciò che abbiamo scritto in dei progetti di scrittura costituzionale, so che fa l'anima usale di un popolo e di Berghi è uno degli aspetti interessanti e positivi di legge di 2018 con la fusione di tre collettività, posto che questi musei che erano staccati, ognuno con la sua vita, con la legge amministrativa a chi con il Consiglio dipartimentale di Corsica Soprana, Corsica Sultana, Piemonte, Cesmonte, collettività di Corsica. Oggi c'è una messa in rete che è importantissima e che si è da prolungare in dei mesi, in dell'annata bene, è stato un travaglione a un livello amministrativo. Due affari solo. Primo l'affare di Padaggio. Padaggio ne abbiamo parlato spesso, abbiamo lavorato su cartolari di poi anni e anni. Ci sono gli interessi privati che sono di noi legittimi, posto che c'è una famiglia che cerca di fare valere al meglio so che la considererei essere il suo interesse e mi ha avuto di noi a rammentare che non lasceremo mica fare e che non si voglia mica sovrannare anche a nome di interessi privati che sono legittimi, non si può mica lasciare sovrannare l'interesse collettivo e continueremo a cercare di sciogliere questa situazione. Non è mica una situazione facile a tutti i livelli, abbiamo centinaia e migliaia di pagine che sono scritte addosso questa problematica. Dopo c'è l'affare di un nome di musei. Le nom, nommer un lieu, c'est toujours un acte important et essentiel. Et Paul Félix Benedetti, à mon avis, avec raison, a exprimé son indignation, mais qui est celle, indignation et à tout le moins étonnement, qui sont ceux du Conseil exécutif que nous avons exprimés dans ce rapport. Mais je crois, et peut-être n'avez-vous pas entendu les débats, que la procédure que nous proposons vise précisément à donner au choix des noms que nous écarterons et au choix des noms que nous choisirons une solennité et une légitimité incontestables, à la fois celle d'un débat approfondi entre élus, d'un débat approfondi entre élus de l'Assemblée de Corse et élus des territoires
concernés par les musées et également un débat dont doivent s'emparer tous les Corses. Donc moi, je le dis très tranquillement, j'ai été stupéfait que le musée d'Aléria porte le nom de Jérôme Carcopine, et j'ai été tout autant stupéfait qu'aucun d'entre nous ne s'en soit étonné individuellement et collectivement jusqu'à aujourd'hui. Je sais que c'est difficile, même le temps passant, et je regarde Vanina Lebaumin en souriant, parce que c'est aussi, je le dis publiquement, en regardant les 3 documentaires coproduits et co-réalisés par Gabriel Lebaumin, qui sont des œuvres magistrales, que j'ai renforcé ma réflexion qui avait commencé avant sur le nom, et que je me suis dit, mais comment collectivement n'avons-nous pas pu poser la problématique avant? Donc, alors je ne savais pas, Pierre, excusez-moi, vous l'avez... Alors, vous l'avez posé en 2002 et je vous en donne acte bien volontiers et je vous remercie de l'avoir fait. C'est vrai. Moi, il y a de la famille en Corse. C'est pour ça que je dis que notre décision, en tout cas notre position à nous, elle est très claire. Elle est exprimée, le Conseil exécutif, et je pense qu'elle sera partagée, mais donnons-nous le temps d'argumenter, d'expliquer, de convaincre et de valider une démarche d'ensemble. Mais je voudrais rappeler quand même que nous avions sous les yeux des choses qui sont quand même extrêmement choquantes. Moi, ce n'est qu'au détour de la réflexion que j'ai appris qu'effectivement, il avait été secrétaire d'État sous Vichy, qu'il avait bénéficié d'un non-lieu à la fois du Conseil d'État au plan administratif et de la juridiction pénale au sortir de la guerre, mais je dirais le fait d'avoir été absous ou non poursuivi par les juridictions pénales au lendemain de la guerre, dans les conditions qu'on connaît, ne constitue pas un brevet de légitimité dans son comportement pendant la guerre. Donc moi, je ne suis pas là, comme vous, pour réouvrir des plaies, ni pour montrer du doigt dans toutes les familles. Je pense qu'il y a des gens qui ont été des résistants, il y en a d'autres qui n'ont sans doute pas été résistants, il y en a d'autres peut-être qui ont même été du mauvais côté. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire il y a le sens des positions que l'on prend. Moi, je ne veux pas être, je vous le dis, le président du Conseil exécutif qui aura détourné les yeux par rapport à ce nom. Parce que moi, j'ai essayé de lire des ouvrages, des articles. Il y a notamment une historienne, Mme Stéphanie Corsi-Debré, qui a beaucoup écrit sur Jérôme Carcopine, notamment un ouvrage de référence et un article, plusieurs articles, mais je vais simplement vous lire un extrait. Dans la revue d'histoire moderne et contemporaine, et l'article s'intitule « Jérôme Carcopine et les lois d'exception ». Jérôme Carcopine, qui était donc secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la jeunesse le 24 février 1941, et qui a été chargé de mettre en œuvre les lois d'exception, qui étaient les lois d'exclusion des Juifs, des francs-maçons et de ceux qui étaient même simplement soupçonnés d'être juifs ou francs-maçons. Et il l'a fait, indépendamment de tous les autres mérites qu'il peut avoir, y compris en tant qu'archéologue, avec un zèle et un entrain particulier qui a été constaté depuis longtemps par les historiens, mais qui a été encore plus mis en lumière par les travaux et les progrès récents de l'histoire sur cet aspect de la période vichiste. Et donc, je vais simplement vous donner deux citations qui sont dans l'article. À un moment donné, le commissariat général aux questions juives lui demande de créer une chaire d'histoire du judaïsme. Il refuse, mais il refuse pour le motif qui est le suivant.
Il répond, on ne peut pas dissocier l'histoire du judaïsme de l'histoire contemporaine. Comment séparer en effet la cause de l'effet et le milieu du ferment pathogène qui le corrompt? Le milieu, c'est l'histoire générale, et le ferment pathogène qui le corrompt, c'est le judaïsme. Il co-signe avec Darlan une lettre adressée à Pétain le 11 juin 1941 qui s'intitule « L'aspect historique et humain du problème juif » et qui présente et justifie le numerus clausus dans la fonction publique. Donc, moi je pense que, bien sûr que nous devons, en tout cas en ce qui nous concerne, Conseil exécutif, notre position elle est actée. Et elle sera au moment où nous déciderons de retirer le nom de Jérôme Carcopine en suivant les procédures qu'il y a à suivre, en expliquant notre choix, etc. Ce que nous vous proposons, c'est d'avoir une démarche d'ensemble qui inscrive le nom que nous avons à donner à chacun de ces 5 musées dans une réflexion historique, dans une trajectoire historique, dans les hommages que nous voulons rendre à des gens qui seront pour les uns Corses, pour les autres ne le seront pas, et dont nous considérerons que la Corse doit les honorer, et d'autres trajectoires et d'autres noms qui, selon nous, n'auront plus à figurer au frontispice des monuments qui célèbrent la mémoire collective de cette terre et de ce peuple. A ringrazia, Bishop Presidente. Allora, passemos ao voto contra, non partecipazione, astensione, voto a favore. A ringraziabi. Passiamo ao rapporto 132 a partecipazione di collettività di Corsica a un nuovo progetto di Casa Marina in Galeria. Mama a consigliere esecutivo, Bistemassa. Ringrazia, signora Presidente. Alors rapidement, puisque ce rapport est passé dans les 3 commissions organique. Donc, petit rappel historique. Donc, Casa Marina a 31 ans d'existence. Elle accueille entre 20 et 25 groupes par an, à peu près 500 enfants également. Et son taux de remplissage est essentiellement fait par des groupes scolaires à hauteur de 80%. Comme vous l'avez su, en janvier, Casa Marina s'est retrouvée dans une situation délicate, menaçant je dirais, son activité principale d'éducation à l'environnement. Et pour cela, la collectivité de Corse a souhaité intervenir tant sur le plan financier, mais aussi en s'investissant au sein de la convention qui lie plusieurs acteurs, dont le rectorat, l'association des maires Poumont et Chismont, la commune, l'office de l'environnement et le parc. Aujourd'hui, donc, l'objectif est clair, c'est de pouvoir maintenir cette activité, que les jeunes puissent découvrir leur patrimoine et aussi être sensibilisés donc, au développement durable. Et pour faire un petit peu le lien avec le rapport d'Anne-Laure Santouche et aussi la question de la découverte par les jeunes je dirais de la culture et du patrimoine, il était aussi question, et ça a été demandé par le CESEC, de se pencher sur la question des transports scolaires, et notamment dans le cadre des marchés que l'on attribue, en pouvant associer à la réflexion la direction des marchés publics et la direction des transports, afin de pouvoir mettre des clauses adaptées, je dirais, aux transporteurs, pour permettre justement aux élèves de faire des sorties, que ce soit à Casa Marina, que ce soit dans les musées et autres, sans qu'il y ait forcément un coût supplémentaire pour notamment les établissements. Voilà, je ne serai pas plus longue. Je vous remercie. Allora, o Zezek si feliciteia dall'iniziativa piada da collettività di Corsica e ci sono
due avvisi favorevoli di Commissione di Sviluppo Economico e di Commissione di Finanze. Allora, qual è chi domanda la parola? Cathy Cognetti, avete la parola. Merci. Merci, Madame la conseillère, Madame la présidente. Je souhaite surtout reporter les propos pour Pierre Guidogne, qui est absent aujourd'hui, en sa qualité d'élu intercommunal, mais aussi en 5 conseillers généraux de ce canton, qui comprenait la commune de Gallière, et aux confins du département, qui, au-delà, bascule en Corse du Sud. Il est pleinement concerné par ce projet, il a toujours suivi. Et aussi en tant qu'élu personnellement au sein du parc régional de la Corse. C'était initialement un partenariat État-PRNC. Le bâtiment a été racheté par la mairie de Gallière en 2014 pour un prix de 775 000 €, dont 620 000 € d'aide de la CDC à l'époque. Le parc le louait 46 000 € par an et la structure fonctionnait bien. C'est en 2024 pour le renouvellement que le désaccord est né et que le parc a souhaité se retirer et annuler les séjours en 2025. On n'est pas passé loin de faire arrêter cette structure. Il a fallu une large concertation associant la commune, le parc, la CDC, le rectorat, les associations des maires en début 2025 pour parvenir à l'accord qui nous est proposé aujourd'hui de valider dans ce rapport. La vente du foncier au parc pour 500 000 €, dont 50 000 € de fonds de l'OEC, qui est la contribution que nous validons aujourd'hui, et la signature d'une convention de partenariat et d'objets autour des enjeux de maintien et de développement des visites pédagogiques liées à la mer. La CDC n'a pas les mêmes marges de manœuvre que n'avaient alors la CTC et les départements. On le comprend, mais cet engagement de 10% est déterminant pour maintenir à flot cette structure dédiée à la mer, dans un lieu qui s'y prête bien et dont la vocation éducative doit être absolument pérennisée. C'est d'ailleurs dans cet esprit que les 2 associations de maires se sont engagées à sensibiliser l'ensemble des maires pour qu'ils soutiennent les déplacements éducatifs à Gazamarine. Je sais que cela a un coût, que la logistique est également lourde, y compris pour les personnels éducatifs, mais l'intérêt y est manifeste et les élèves en repartent toujours contents, instruits et émerveillés. Évidemment, ça fait vivre cette structure dédiée à la mer qui est encore en très bon état et tout cela peut désormais perdurer, contrairement par exemple au Paiso Layton, pour prendre un site proche de l'autre côté au niveau de délabrement qui compromet toute perspective de réhabilitation à court terme. En tout cas, donc tout naturellement, je conclurai en disant que nous sommes vraiment favorables et je vous remercie pour ce rapport et nous nous y associons bien volontiers en votant favorablement. Je vous remercie. Grazie. Jean-Marc Bory, s'il vous plaît. Bon, je vais peut-être paraphraser un petit peu Cathy, en rajoutant quand même quelques éléments. Donc, au regard du nombre de pages de ce rapport sur la Casa Marina de Gallière, il y a 3 en tout et pour tout. Il peut donner l'image d'être un petit rapport, mais la réalité est tout autre. Donc, Cathy l'a souligné. C'est un rapport très important qui est le fruit de nombreuses discussions et d'une volonté affichée, principalement par la collectivité de Corse et par le parc naturel régional de Corse, de sauvegarder cette structure. Preuve en est le nombre de partenaires co-signataires de la nouvelle convention qui fixe les objectifs stratégiques de la Casa Marina. Donc je les rappelle, même si Madame la conseillère exécutive les a déjà cités, la collectivité de Corse, l'Académie de Corse, l'Université de Corse, le parc naturel de la région Corse, l'Office d'environnement, la commune de Gallière, les associations de maires et de PCI de Corse du Sud et de Haute-Corse. Pourquoi un tel engouement? Tout simplement parce qu'il s'agit de pérenniser, en effet, comme l'a dit Cathy, un outil pédagogique essentiel, vieux de plus de 40 ans, dans le domaine de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Un outil qui se trouve sans nul doute idéalement situé géographiquement pour aborder la question écologique, puisque au cœur de la réserve de biosphère du Fango et à proximité de la réserve de Scrandola, laquelle a fait l'objet d'un rapport très récemment, vous vous en souvenez, concernant la régulation de sa fréquentation, avec en arrière-plan son expansion.
Pendant ces dernières décennies, plusieurs générations de jeunes Corses ont pu, par exemple, y découvrir l'environnement marin, être sensibilisés sur les effets de la pollution en Méditerranée, sur l'équilibre fragile de nos écosystèmes aquatiques ou terrestres, et sur l'importance de préserver cette biodiversité, tout comme sur le défi à relever du réchauffement climatique qui s'accélère et provoque l'apparition d'espèces tropicales souvent invasives. On ne peut donc pas douter du rôle éducatif joué par un tel outil, qui est primordial pour les générations futures, et on ne peut que se réjouir du fait que sa mission soit confortée et pérennisée. Surtout lorsque l'on sait qu'il y a encore à peine quelques mois, son existence était menacée, puisqu'il était plutôt question de sa fermeture, en effet. La raison initiale, comme vous le savez, en était le montant des loyers payés par le parc à la mairie de Galéria, qui était trop élevé. Le parc demandant donc qu'il soit diminué et se proposant, le cas échéant, d'acheter le bien. Malheureusement, les discussions se sont avérées tendues, chacun campant sur ses positions contraintes financièrement pour le parc, c'est à souligner, et la conférence de presse organisée au mois de novembre 2024 par son président Jacques Costa, en présence, entre autres, de son vice-président Jean-Jacques Louquigne et du maire de Galéria, Jean-Marie Céité, pour dénoncer la situation de blocage et faire des propositions de négociation pour l'achat du bâtiment par le PNRC, a fait figure de bras de fer entre le maire, qui souhaitait le vendre 775 000 €, et le président, qui ne pouvait pas envisager une somme supérieure à 450 000 €. La proposition de rachat étant donc refusée à ce prix, la fin de l'aventure pour la structure était quasiment inévitable. Les agents y travaillant risquant de perdre leur poste et les territoires de Galéria et du Falazorme se voyant alors privés d'un acteur socio-économico-éducatif important. On peut dire que c'est Monsieur le Président du Conseil exécutif qui a désamorcé la situation en réouvrant l'espace de concertation et en sachant réunir tous les représentants des institutions citées précédemment le samedi 18 janvier 2025 à Corté pour trouver la solution. Et cette initiative a abouti à un accord grâce au bon sens de tous et surtout grâce aux efforts financiers consentis par le PNRC et la collectivité de Corse, ainsi que par la mairie de Galéria, mais serais-je tenté de dire à moindre titre, car nous sommes tous un peu mathématiciens dans cette assemblée, et par simple addition et soustraction, nous pouvons tous nous accorder à dire, en toute bonne foi, que la commune de Galéria est loin d'avoir été lésée dans cette transaction et dans le temps, puisqu'elle avait acquis à Gazamarine en 2014, certes pour 775 000 €, mais avec un financement à hauteur de 80% de la collectivité de Corse, soit 620 000 €, et donc un reste à charge de 155 000 € à mettre dans la balance en face de 400 000 € de loyer perçus en 10 ans et une revente à 500 000 €. Nous ne pouvons donc que nous féliciter de cet épilogue heureux. C'est en tout cas le cas pour ce qui concerne le groupe Fapopolo-INSEM, épilogue qui permet de sauvegarder et de pérenniser cette structure et qui, de surcroît, est accompagné de perspectives nouvelles de développement pour Agaza Marina. Nous avons débattu longuement du tourisme ce matin et avoir pour, entre autres objectifs, d'augmenter la fréquentation de ce site grâce à un flux extérieur à la Corse, peut être considéré comme œuvrer aussi pour un tourisme éducatif et durable. A ringraziarvi. A ringraziarvi. D'astre domanda e parola. Saverio Lugiani. Merci. Oui, dans une autre vie, j'étais instit et en 82 ou 83, j'étais monté à Gazanadura, à Bissarona. C'était la seule, je crois, à l'époque, avec le Païsoulou, mais avec un autre statut, qui pouvait recevoir, donc, en gros, les contingents d'élèves primaires et secondaires, hein, puisque moi, je montais à l'époque avec des classes de village. Depuis, il y a eu donc cette embellie, parce que c'est une embellie, hein, je crois que c'est important, l'ouverture vers la mer. On avait la forêt, la ruralité, le centre de l'île, avec le massif montagneux, etc. Je passe sur Isao, vous connaissez, au-dessus de la gare. Il y a eu cette embellie avec Galéria, parce que, comme le soulignait mon collègue, Galéria, c'est un multiple objectif. On a à la fois l'ouverture sur la mer, pour des élèves qui ont besoin aussi de sortir de leur école. Et la mer, c'est pas simple.
notamment quand on découvre les sites voisins de Scandole, par exemple, et même la partie, je dirais, forestière au-dessus sur le Mans, puisque c'est ce qui a été évoqué. Mais je crois que c'est ce qui me semble important, c'est d'abord bon, que ça fonctionne, deux, bien entendu, qu'on y mette le plus possible cette option linguistique, je dirais en gros qu'il y ait véritablement là aussi de l'immersion, relier tout ça avec ce qui dépend indirectement, mais qui est dans le même circuit, je dirais, pédagogique, c'est-à-dire Savadio, Bastéliga, qui sont les centres immersifs de la montagne, hein, je précise. Et donc, il manquerait peut-être dans ce dispositif, dans cet aménagement territorial, le pendant sudiste, peut-être vers Bonivacio, même si Bonivacio n'est pas forcément inclus dans l'entité parc, mais peut-être avec l'Office de l'environnement et le parc par convention, on peut réussir à installer quelque chose dans le sud à peu près du même je dirais, acabit. Voilà, simplement dire comment nous on votera bien entendu sans équivoque ce rapport, en espérant quand même qu'on puisse, avec ces lieux, tout à l'heure on parlait des musées et des lieux de patrimoine, il y a aussi des lieux comme ça qui sont importants pour transmettre et surtout pour parfaire et en tous les cas renforcer notre modèle éducatif dont nous espérons qu'il dépassera l'article 3 de tout à l'heure, hein. J'espère bien, assez rapidement, parce que ces objectifs-là, ils ont besoin d'outils, voilà, ils ont besoin d'outils, et Galeri en est un très beau. Encore une fois, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut, avec, dernier petit point, quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, mais que je vais redire, que je radote, c'est la question des transports. Ça a été évoqué dans le rapport. Je crois que c'est un point crucial. Dans ce pays qui était une montagne dans la mer, où le moins de déplacements, notamment dans certaines régions enclavées ou très peu accessibles, constitue une épreuve financière et même, je dirais, presque physique. Parce que, imaginez quand vous dépassez les classes de primaire dans les montagnes, vous avez souvent des surprises et des retards inconsidérés et insoupçonnés. Voilà, donc on votera en espérant qu'un jour, il y ait le pendant aussi de la mer vers le sud. Non pas la mer du Sud, hein, mais vers Bonivacio, peut-être quelque chose qui puisse aussi donner une autre, je dirais, on ne parle pas de développement durable, de réserve naturelle, mais je crois qu'il y a besoin aussi pour les uns et les autres d'avoir des lieux, comme on a des musées, comme on a des écoles, on doit avoir des lieux comme ça. Je le recite, mais c'est important, Savadio, Bastéliga, qui ont fait leurs preuves en termes de centre immersif, Galeri, Agazanadoura, Bizzarona. On a besoin de retrouver comme ça des lieux où on peut porter cette jeunesse. Grazie. Allora, posto che non c'è più nessuno che domanda la parola, Gio Presidente, vi lasciamo. Semplicemente tutto è stato detto, l'affare erano un poco incroccati, diciamo, e ci ha voluto che tutto il mondo ci metti un poco di usoio e siamo sboccati. Io tengo a ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a sopra collettiva, ho primo dito di sicuro o barco con il presidente Jacques Costa, a Comuna con il maire José. C'è stato di noi la presenza di un rettore che ha facilitato assai le cose, ci sono stati due presidenti della società di Meri e dunque partigiari, amici cari, e per se lo si può rammentare la storia di questa casa. Io tengo a dire che penso che ciò che conta prima è che noi abbiamo salvato questo traccio, che è un traccio maggiore, è stato rammentato da tutti, e che vogliamo entrare insieme in una tappa nuova di uso sviluppo e di uso spanamento. Il rettore si è ingaggiato a allargare il ghiaccio e pure andare a cercare forse visitori che potrebbero venire dall'infora di Corsica. L'università ci ha dato una mano per dare conferenze, per appoggiarsi alla struttura. La volontà è di noi di
permette a tutti i comuni di Corsica, a tutti gli scolari di Corsica di scoprire sul luogo a tempo il mare e bere, ma di noi a montagna. Ci sarà un problema di un prezzo dei trasporti che ha contribuito in maniera forte a dibolire la struttura di Guagani e bere in un luogo scansato, appena difficile. Una delle nostre è di Dioassi di un cammino vivario per cercare di portare il più possibile di zideli sino a Calvi, che dopo la strada è più corta. Tengo a rammentare, per quelli che non sanno mica, non conoscono mica il luogo, ci ha voluto aspettare l'anno 80 perché sia aperta la strada di Aocca di Marzolino e che sino a tanto i Valasorminchi avevano la strada tra Calvi e Galeria piava più di un'ora. Invece che bastava aprire un pezzo di strada di qualche centinaio di metri per vincere 40 minuti di strada. E Bularia compie dicendo che sappiamo avremo sempre di sostenere il più possibile i territori dell'interno e di montagna, da Gabigorso a Bonifacio, e che per Mintoa o Valasorma è vero che poi al principio di 2015 abbiamo cercato di portare un progetto globale e voglio rammentare che c'è l'affare dell'acqua che è importante, ci sono gli agricoltori e l'agricoltrice in questa regione, tocco assai da secchia e facciamo sforzi maggiori per cercare di portare l'acqua a tutti, che è il primo affare. Il secondo affare c'è stato un gesto forte di costruire una caserna di spendivoghi nuova che permette l'inverno per tutti quelli che stanno in due valle di poter avere un sostegno notte e giorno, ma che di noi contribuisce a questa presenza di spendivoghi e dei nostri force-up a sicurizzare un luogo dove l'estate c'è assai mondo, c'è un fiume e c'è di nuovo una foresta con un rischio di voghi maggiore. E poi, ultimo passo importante parlando di un patrimonio materiale e immateriale, sapete, Valasorma, sono i luoghi di impiadiera di Uniolo, c'è questa promenada mitica con la Occa di Gabrunale e la strada che cola a Occa di Gabrunale, se non c'è arrivare, è stata srutta dai temporali, dai tempesti e scorubi ad essere arrivata, ed è un affare importante a tempo per qualche pastore che fermano e ce n'è quantunque cabraggio che a montagneggiano o facciano impiadiera per gli assi antichi, Dagnolo a Valasorma, ma di nuovo a livello di turismo, posto che c'è il rifugio di Puskaia e a Gulada di Wagnarola, ma sono luoghi magnifici per quelli che conoscono, luoghi forti, luoghi di montagna, luoghi di memoria pastoreccia. Dunque io sono stato assai contento di poter partecipare con il presidente Obarc, con il maire, con il rettore, con i presidenti Ciccolini e Vivoni e tutti quelli che hanno contribuito, di noi presidenti dell'ufficio dell'ambiente, a almanacare una dimarcia che da pressa me ha da portare assai al territorio e ai zideli. Bruminada, on è tanto bruminada. Ça te passai. Ma consigliere esecutivo? Vabbè. Allora. Sapete che io troviolo, a Montagnato con un paio di pastori, di giummi. Allora, passiamo a voto. Voto contro, non partecipazione, astensione, a favore. All'unanimità, vi ringrazio. Allora, passiamo al rapporto 130 a nanta messa in opera di programmazione pluriannuale dell'energia. Il consigliere esecutivo Bistem Assente. D'accordo. Madame la vice-présidente, merci.
Donc ce rapport relatif à l'évolution de la carte des formations en ce qui concerne les métiers de la transition énergétique fait suite à l'adoption en mars 2023 par votre Assemblée du projet de révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie pour la période 2024-2028. Cette programmation pluriannuelle de l'énergie, le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, nous l'avons voulu comme un moteur de la relance économique qui est basé sur une transition d'un certain nombre de secteurs dans le domaine de l'énergie. C'est par exemple la question de la maîtrise de la demande en énergie, c'est-à-dire toutes les opérations qui permettent de réduire les factures énergétiques des ménages ou encore des collectivités, quelles qu'elles soient. C'est également un projet qui vise à développer, bien sûr, les énergies renouvelables et les moyens de les stocker. Et au-delà de ces opérations donc de maîtrise de la demande en énergie ou de développement des énergies renouvelables, on a des aspects plus globaux en matière de lutte contre les réchauffements climatiques, même si on pourrait considérer que l'impact de la Corse, au vu du nombre d'habitants, est négligeable dans ces phénomènes à dimension mondiale, planétaire. Mais pour autant, nous sommes convaincus que la Corse doit participer à cet effort global et être même un exemple, faire figure d'exemple en la matière. Ça passe aussi bien sûr par la lutte contre les pollutions atmosphériques ou encore la sortie des énergies fossiles. Ces objectifs, dans le cadre du projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, donc ils ont été fixés pour 4 ans, 2024-2028, et ça permet bien sûr d'engager des opérations d'investissement importantes sur des infrastructures essentielles pour la Corse. Alors ça peut être simplement des moyens financiers pour rénover des bâtiments, rénover l'éclairage public, mais également pour financer des infrastructures structurantes, par exemple la nouvelle centrale d'Ayache ou encore la STEP. La STEP, pardon, c'est pas une station d'épuration, c'est une station d'énergie par pompage dans le secteur de Lugo, d'Inaz à Ghisone, qui est attendu depuis fort longtemps. Donc, mars 2023, on est aujourd'hui en avril 2025. 2 ans se sont écoulés depuis le vote de votre Assemblée et pour autant, on est toujours, malheureusement, dans l'attente du décret du ministre permettant de promulguer justement ce projet de PPE et donc de disposer des moyens budgétaires nécessaires à la réalisation des opérations prévues dans cette programmation. Ce décret, il est attendu donc depuis 2 ans, bien sûr par le Conseil exécutif, j'imagine par les élus de l'Assemblée de Corse, mais de manière plus globale, par l'ensemble des Corses, pour pouvoir bénéficier de ces opérations et de ces crédits relatifs à la transition énergétique. Nous avons reçu, vous vous en souvenez, le ministre de l'Énergie en Corse les 20 et 21 mars dernier, et il s'est engagé à promulguer ce décret de révision de la PPE avant la fin du premier semestre 2025. C'est bien sûr indispensable, je l'ai dit, pour les entreprises également du secteur des énergies renouvelables et du secteur du bâtiment, mais également pour les partenaires industriels comme EDF. Nous avons d'ailleurs écrit à ce sujet, suite à sa venue au ministre de l'Énergie, donc M. Marc Ferrach, le 22 avril dernier, donc juste un mois après sa venue. Ce décret il est aussi essentiel pour mobiliser les fameux fonds de 200 millions d'euros du protocole d'accord qui avait été signé avec Elisabeth Borne au même moment que le projet de révision de la PPE et qui permet entre autres une opération, je dirais, gigantesque, je le dirais ainsi, en tout cas une opération d'une très grande envergure qui est la sortie du gaz de ville sur le territoire du Grand Bastia et sur le territoire ajaccien, une opération complexe qui nécessite des crédits, de mobiliser des crédits et une ingénierie importante. Et donc,
il est plus que temps de pouvoir initier cette opération de sortie du gaz de ville. Quelques chiffres relatifs à la politique que nous souhaitons mettre en œuvre dans le cadre de la rénovation énergétique, donc vraiment sur le volet économie d'énergie, ce qui est prévu dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et donc dans le protocole d'accord qui en a découlé, c'est environ 10 000 logements individuels, donc c'est essentiellement des maisons individuelles dont les particuliers sont des individus, comme le nom l'indique, donc notamment à travers le dispositif Aurélie, mais aussi 26 500 logements sociaux qui doivent être réhabilités. Et on a fait un diagnostic de l'ensemble du parc de logements sociaux sur le territoire. Et en gros, c'est tous les appartements dans le parc social qui sont classés avec des étiquettes énergétiques égales ou inférieures à C, et donc de permettre de les passer sur des étiquettes supérieures B ou A. Il s'agit aussi, Madame la conseillère exécutive, de 33 lycées et collèges et d'une dizaine d'établissements de santé. Donc, pour cela, bien sûr, on a les crédits du cadre de compensation de la CSPE, 135 millions d'euros pour 5 ans, et dans l'attente, les fameux 200 millions du protocole Borne, mais on peut aussi mobiliser, bien sûr, des fonds européens pour financer ces opérations, ou encore des fonds du CPER, ou du fonds vert, par exemple. Un mot sur les énergies renouvelables. J'ai beaucoup parlé de la rénovation des bâtiments. Le secteur des énergies renouvelables est également un secteur important pour la Corse, pour l'économie de la Corse, et qui est également en pleine mutation, en pleine transition, je dirais, mais c'est presque inhérent, intrinsèque à ce secteur-là que d'innover en matière de production énergétique. Rappelez que la Corse, en matière de photovoltaïque, fait partie des régions qui sont les plus performantes, au deuxième rang en termes de puissance photovoltaïque, juste derrière la Nouvelle-Aquitaine, et première au niveau du territoire en matière de puissance, avec une puissance crête de 490 watts par habitant, juste derrière l'Allemagne, donc seconde position au niveau mondial. Pour atteindre ces objectifs que je viens de vous lister, que ce soit en matière de rénovation de bâtiments ou en matière de développement des énergies renouvelables, on a besoin d'avoir un écosystème au niveau insulaire qui puisse répondre à ces grands enjeux de la rénovation énergétique. Et c'est un peu en miroir des éléments que j'ai fournis hier en réponse à l'une des questions orales, que de dire le secteur du bâtiment, qui est un secteur qui souffre actuellement, notamment en raison de la conjoncture, puisse, je dirais, se réorienter vers ces marchés-là. C'est des marchés qui sont importants, où il y a des besoins partout sur le territoire, dans l'urbain, dans le périurbain, mais aussi dans l'intérieur de l'île. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on a beaucoup d'efforts à faire pour que, justement, on aille davantage vers les métiers de la rénovation plutôt que dans le secteur de la construction neuve. Donc, on a fait un diagnostic aujourd'hui, c'est le cœur de ce rapport, des formations qui existent aujourd'hui sur le territoire. Donc, on a pu, dans le cadre des besoins qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, identifier 15 métiers stratégiques pour cette transition énergétique. Vous avez tout cela qui est présenté dans une figure, dans un diagramme, on va le dire ainsi, en page 5 du rapport. Vous allez retrouver des métiers, par exemple, de chauffagiste, de plombier, de menuisier, d'électricien, bien sûr, donc des métiers classiques du bâtiment, mais également des métiers, je dirais, moins répandus, par exemple, les métiers d'électricien automobile, puisque aujourd'hui, de plus en plus de voitures électriques, et donc on n'a plus de moteurs thermiques, ce qui change radicalement la manière d'appréhender la mécanique automobile, ou encore les métiers de superviseur de parcs d'énergie renouvelable ou de conseiller énergie, notamment justement pour que les futurs bénéficiaires puissent avoir un contact, un conseil pour mener leurs travaux et pouvoir bénéficier des aides en matière
de rénovation de bâtiments. Donc ce travail d'analyse des besoins, il a été réalisé en concertation étroite avec les acteurs de la formation. Je crois que c'est un point aussi qui est très important. Ça ne s'est pas fait dans un coin de bureau de la collectivité de Corse ou de l'agence d'urbanisme et d'énergie. Ça s'est fait avec les professionnels du secteur, avec les principaux organismes de formation du territoire, l'AFPA bien sûr, les CFA, les chambres de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et de l'artisanat, les CAPEB, ainsi que les fédérations du bâtiment et bien sûr l'université que je n'oublie pas. Donc tous les acteurs représentés au sein d'une instance, le CREFOP, qui est une instance de la collectivité de Corse, présidée par Nadine Iva-John, qui a piloté ce travail de concertation, d'échange avec les organismes de formation, qui nous a permis à la fois de faire un diagnostic du territoire, mais aussi d'identifier les voies d'amélioration pour répondre aux besoins futurs. Je vous détaillerai ça par la suite. Avant, je voudrais quand même préciser que ce secteur du bâtiment, notamment, c'est un secteur qui est en tension forte, et notamment en matière de recherche de salariés compétents, puisqu'on a, j'ai les chiffres 2022, on n'a pas fait une mise à jour plus récente des chiffres, mais ils ont peu évolué depuis. On a un ratio entre les offres d'emploi et les demandeurs d'emploi qui est presque de 2, d'un pour 2, c'est-à-dire qu'on a quasiment le double d'emplois que de demandeurs. Donc difficulté, ce qui traduit une difficulté forte pour les entreprises du secteur à trouver des salariés qui répondent à leurs besoins en matière de compétences. D'où la nécessité d'avoir une double action. Une première action pour attirer des jeunes publics ou des gens, je dirais, plus expérimentés vers des formations qualifiantes et donc avoir des actions de communication vers ces publics-là pour qu'ils s'orientent vers ces métiers-là, puisque je dirais on n'a quasiment pas de chômage pour des gens qui ont ces compétences-là qui sont particulièrement recherchées, avec un contexte général plutôt qui ne plaide pas, puisqu'on a eu une désaffection marquée. Alors, je ne sais pas, dans ma génération c'était le cas, je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement, mais je pense que oui, une désaffection pour ces métiers-là, notamment en raison de la pénibilité pour un certain nombre d'entre eux. Et cette image-là est perdure. Pourtant, c'est des métiers, je crois, qui ont considérablement changé depuis une dizaine d'années. Et je crois qu'on a un travail à faire en la matière pour essayer d'attirer davantage de public dans ces secteurs-là. Et d'ailleurs, je sais que, notamment, dans tout ce qui est les rapports liés à l'égalité homme-femme, tout ce que fait la collectivité de Corse en matière d'égalité homme-femme, on essaye de promouvoir ces métiers-là, même pour les publics féminins, dans un secteur qui est plutôt dominé par les hommes en termes d'effectifs, notamment. Les effectifs, justement, on peut voir que dans le rapport, l'analyse qui a été faite, on a des métiers où on va avoir besoin d'effectifs importants dans les prochaines années pour atteindre les objectifs de la PPE, et d'autres où on aura des effectifs qui sont faibles, mais qui nécessitent un niveau de qualification très important. Donc, je dirais, on a tous les spectres qui sont représentés, je dirais, de métiers classiques où on aura besoin d'effectifs en nombre conséquent, mais des métiers qui ne vont pas énormément évoluer, et de l'autre côté, des métiers qui doivent beaucoup évoluer, voire de nouveaux métiers avec des effectifs moins nombreux. Donc il faut répondre à la fois à ces deux problématiques. Donc vous avez dans le rapport également une cartographie très précise du catalogue de formation qui est actuellement dispensé sur le territoire, à la fois en termes de répartition géographique, territoire par territoire, mais également en termes de répartition par niveau de qualification, je dirais du niveau 3, c'est-à-dire le niveau CAP, en passant par le niveau 4, type brevet professionnel,
pour aller jusqu'au niveau 5, 6 et 7, c'est-à-dire post-bac, je dirais bac plus 2, DUG, licence, bac plus 3, licence, master ou école d'ingénieur. On voit que cette répartition territoriale, elle est relativement bien équilibrée. En tout cas, l'ensemble du territoire est relativement bien couvert, notamment pour les 2 premiers niveaux. C'est un peu moins vrai pour le 3e niveau en raison de la présence de l'université, je dirais, à Corte, mais c'est une position, je dirais, assez centrale, stratégique. Et que les effectifs également dans ces formations, donc les effectifs d'étudiants dans ces formations, que ce soit dans les filières d'apprentissage ou dans les filières classiques, il est également équilibré, puisqu'on a, je dirais, environ 1000 personnes en formation en 2022, avec une répartition 643 pour le Chismont et 336 pour le Poumont, donc équilibré en tout cas sur les 2 premiers niveaux, et équilibré également en matière de formation, de niveau de formation, puisqu'on a à peu près 300 à 400 personnes par niveau. Donc, une fois que cette analyse, ce diagnostic du territoire a été fait en termes de niveau, en termes d'effectifs, en termes de répartition sur le territoire, on s'est interrogé, le CREFOP s'est interrogé sur quelle formation devait évoluer et quels moyens on devait mobiliser pour permettre l'évolution de ces formations, notamment en termes de plateau technique, puisque l'un des aspects essentiels, c'est d'avoir des équipements les plus modernes, dernier cri, pour que justement, je dirais, les gens qui s'inscrivent dans ces formations puissent bénéficier des dernières technologies qui sont mises en œuvre dans ces domaines très techniques. Ce qui nous a permis d'identifier, et vous avez ça en page 10 du rapport, l'ensemble des métiers stratégiques visés dans la PPE, les fameux 15 métiers dont je vous parlais, d'identifier quels établissements proposaient actuellement ces formations et de quels besoins ils avaient en termes de plateau technique, de remise à niveau d'équipement pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés ensemble dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc ça représente en termes d'investissement pour l'ensemble des organismes de formation et pour l'ensemble des métiers un montant global en investissement qui est d'environ 1,5 million en investissement et un besoin en fonctionnement aussi qui est recensé, en tout cas un pré-besoin, on va dire comme ça, d'environ 500 000 €. Donc il vous est proposé dans ce rapport, au-delà de l'aspect, je dirais, diagnostic, je pense qui est très intéressant et très pertinent d'avoir ce type d'approche sur le territoire, d'identifier les métiers nouveaux, d'identifier les formations à renforcer, d'identifier les besoins qu'on aura dans les années à venir dans ce secteur-là, si bien entendu on tient nos objectifs, d'une part de valider ce plan d'investissement de manière à mandater le président du conseil exécutif, le conseil exécutif, pour rechercher ces financements, notamment dans le cadre de fonds exceptionnels type PTIC ou encore les fonds européens, et bien sûr d'adopter la stratégie en matière d'évolution de la carte de formation dans le secteur de la transition énergétique. Je vous remercie. Vi ringrazio. Allora, rammento che c'è stato un voto favorevole dell'Assemblea di Gioventù, un voto favorevole di USESEC, un voto favorevole di Commissione di Sviluppo Economico e di Commissione di Finanze. Allora, qual è chi domanda la parola dans ce rapport? Jean-Michel Savelli. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le conseiller exécutif, cher Julien, bon, nous sommes dans la suite logique du PPE qu'on avait voté en 2023, avec un rapport que je considérais à 2 volets.
d'une part, bien sûr, la mission du CREFOP et la recherche de compétences, l'établissement d'un plan de formation et la recherche de candidatures, je dirais, susceptibles d'adhérer à ces formations. Donc, sur le premier point, bon, je pense que le travail de qualification, je dirais, des compétences a été fait de manière, je dirais, remarquable. En tout cas, je n'ai pas de remarque particulière. Bon, le point un peu plus inquiétant, effectivement, c'est peut-être le manque d'attractivité de ces métiers-là. Enfin, quand on voit le décalage qu'il y a entre la demande et l'offre, qui est un rapport de 1 à 2, on peut se poser des questions non seulement sur un niveau de qualification global trop faible, mais aussi peut-être par un manque d'attractivité. Bon, après, les deux sont liés aussi. Donc c'est vrai que quand on prend à titre d'exemple les chiffres de Pôle emploi, qui est à mon avis un panel assez représentatif, on voit bien que donc on a 2740 offres d'emploi déposées contre 1540 demandeurs d'emploi inscrits sur ces mêmes offres. Et en plus, on constate qu'il y a des métiers, comme vous le disiez, très tendus, hein, comme le montage de réseau, 20 demandeurs pour 100, donc un rapport de 1 à 5. La maçonnerie, 240 demandeurs pour à peu près 480, donc la moitié. Ou la menuiserie, où on est à 60 demandeurs pour un besoin de 250. Donc effectivement, on voit bien que sur ces métiers-là, très cœur de métier, je dirais, on est un petit peu, c'est un petit peu inquiétant. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que, très bien, l'offre d'emploi, l'offre de formation a été établie, on recherche des candidats, mais ensuite, il faut les former. Les temporalités, alors j'ai dissocié deux catégories, hein. J'ai dissocié de l'ouvrier au technicien supérieur, on est sur des niveaux 3, 4, avec un processus d'apprentissage et d'opérationnalité professionnelle qui varie entre 1 et 4 ans, à la louche. Ensuite, en revanche, la situation se complique quand on passe à des niveaux d'études thermiques, où là aussi on a un déficit important de compétences, qui est tout aussi élevé, mais où la durée d'apprentissage et d'opérationnalité professionnelle, là, peut aller entre 5 ans et 8 ans, puisqu'il s'agit en l'occurrence... Donc globalement, on a une carence de compétences locales qui se résorbera progressivement, mais trop lentement par rapport aux ambitions que vous affichez en 2023, et je vais y revenir. Alors, cette situation, elle est préjudiciable sur deux points de vue. Du point de vue économique, avec un potentiel de création d'emplois inexploité, et un manque à gagner pour les entreprises qui étaient censées réaliser ces travaux. Si on considère la manne qui sera peut-être la somme des 200 millions d'euros, mais ces 200 millions-là, je pense, plus dédiés à la sortie d'Engie, plus les 135, plus le fonds vert, etc., on peut évaluer à la louche que le chiffre d'affaires qui peut tourner autour de ces activités serait autour d'1 milliard d'euros, pour faire simple, hein, direct et indirect. En plus, il y a aussi un impact social, puisque finalement, malheureusement, on prive nombre de nos compatriotes d'une réduction de leur facture énergétique, et ça, c'est regrettable. Mais pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. Alors, au-delà du volet de formation et de compétences, se pose une autre problématique, c'est celle de la balance énergétique. On a vu un échange en 2023 sur les... Alors, la balance énergétique, c'est la balance offre-demande, d'accord? On a eu un échange, effectivement. On n'était pas d'accord parce qu'on n'était pas forcément d'accord sur le périmètre. Alors, je vous avais rétorqué qu'il y avait le périmètre classique EDF, mais que d'autres demandes sont venues se greffer entre-temps, hein. Alors, je prends un exemple qui est assez symbolique, c'est celui des alimentations à quai des navires. Alors, c'est peut-être pas le plus immédiat dans le temps, dans la réalisation, mais c'est un vrai besoin qui a aussi un impact aussi pas que social, pas qu'économique, mais aussi en termes de sanitaire. Donc voilà. Alors moi j'avais estimé aussi pareil à la louche, c'est à peu près 30 mégawatts en pic de saison, donc comme besoin. Alors je vous avais interrogé effectivement à ce sujet-là, vous m'aviez répondu qu'effectivement il y avait quand même des préoccupations peut-être à terme. Moi je pense que, allez, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est vous qui maîtrisez les chiffres. Mais quand on analyse le niveau d'offres aujourd'hui et ce qu'étaient les prévisions en 2023 pour 2028, je pense qu'en termes d'offres, d'accord, il n'y aura pas une grande amélioration. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un problème avec Sacoy 3, puisqu'on a, j'ai cru comprendre qu'il y avait un report de la mise en œuvre de Sacoy 3, donc c'est pareil, hein, c'est 100 mégawatts, hein, d'accord, donc un report à 2029. Et en contrepartie, bien sûr, il y a une augmentation globale de la capacité de PV non stockable que vous estimerez à votre niveau, parce que je n'ai pas le chiffre, mais qui forcément va compenser, mais que très partiellement, le manque de 100 mégawatts de Sacoy. En revanche, concernant la demande,
Les efforts MDE escomptés en 2023, on voit bien que du fait de cette carence de compétences, il va ralentir. Hein. Donc je pense que par rapport aux prévisions 2023, on va être un petit peu à la baisse en termes de MDE. En contrepartie, vous l'avez évoqué aussi, la sortie d'Engie, c'est à peu près 170 MW entre Bastia et Ajaccio. Vous savez mieux que moi qu'il y a un souci notamment de prise en charge par l'état des déficits, mais que quoi qu'il arrive, on va devoir commencer à démanteler le réseau assez rapidement. Et ce démantèlement progressif va entraîner forcément à 90-100% une bascule sur le réseau électrique. Donc là, encore une fois, je dirais une demande électrique qui va augmenter. Ensuite, bien sûr, il y a l'augmentation du parc véhicule électrique, la croissance démographique, etc. etc. Ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, qui vont aussi venir augmenter la demande. Donc, en résumé, la crainte qu'on peut avoir, c'est un effet ciseau 2021-2029. Alors, on aime bien ce mot, effet ciseau. Alors, est-ce qu'il se prévoira, est-ce qu'il se fera ou pas, ça, on ne peut pas aujourd'hui le dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai vu que récemment, vous aviez évoqué de manière avec beaucoup d'humilité dans la presse, qu'il y avait une urgence à s'organiser si la Corse voulait atteindre l'objectif d'autonomie énergétique en 2050. D'accord. On est d'accord avec le constat et l'objectif, mais malheureusement, je pense que le démarrage est un peu plus compliqué. Je sais que ce n'est pas de votre responsabilité, puisque notamment le décret n'a pas encore été signé, mais je vous invite à redoubler d'efforts et d'imagination pour y parvenir, et je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Oui, Anna-Maria Colombani. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Conseil exécutif pour la présentation de votre rapport. Il est parfois reproché à notre majorité de ne pas suffisamment respecter les calendriers, mais dans ce rapport, nous sommes très clairement déjà dans une logique d'anticipation. Et nous le sommes sur un point stratégique. Nous sommes dans l'anticipation parce que, comme vous l'avez largement souligné, monsieur le conseiller, le décret portant sur la révision de la PPE est attendu depuis 2 ans et c'est un élément indispensable pour sécuriser juridiquement et financièrement les projets que nous avons annoncés en 2023. Pour autant, nous proposons d'ores et déjà un plan d'action pour la formation. Et nous proposons un plan d'action pour la formation parce que la maîtrise de notre carte de formation et les moyens humains et techniques que l'on valorise ou que l'on crée pour atteindre notre objectif d'autonomie énergétique sont des éléments essentiels à notre réussite en matière de transition écologique. Donc, dans ce rapport, sont identifiés 15 métiers stratégiques qui sont ciblés et qui ont vocation à répondre à un besoin très précis. Et il me semble que le ratio que vous avez cité sur le nombre de demandeurs d'emploi et le nombre de postes non pourvus nous interpelle au même titre qu'il interpelle notre collègue Jean-Michel Savelli. C'est un fossé. 2700 postes non pourvus pour 1540 demandeurs dans le même domaine, c'est un fossé. Et donc se pose la question des choix, les réponses, comment l'entité publique que nous sommes peut contribuer à combler ce fossé. Eh bien, ce que nous défendons ici, comme nous l'avons fait dans notre domaine, et je pense au déploiement de la fibre, c'est le choix, c'est l'idée de la maîtrise et de l'anticipation. C'est l'idée donc d'assurer un ancrage local des compétences au service du marché professionnel qui, lui, est en transition. Et nous le défendons d'autant plus que nous savons pertinemment que si nous ne formons pas nos générations aujourd'hui, d'autres viendront faire le travail à leur place demain. Et sur ce principe-là, c'est un autre modèle qui s'imposera et
ce modèle, c'est celui de l'économie importée, c'est celui des profits qui repartent ailleurs, et donc le modèle des Corses qui sont finalement relégués au second rôle et qui sont exclus ou en partie exclus de marchés qui sont économiquement et sociétalement stratégiques, en l'occurrence celui du BTP et celui des énergies renouvelables. Donc ce que nous ne voulons pas voir, ou en tout cas ce que nous ne voulons pas voir s'accentuer, c'est la logique des entreprises extérieures certifiées qui remporteraient des marchés de rénovation ou d'énergie au détriment des entreprises corses qui n'auraient pas le même niveau de certification. Ce que nous ne voulons pas voir non plus, c'est la logique d'une économie déconnectée des besoins et des réalités du territoire qui ne crée pas de valeur durable pour la Corse et pour les Corses. Et enfin, ce que nous ne voulons pas voir non plus s'accentuer, c'est la logique des travailleurs non qualifiés qui soient déjà sur le territoire ou qui viennent d'ailleurs et qui, faute de compétences ou de qualifications, plutôt, se retrouvent dans des situations économiques et sociales précaires. Donc en clair, ce que nous souhaitons à travers les propositions que vous avez faites et à travers ce rapport, c'est offrir des perspectives d'avenir aux étudiants, aux travailleurs corses, dans des métiers qualifiés et donc mieux rémunérés, mais aussi dans des métiers nouveaux, avec en ligne de mire notamment les 3000 emplois qui ont vocation à être créés dans les 10 prochaines années dans le cadre de la mise en œuvre de la PPE. Nous pensons que c'est par cela que nous arriverons à opérer une transition stratégique qui lie maîtrise de la demande énergétique, diversification dans le domaine des énergies renouvelables et accompagnement dans la mutation du modèle de l'économie du BTP. Et comme le disait le président Simeoni ce matin sur un autre sujet, accompagner la crise du BTP, ça n'est pas pour nous garantir le retour du béton facile, mais c'est d'accompagner la transition de ce secteur, et ce, notamment donc vers le marché de la rénovation. Et cela passe par la formation et la qualification des ressources humaines qui existent sur le territoire. Ce qui nous manquait jusque-là au niveau de la formation, ça n'était pas tant les organismes et les établissements qui sont déjà bien présents et impliqués sur le territoire, mais c'est plutôt la logique d'une réflexion concertée pour développer une offre de formation modernisée, renforcée, rééquilibrée sur le territoire et dont la communication est efficiente, parce que nous comprenons bien à la lecture de ce rapport qu'il faut mettre la formation en adéquation avec la réalité du marché professionnel. Aringra Diaby. Pierre Gionga. Vi ringrazio, Madame Presidente. So di sicuro da consente che istruiamo l'informazione per ciò che tocca la produzione di elettricità ed economia di energia, ma di un piccolo contrasto con voi quando voi dite che l'elettricità prodotta in Corsica non è mica dannosa per l'ambiente. Non c'è che da via, non c'è Electricity Maps, di più rotta di Francia e anche di Europa in generale, se tu vedi, si sempre in una colore scura. E perché per me? Perché c'è sempre un vaso e la liaison con l'Italia che ci manda elettricità prodotta. Allora, sai che io sono partigiano di ciò che devo entrare, penso, a regola nei territori isolani, sono ISMR. E regretto non ci sia mica una formazione con l'università, non c'è possibilità. Dico mica che lei la possibilità maggiore, ma per cacciare la liaison con l'Italia, c'è solo soluzione di avere una vera autonomia. E dunque vorrei che la ci fosse una formazione nelle nostre università, non c'è qui. C'est un réacteur nucléaire, per dire la... Voilà. Eccoci. Ciugo, SMR. Ma di regola nei territori isolani. E a me se forse sempre in ritardi. Serena, ringraziati bien. Serena Battistini. Merci. Alors, puisqu'on parle beaucoup d'autonomie, on peut rappeler quand même que la dernière PPE présentée était vraiment une PPE au rabais. On peut rappeler aussi que quand on parle d'autonomie énergétique avec 2000 hectares de photovoltaïque,
la Corse serait indépendante énergétiquement. On peut rappeler aussi qu'on a l'impossibilité de raccorder un 100 kg à l'heure actuelle sur une commune comme Bigoulia. Donc on a un retard très important sur le S3R ENR, pardon. Et même si on a une grande volonté, actuellement, ce retard, il va être difficile à combler. Alors, vous trouvez qu'on est en avance et qu'on anticipe sur les formations, bon, ben, c'est de l'autocongratulation, très bien, comme d'habitude, on va dire. Moi, je trouve qu'on est très en retard, sur les métiers innovants. L'hydrogène, c'est demain, en Corse, et pour l'instant, on ne voit pas de formation en hydrogène. On a la chance d'avoir des acteurs qui sont à la pointe dans ces secteurs de l'économie, et on n'est pas à même de proposer des formations, et on oblige les acteurs à aller recruter, malheureusement, des personnes qualifiées ailleurs, parce que c'est maintenant dont on a besoin de personnel. Voilà, c'est tout. Merci. En Kassai, que c'est tout. Alors, qual è chi vuole via parola? Beibourou. Jean-Jacques Louki. Merci Madame la Présidente. Alors moi, je voudrais compléter l'intervention de ma collègue Anna-Marie. Je voudrais surtout insister sur l'extrême importance de ce rapport dans le contexte budgétaire que connaît notre collectivité et avec les difficultés qui sont rencontrées par certains secteurs de notre économie, comme le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, l'Europe en général, la France en particulier, et l'ensemble des collectivités ont des budgets à la baisse. Notre collectivité n'est pas épargnée. La règle budgétaire va nous obliger à baisser nos investissements et donc la commande publique. Aujourd'hui, des pans de notre économie, comme le bâtiment, nous alertent sur les difficultés qu'ils rencontrent. Le modèle de la résidence secondaire, qui a généré des gains importants à forte valeur ajoutée pour beaucoup d'entreprises corses du bâtiment, est aujourd'hui révolu. Les différentes lois votées par le Parlement français, loi Littoral, loi Elan, loi ZAN et récemment la loi Le Meur, ne favorisent plus ce type de construction, souvent en discontinuité et qui consomme beaucoup d'espace. Jusqu'à présent, force est de constater, comme l'a rappelé hier Julien Paolini lors d'une question orale, le contrôle de légalité n'a pas toujours été efficace et juste, et de nombreuses bâtisses ont pu être construites en opposition à ces lois et au PADUC. La révision du PADUC, comme l'a affirmé le président de l'exécutif ce matin, ne favorisera pas la construction de résidences secondaires à plusieurs millions d'euros. Cette révision du PADUC sera la concrétisation de notre vision politique orientée vers la résidence principale et la rénovation des logements pour les Corses. Alors la politique qui est impulsée aujourd'hui par l'État, sur le territoire français en général, est de densifier les zones déjà urbanisées, de prioriser les logements pour la résidence principale, de réduire les zones constructibles et de sanctuariser les zones remarquables et les zones agricoles. Les maires qui aujourd'hui ont le devoir d'établir des documents d'urbanisme, PLU ou cartes communales, en compatibilité avec les différentes lois liées à l'urbanisme, ils le savent bien, et c'est souvent pour eux un exercice difficile. Alors dans ce contexte, nous savons tous qu'il y aura moins de permis de construire délivrés dans les prochaines années. J'ai rappelé le contexte et tout cela pour montrer l'importance de ce rapport dans ce contexte économique qui est très difficile. Alors en 2023, lors de la négociation de notre PPE avec le ministre de la Transition écologique de l'époque, l'exécutif de Corse, son président, a obtenu 200 millions d'euros à titre exceptionnel pour la transition énergétique. Ces 200 millions d'euros sont aujourd'hui une véritable bouffée d'oxygène pour les entreprises de Corse du bâtiment. Après plusieurs relances du président de l'exécutif, le ministre de l'Énergie, Marc Ferracci, a récemment déclaré lors de sa venue en Corse son engagement avec le Premier ministre à signer rapidement ce décret pour sa mise en application. Ceux qui, comme je le disais précédemment, croient encore à l'ancien modèle économique de la résidence secondaire n'y arriveront pas. Et je pense qu'ils se trompent. Il faut aujourd'hui innover, former nos jeunes et moins jeunes aux nouvelles techniques de rénovation de nos bâtiments. C'est comme cela que nous allons baisser nos coûts énergétiques. C'est un nouveau marché qui s'ouvre aux entreprises corses du BTP. Nous, collectivités de Corse, avons sollicité tous les établissements de formation disponibles en Corse
pour aider le secteur du bâtiment à se réinventer et à former son personnel. Nos entreprises devront pouvoir répondre dans des conditions optimales aux nouveaux marchés qui s'ouvrent à eux. C'est, je le répète, une véritable bouffée d'oxygène, avec de vraies solutions que nous apportons aujourd'hui au secteur du bâtiment qui est en difficulté. C'est plus de 9 700 logements privés, 26 500 logements sociaux, 33 lycées et collèges et 10 établissements de santé qui seront rénovés énergétiquement. Nous avons voté il n'y a pas très longtemps un premier rapport pour lancer les travaux de rénovation énergétique dans le cadre de ce programme sur le lycée Gioganti de Bastia et sur le lycée agricole des Artais. Ces deux établissements ont été dans les tout premiers à faire un diagnostic énergétique. Il sera rénové dans ces lycées toute l'isolation des toitures et des murs, le changement des huisseries et entre autres la mise en service des chaudières biomasse. Alors pour conclure, je pense que nous avons le devoir pour nos jeunes qu'ils aient accès à l'éducation et au savoir dans des conditions de confort optimales grâce à des lycées et des collèges rénovés. C'est aussi notre devoir de loger correctement les Corses avec la rénovation des logements privés et sociaux. C'est aussi la perspective de nouveaux emplois avec la formation. Je suis sûr qu'aujourd'hui, ce rapport que nous allons voter va apporter des perspectives de nouveaux marchés au secteur du bâtiment qui est en difficulté. Le monde du BTP doit impérativement se former, changer de modèle et se réinventer. C'est avec l'ensemble de ces mesures couplées à des crédits PTIC et FEDER qui sont mobilisables que nous atteindrons l'objectif d'autonomie énergétique en 2050. C'est en économisant notre énergie grâce à ces programmes de rénovation, en augmentant nos énergies renouvelables, que ce soit sur le solaire ou la micro-hydroélectricité, que nous réussirons. Merci Madame la Présidente. Iradiabi. Altre domande di parole, non sta gerte di formazione per la BPE. Jean-Christophe Angelini. Merci. Merci Madame la Présidente. Due parole e tardi. Louis Pozzo di Borg est d'accord avec moi. On note l'engagement que l'on connaît par ailleurs du président Paolini. On a regardé, pas plus tard qu'aujourd'hui, et ensemble, après l'avoir déjà analysé le rapport, quelques remarques. Bon, j'entends du côté de la majorité que les choses iraient bien, qu'on est notamment en photovoltaïque secondaire à l'Allemagne. Je vous entends le dire souvent. Permettez-moi de vous dire, je n'ai pas d'éléments à ce stade. Hein. Quand j'en ai, j'en ai. Quand j'en ai pas, je le dis. Mais que je demande un peu à voir, on en discutera. Ça me paraît quand même important. Il faudrait objectiver et contextualiser, mais pourquoi pas, ce serait une bonne nouvelle pour notre pays. En revanche, il y a des choses sur lesquelles je suis un peu plus catégorique. On est en retard, très en retard. Je vous rappelle que la PPE de 2015 est fixée un objectif sensiblement équivalent, dirons-nous, à celui que vous annoncez 10 ans après. Et manque à ce stade au moins 2 chiffres. Le premier, c'est celui du nombre d'emplois créés depuis la première PPE. Vous dites, sans qu'on ait d'éléments à l'appui de votre affirmation, vous allez voir ce que vous allez voir. En revanche, ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui aurait déjà été fait. Est-ce que vous avez, c'est une question de journaliste, hein, un chiffre, je n'en suis pas un, mais un chiffre, le nombre d'emplois créés au titre de la transition énergétique de la Corse depuis 2015. Question con. À cette heure-ci, je me permets un gros mot, Présidente. Bon. Deuxième chiffre, vous dites, on a le FEDER et le PTIC, c'est dans la page 3, je crois, enfin pas la page 3, dans la troisième ligne de la délib. Donc vous dites, on a, page 2, pardon, le PTIC et le FEDER. Vous ne nous dites pas dans quelle proportion, vous ne nous dites pas
ce que va coûter ce déploiement. Vous nous parlez de 2 millions à peu près avec le financement du plateau technique et les ressources humaines pour un demi-million, et vous chiffrez de manière relativement précise et un peu étonnante les coûts liés à ces mêmes moyens matériels. Bien. Mais pour tout le reste, avec un effort louable qui a été fait sur les niveaux et les strates de formation que vous proposez de redéployer, vous êtes, je dirais, relativement vague. Alors, il y a des choses qui ont été, je crois, dans l'intervalle initié dans le domaine de la transition énergétique. Je pense à l'appel d'offres, l'appel à projet sur l'hydrogène. Vous n'en faites pas mention. Et d'ailleurs, c'est un peu le serpent de mer. À un moment donné, vous en parliez beaucoup, notamment dans le domaine des mobilités lourdes. On allait voir ce qu'on allait voir. Aujourd'hui, il nous revient un certain nombre de rumeurs, parfois d'informations, mais vous n'en faites pas état. Alors, on n'est pas dans le domaine exclusif de la collectivité. L'État, en direct, via l'ADEME, a joué et joue un rôle assez central, mais il eût été bon, Président, que l'on en sache un peu plus sur ce plan-là, notamment, je le redis, à l'heure de la modernisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, dans le domaine des mobilités lourdes. Vous aviez d'ailleurs évoqué à un moment donné, j'invente rien, on peut retrouver les minutes, la transition de l'aéroport de Porrette et l'évolution d'un certain nombre de ports de commerce. Bon, on n'est pas dans le domaine strict qui nous occupe, c'est un peu comme pour le tourisme, on ne va pas refaire le monde touristique à la faveur d'un rapport sur le guide des aides. Mais en même temps, puisqu'il est question de la PPE et qu'on en a plus trop parlé ces derniers temps, vous l'appréhendez sous l'angle juste de la formation, mais je crois qu'il faut quand même contextualiser et remettre la formation au service des objectifs pour lesquels elle a été pensée, à savoir réussir la transition énergétique et climatique de l'île, ce qui, à ce stade, même si on peut partager tout ou partie de votre optimisme, est loin, très loin d'être acquis. Sur la question de l'emploi, donc vous nous présentez le ratio offre-demande, mais vous êtes, je dirais, dans une zone grise qui est à notre avis un peu à cheval entre la demande liée à la PPE et, vous me le permettrez, la demande liée au bâtiment. Je vois sourire comme un peu coquin, donc c'est qu'on est d'accord. Le problème de fond, on ne peut pas amalgamer ou aligner, et c'est un secteur que je connais comme vous un petit peu, la demande d'évolution du secteur du bâtiment, même si on est d'accord sur la fin d'un cycle, et, je dirais, la demande stricte d'emploi liée à la mise en œuvre et à la montée en gamme de la PPE. Donc attention, le secteur du bâtiment traverse une crise systémique que la montée en gamme de la PPE, si elle devait se réaliser dans les termes et délais que vous préconisez, ne suffirait pas à résoudre. Et vous savez bien qu'à côté du chantier de la rénovation thermique et de la rénovation tout court, il y a un chantier relatif à la mise en production de logements à titre principal. Je ne parle ni de résidences secondaires, ni de villas en bord de mer. Je parle de la mise en production de logements dans un pays, je le rappelle, et vous le savez aussi bien que moi, sinon mieux, où 80% de la population y est éligible. Donc là, il faut qu'on soit au clair. On ne peut pas dire d'un côté, il y a un manque de logements, et de l'autre, quand il s'agit de les mettre en production, de dire mais c'est fini, on n'en fera plus. Et c'est la PPE qui va tout résoudre. Donc, je crois, à ce stade, pour poser un certain nombre de principes clairs et non polémiques, qu'il faut qu'on reprenne un petit peu les choses, qu'à mon avis, vous péchez par un optimisme vraisemblablement très élevé. Pourquoi pas? Mais au vu des 10 années passées que j'ai un peu connues, y compris lorsque j'étais président de l'ADEC, et que ces compétences-là chevauchaient un peu celles que j'avais l'honneur d'exercer dans le conseil exécutif, je crois que la gamme, le format du rapport est un peu trop élevé. Alors, il vaut mieux être ambitieux et très optimiste que l'inverse. Mais en même temps, je ne voudrais pas qu'on vende du rêve à des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, attendent. Et d'ailleurs, je terminerai, vous dites 10 000 logements Aurélie dans la décennie. Question, combien durant la décennie passée? Vous dites
les offres d'emploi en question, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que c'est important, questions ont-ils été créées? Vous dites, le CREFOP s'est réuni, on met les strates de formation en œuvre, à la limite c'est le point sur lequel je serai le moins critique. Question, qu'en est-il du campus des métiers qui avait été porté sur les fonds baptismaux durant cette même mandature et qui vraisemblablement n'a jamais pu donner, c'est un doux euphémisme, sa pleine mesure. Donc vous l'avez compris, beaucoup de questions, pas énormément de réponses à l'instant, mais je les attends. Un des détracteurs de la majorité disait souvent sur les réseaux « Asseyez-vous, mais pas garostu ». Mais plus prosaïquement, on est dans l'attente de ces réponses et je ne vous cache pas qu'elles conditionneront en tout ou partie notre vote final. Je vous remercie. D'autres interventions? Non. Donc, Monsieur le conseiller exécutif, je vous repasse la parole. Merci. Essayez d'être convaincant, vous avez compris. Pour certains. Essayez d'être convaincant maintenant. J'espère même passer avec une mention, Madame la Présidente. Non, je vais essayer de convaincre Jean-Christophe Angelini de voter ce rapport, pas pour nous, hein, mais pour les Corses, ou en tout cas à minima pour les gens qui sont susceptibles de pouvoir bénéficier demain de ces formations et bien sûr pour les entreprises qui sont en recherche de ressources humaines qualifiées dans ce domaine. Tout d'abord, je vais essayer de prendre dans l'ordre. Hein. Jean-Michel Savé m'interroge notamment sur la question de l'équilibre offre-demande. Vous l'avez dit, hein, et Jean-Christophe également, c'est peut-être pas le cœur du débat d'aujourd'hui. On en a déjà parlé lors de l'examen du projet de la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est des choses, bien sûr, qu'on étudie, pas seulement, hein, notamment avec le fournisseur d'électricité qui est EDF, et sur lesquels, bien sûr, on est particulièrement vigilant, mais en lien plutôt avec ce rapport sur la question de l'équilibre offre-demande. Pourquoi on a besoin aujourd'hui absolument du décret de mise en œuvre de la PPE? Parce qu'il conditionne les investissements qui vont nous permettre de sécuriser le réseau. Exemple, la steppe de Lougoudinaz, elle permet de stocker des énergies renouvelables lorsqu'on a le pic de production d'énergie renouvelable, par exemple de photovoltaïque en journée. On va pouvoir faire remonter l'eau avec cette énergie renouvelable qu'on va pouvoir décharger au moment où on a une consommation qui est forte. Donc ça répond aussi à la question de l'appel de puissance. Donc on a un double intérêt de stockage d'énergie renouvelable et de répondre à l'appel de puissance. C'est un exemple. Mais un autre exemple, et pour répondre à Serena Battestini, on a besoin également de ce décret d'application pour rédiger, en tout cas, c'est ce que nous dit EDF, qui est en charge de la rédaction du schéma de raccordement des énergies renouvelables. Alors, vous avez utilisé l'acronyme, mais je le dis pour les élus de l'Assemblée de Corse, puisque vous êtes une initiée. Le S3S-ENR, c'est un schéma qui va permettre de raccorder les projets d'énergie renouvelable au réseau. Aujourd'hui, c'est un schéma qui est en attente, notamment par les professionnels du secteur, qui doit être, je dirais, réalisé par EDF, qui lui-même attend ce décret d'application de la PPE. Donc, c'est vraiment la condition sine qua non pour débloquer un certain nombre de projets, de même que, bien sûr, le passage, par exemple, au biocarburant de la centrale de Luciane, et ça répond à la remarque de Pierre Jong, qui nous dit mais la Corse est parmi les territoires où la production est la plus carbonée. C'est vrai, mais ce n'est pas propre à la Corse. C'est propre à toutes les îles et à toutes les zones non interconnectées. Donc, et c'est essentiellement dit au poids du transport notamment. Mais en plus, encore, se rajoute la problématique des centrales, que ce soit celles au fioul léger et encore plus celles au fioul lourd d'Aiach. Mais ça devrait être derrière nous en 2028. Derrière nous en 2028, et moi je crois qu'au contraire, hein, en matière de transition énergétique, on est sur les bons temps de passage. Je vais vous donner un chiffre. Vous nous disiez, Jean-Michel, je crois, on est loin de l'autonomie énergétique. J'en suis pas aussi sûr que vous. Là, on est à peu près à 33% d'autonomie énergétique aujourd'hui, au moment où on se parle. En 2028 c'est demain, hein, on devrait, si on atteint nos objectifs, atteindre 62% d'autonomie énergétique. C'est-à-dire qu'on devrait doubler dans les prochaines années, et sans compter les biocarburants.
si j'intègre la question des biocarburants, qui sont aussi une énergie renouvelable, c'est importé, mais renouvelable tout de même, on va atteindre les 74%. Donc, on voit bien qu'on progresse, et ça répond aussi à la question de Jean-Christophe, on progresse puisque sur la période depuis l'adoption de la PPE de 2015, on est à peu près à 80% d'atteinte des objectifs. Donc, on a des objectifs qui sont certes très ambitieux, mais on a des niveaux d'atteinte, notamment en matière de déploiement des énergies renouvelables, qui sont des indicateurs qui sont, je dirais, au vert, qui sont positifs. Et d'ailleurs, ça se traduit d'un point de vue économique, puisqu'on a la chance encore d'avoir des entreprises dans le secteur des énergies renouvelables, notamment du photovoltaïque, qui sont aujourd'hui devenues des majors, je vais le dire comme ça, au niveau même européen, voire international. Ce qui fait aussi qu'on est parmi les premières régions. Alors, pour nuancer le fait qu'on soit la première ou la deuxième région au niveau mondial, c'est ramené au nombre d'habitants. Et on reste quand même un territoire relativement peu peuplé, avec un nombre faible d'habitants. Et ceci joue aussi probablement dans ces chiffres qui sont bons, même si on a quand même un potentiel, un développement du photovoltaïque très très dynamique ces 10 dernières années. Je fais la transition avec la remarque de Sérène. Vous nous dites, si on avait 2000 hectares de photovoltaïque, c'est bien ça, on serait indépendant d'un point de vue énergétique. Je vous dirais que si on développe l'énergie photovoltaïque comme on l'a fait ces 10 dernières années sur 2000 hectares, on consommerait quasiment 2000 hectares d'espace stratégique agricole. Et là, vous serez probablement pas d'accord, puisqu'on a beaucoup, et vous le savez, réalisé des champs photovoltaïques sur des secteurs de plaine, et pour cause, il y avait des facilités de raccordement, les terrains sont plus plats, on a un ensoleillement qui est maximal, donc on a tout intérêt, bien sûr, en tout cas, en termes de production, on maximise sur ces terrains-là. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, oui, on va se fixer des objectifs très ambitieux en matière de développement du photovoltaïque, très très ambitieux, et on vous les proposera prochainement. Mais on dit aussi que le photovoltaïque ne peut pas se développer uniquement en plaine et uniquement sur les terrains qui ont les meilleures qualités agronomiques, et qu'il faut faire davantage de photovoltaïque dans l'intérieur, sur les coteaux, et peut-être ou dans des territoires où il ne se passe pas grand-chose, et au bénéfice des petites communes qui ont du mal, je dirais, on va le dire de manière imagée, à boucler leur fin de mois. Donc, ça, c'est la stratégie qu'on va vous proposer, mais on a besoin d'abord de régler cette question du décret. Une fois qu'on aura ce décret de révision de la PPE, et on l'a écrit au ministre d'ailleurs, on reviendra vers vous, et là on reparlera de l'équilibre offre-demande, avec une nouvelle programmation qu'on souhaiterait sur un pas de temps plus long, et de pouvoir se projeter à l'horizon, par exemple, 2035, et d'avoir une PPE 2025-2035. Ça nous permettrait d'avoir beaucoup plus de lisibilité en termes d'objectifs et en termes à atteindre et en termes de moyens, et plus en lien avec le grand projet de sortie des concessions de gaz de ville qui sont toujours en attente de signature. Donc aujourd'hui, les retards, ils ne sont pas de notre fait, s'il y en a. En termes de chiffre d'investissement, moi je rejoins la remarque de Jean-Michel. On est à peu près en effet sur la partie vraiment MDE, je dirais bâtiment, à 400 millions d'euros de fonds publics, je dirais, au sens large, qui sont multipliés derrière, puisqu'on n'a pas des taux de subvention à 100%, donc on va dire à 50%, et on est à peu près dans ces eaux-là du milliard sur la décennie de potentiel de chiffre d'affaires dans ce secteur-là. L'idée, et c'est Anna-Marie qui le disait, et Jean-Jacques également, c'est aussi de former les entreprises corses pour éviter que ce milliard, ce grand gâteau, soit capté par des entreprises extérieures à la Corse, par des majors qui verraient bien sûr un potentiel considérable. Et donc, on a plutôt un tissu de TPE, de PME. Il faut qu'on les fasse monter en compétences de manière à ce qu'ils puissent se saisir pleinement de ces nouveaux marchés et ne pas laisser cette opportunité à des entreprises qui viendraient de l'extérieur pour en bénéficier, ce qui peut même accentuer les phénomènes de monopole et de duopole qu'on condamne dans un certain nombre de secteurs, qui viendraient s'étendre au secteur du bâtiment, qui n'est pas, fort heureusement, encore touché par ces phénomènes. Terminer en soulignant, bien sûr, je réponds aussi à Jean-Christophe Angeline, sinon il ne va pas voter le rapport,
Donc j'ai répondu sur le photovoltaïque, hein, sur les progrès de la Corse en la matière, sur les objectifs qui ont été réalisés à hauteur de 80%, et bien sûr qu'on vous fournira des chiffres plus détaillés sur deux volets, à mon avis, qui sont intéressants à avoir, que je n'ai pas aujourd'hui, bien sûr, avec moi. Hein. C'est le nombre d'emplois créés sur la période. Alors, ça peut être facile dans certains secteurs. Prenons le secteur des énergies renouvelables. À mon avis, on peut facilement savoir combien d'entreprises ont été créées, combien d'emplois salariés on a dans ce secteur-là qui se sont développés depuis une dizaine d'années, en intégrant EDF, par exemple, etc. etc. C'est peu difficile dans d'autres secteurs, notamment dans le bâtiment. Comment on caractérise dans le bâtiment les emplois créés qui relèvent vraiment de la transition énergétique et ce qui relèverait du secteur classique du bâtiment, de la construction. Donc il faut qu'on affine peut-être nos éléments d'analyse, mais en tout cas je pense qu'on pourra très rapidement vous donner des chiffres sur cet aspect-là. Sur les logements RELI, je rappelle simplement qu'au départ, ils étaient expérimentaux et aujourd'hui, c'est un dispositif qui commence à monter en puissance et à se généraliser partout sur le territoire. Donc, l'expérimentation a duré au moins 3 ans et donc, ce qui explique que les chiffres jusqu'à aujourd'hui sont relativement faibles, mais on voit que ça s'améliore de manière très importante, hein, ces dernières années. Et je termine par la question, bien sûr, du secteur du bâtiment. On en a un peu parlé tout au long de cette session. Derrière le train de transition, on a bien cette idée d'une situation aujourd'hui à une situation dans une dizaine d'années. Et que bien sûr qu'on ne va pas passer de tout à rien. On ne va pas dire du jour au lendemain, mais on ne construit plus rien en termes de logements neufs et on ne fait que de la réhabilitation de bâtis anciens. Cette transition-là, elle va se dérouler, se déployer dans le temps, bien entendu. On a besoin de créer du logement en Corse, on sait qu'on a besoin de créer du logement dans les communes, on sait qu'on a besoin de créer des logements sociaux, on sait donc qu'on a besoin de faire de la construction neuve. La seule chose qu'on dit, c'est continuer à faire de la construction neuve pour les Corses, pour ceux qui résident à l'année, pour de la résidence principale, mais là-dessus, je crois qu'on est d'accord, pour répondre aux besoins des ménages les plus modestes dans le cadre des logements sociaux. C'est pour ça qu'on accompagne les communes aussi dans le cadre du règlement d'aide Una Casa per Tutti, et de réduire les constructions neuves pour tout ce qui est lié notamment à une forme de résidentialisation de la Corse. Donc c'est un mouvement, hein, je dirais, de marché aujourd'hui essentiellement centralisé sur de la résidence secondaire, ou en tout cas en grande partie centralisé sur la résidence secondaire, vers de la création de logements à l'année pour les Corses et pour ceux qui rencontrent les plus grandes difficultés. Je vous remercie et je termine simplement en remerciant bien sûr l'ensemble des participants au CREFOP, l'ensemble des organismes de formation qui ont pleinement joué le jeu, sans quoi on n'aurait pas pu avoir tous les éléments qui sont présentés dans le rapport. Remercier Antonio Lugiani et la DGA Formation, puisque ces travaux ont été réalisés lorsqu'elle était conseillère exécutive, et donc c'est un partenariat étroit entre l'AUE, que je remercie bien sûr, et l'ensemble des services, et la DGA Formation sous la houlette d'Antonio Luciani qu'on a réalisé principalement ce travail, même si l'ordre, bien sûr, a pris la suite récemment. Voilà, Madame la Présidente, j'en ai terminé. Désolé d'avoir été un peu long. Et pour le réacteur nucléaire, on y réfléchira dans le cadre de la révision du PADUC, puisque pour l'instant, le PADUC, suite à l'expérience malheureuse de la Corse après Tchernobyl, interdit la production d'énergie nucléaire sur son territoire, mais on est tout à fait disposé à étudier la possibilité d'un petit réacteur nucléaire, donc le fameux SMR. Mais on a creusé la question et a priori les premiers éléments ne nous sont pas très favorables, mais on va creuser quand même la question. L'idée est bien de sortir de la dépendance, notamment à l'Italie aujourd'hui via les câbles. Voilà, merci. Oui. Non, je ne vais pas poser avis. Merci, Madame la Présidente. Bien, merci, Monsieur le conseiller exécutif. Donc, nous allons passer maintenant au vote. Est-ce qu'il y a des explications de vote?
Moi, je suis démocrate. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, ah, voyez, alors abstention. Alors, donc, Awansem s'abstient. Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, tous les autres sont pour. Le rapport est adopté très largement. Bien. Alors, nous avons un rapport d'administration générale. S'il vous plaît, un petit peu de concentration et nous allons en finir. Et j'ai 2 communications à vous faire ensuite. Donc, je vous rappelle que... Attendez, je sors le rapport PPE. Oui, nous avons 2 motions, je crois, de mémoire, 2 ou 3. Donc, mais si on se concentre, on va aller vite et bien. Alors, s'il vous plaît, il nous faut un quorum parce que nous avons une élection, là, de la CDSP. Donc, Pierre, merci. Donc, non, tu restes. Pierre, reste 5 minutes, s'il te plaît, en plus. Non, ne t'assieds pas l'exécutif. Ah, je t'ai gourtinesi. Jean-Jean Colonne a boulé un porto. Non t'arrestone et Gaël vous y volez bouza, ouais, les écoutilles. Et à ça que tout chéri. Alors, hier, nous avons voté, vous vous souvenez, les modalités qui nous ont été proposées par le président pour le renouvellement de la CDSP. Donc, elles ont été approuvées hier. Maintenant, moi, je vous ai interrogé. Donc, visiblement, il y a une liste unique. D'accord? Donc, s'il y a une liste unique, enfin, je demande, y a-t-il une autre liste? Non, pas d'autre liste. Très bien. Donc, liste unique. Je vais lire la composition de cette liste. Pour les titulaires, Louis Pozzo-di-Borgo, Vincent Toulemao, Christelle Combette, Julia Tiberi, Paul-Félix Benedetti. Avec comme suppléants Françoise Campane, Juliette Ponce, Vera Angèle Capigni, Pierre Paul et Jean-Noël Profidi. Donc voilà la liste des candidats. Si vous en êtes d'accord, alors à partir du moment où il n'y a qu'une liste, on peut tout à fait, si l'Assemblée en décide ainsi, faire un vote à main levée. Ça vous va? À l'unanimité? Très bien. Donc, on vote. Non, mais ne sortez pas. On vient de vous dire, Jean-Jacques, s'il te plaît, on va voter. Merci. Donc, s'il vous plaît, j'espère que vous avez vos mandats aussi. Donc, prenez les mandats. Merci aux assistants, collaborateurs de groupe, de donner les mandats à l'administration pour les personnes qui sont absentes. Merci. Et tout à l'heure, j'ai omis de dire qu'il y avait des déports sur le dossier PPE, notamment Jean-Martin Mondologne. Il était parti. Oui, déport, bien sûr. Jean-Martin déport. J'ai oublié de le signaler. Nadine Nivagioni aussi. Et Cathy Cognetti. Bien. Donc, sur ce dossier-là, maintenant, sur cette élection, renouvellement de la CDSP, qui est contre cette liste? Ah, elle prend effet immédiatement. Donc, il n'y a même pas besoin de voter. Allez, alors, raffiche-toi. Allez. Alors, on proclamation. Allez, voilà. Voilà, ça fait du bien. Merci. Tout le monde est élu à l'unanimité, bien évidemment. Je l'ai fait. Non, c'est bon, on l'a fait. Tout le monde est élu. Tous les noms que j'ai évoqués tout à l'heure, que j'ai cités tout à l'heure, ces personnes-là sont élues. Merci. Donc, nous passons maintenant aux motions. Non, pardon. Avant les motions, le renouvellement des bureaux, des commissions, ça a été fait ou pas? Donc, je vais vous dire ce que j'ai. Commission des politiques de santé, présidente, vous me confirmez ou pas, les présidents, Daniel Antonini, vice-présidente Evelyne Galloni-Distria, rapporteur Jean-Marc Bory.
Nous sommes d'accord? Bien, donc on peut déjà voter sur celle-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Vote à l'unanimité. Là, oui. Alors, non-participation pour les politiques de santé pourront sauf. Concernant la commission des compétences législatives et réglementaires pour l'évolution statutaire de la Corse, président Romain Colonne. Donc, rien n'a été fait dans l'intervalle. Ah. Non, non, stop. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Donc vous ferez une suspension de séance où ce sera au mois de juin. Mais sauf que dans l'intervalle, on ne peut pas travailler, on risque d'en avoir besoin. Oui. Oui. De motion, il faut juste une minute. Quand il y aura la motion. Voilà. Ça va. Juste avant la motion, on prend une minute, on se met dans un coin, on le fait. Bien. Donc, Poggio Kaitou Koli, pour la Commission des affaires européennes, relations internationales et méditerranéennes, n'est pas là, donc il n'a pas réuni la commission. Commission de contrôle, Monsieur le Président, actuel, sortant. Je renouvelle ma présidence compte tenu de l'engagement que vous avez pris mercredi. Je vous en remercie. Et du 06 qui vous a été transmis. Donc, vous êtes président, sauf qu'il va falloir... Monsieur le Président, il va falloir renouveler, il va falloir le vice-président et le rapporteur aussi. Qui était le vice-président? Il me semble que c'était Marité Mariotti, mais je ne suis pas certain. Mais on va leur demander, on le fera au mois de juin, ça. D'accord? Oui. Voilà, allez. Très bien. Je tiens à vous signaler, donc pour l'instant, on n'a renouvelé que le bureau de la Commission des politiques de santé. Je vous tiens à vous souligner aussi que Pedranto Filippi a été élu vice-président de la Commission de l'éducation, de la culture et de la cohésion sociale en remplacement de Romain Colonne, commission organique présidée par Madame Fagni. Ça, c'était pour information. Hein. Bien. Donc, nous passons aux motions. Avant les motions, s'il vous plaît, on a réussi, on va faire passer, si vous en êtes d'accord, 2 mandats spéciaux. Comme vous le savez, nous avons reçu un peu tardivement la confirmation d'une manifestation pour le 300e anniversaire de la naissance de Pasquale Bauli à Florence, donc en Toscane, puisque, souvenez-vous de l'invasion par Pasquale Bauli de l'île de Capraia et surtout c'était un 29 mai d'ailleurs, mais les Italiens ne sont pas disponibles à ce moment-là, donc on ne pourra pas y aller. Mais par contre, le 3 juin aura lieu une manifestation à Florence, au siège de la région, qui est juste, si vous êtes face au Dôme, à droite du Dôme. Voilà, Piazza del Duomo. Donc, on va passer un mandat spécial pour que les membres du comité de pilotage de l'Assemblée qui ont été désignés pour le projet Pasquale Bauli soient présents. Donc je vois que Cathy est partie, mais il faudra le lui dire. Puissent être présents, et également le groupe Amicizia Corsica Toscana qu'on avait créé au sein de cette Assemblée. Parce que ce ne sont pas exactement les mêmes personnes. D'accord? Donc les personnes qui sont membres Pierre. Non, Diava Ubishté, loin, je vous le dis, c'est insupportable. Donc, les membres du groupe Amicizia Corsica Toscana, d'une part, qui étaient venus avec moi, dont Sahuer, dont Marie-Claude, qui étaient venus, Pierre, voilà. Donc, ça, c'est toute l'équipe qui était partie pour des commémorations déjà, près de Livourne, et les membres du comité de pilotage pour le tricentenaire sont concernés, d'accord, par cet événement. Donc, on va vous demander, si vous en êtes d'accord, de
mettre en place un mandat spécial sous le coup de l'urgence, parce qu'on a reçu la réponse des Toscans très récemment. Donc, mandat spécial pour toutes ces personnes, pour qu'une prise en charge par la collectivité de Corse puisse être faite pour les transports, les frais de réservation et d'hébergement associés à ces déplacements. Voilà. Donc, qui est contre? Serge, oui, l'urgence, c'est bon, je l'ai dit. Donc, sur l'urgence, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Merci. Donc, maintenant, sur le mandat spécial, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Bien, je ne saurais vous recommander de prendre vos dispositions pour ce qui est des réservations et bateaux et logements. Parce que c'est la Festa della Repubblica le 2. Le 2. Non, non, vous regardez avec votre groupe, les assistants de groupe et le secrétariat général. Merci. Ce n'est pas mon cabinet qui gère ça. Merci. Voilà, merci pour cette décision. Avertissez vos collègues. L'émotion. S'il vous plaît, l'émotion. Donc, première motion déposée par Corinne Fronte. Elle a été examinée en commission et nous avons donc une motion substitutive qui a été produite. Sensibilisation, action et combat contre les drogues. Qui la présente? Véronique, allez-y. Merci Madame la Présidente. Alors, devant l'importance donc du fléau des drogues qui sont aujourd'hui à la fois multiples et de plus en plus dangereuses, devant les retombées sur notre jeunesse, nous avons voulu porter ici donc cette motion. On peut parler aujourd'hui d'explosion de la consommation et des produits. Pour nous, c'est un combat que nous portons depuis des années et nous voulons dénoncer aujourd'hui son étendue ainsi que les organisations mafieuses qu'elle suppose. Je pense qu'ici, nous devons donc montrer l'exemple et qu'il est important d'en faire une priorité et une forte mobilisation autour de ce sujet. Donc nous avons réfléchi et travaillé sur ce sujet, notamment dans l'atelier drogue et produits illicites, mis en place à la suite de la première session contre les pratiques mafieuses. Il est urgent de prendre des initiatives qui s'imposent et surtout celles qui font partie de nos prérogatives. Pour nous, il s'agit des actions de prévention, de sensibilisation, pour lesquelles on constate une carence, c'est ce qui a été remarqué à la suite de ce travail en atelier. Mais j'insisterai aussi sur toutes les compétences du bloc communal qui détient des compétences concernant la consommation et la vente du protoxyde d'azote. Donc c'est un sujet, donc ce gaz hilarant qui est vendu sous forme de ballon dans les débits de boissons. Cette pratique est normalement interdite par la loi, mais elle est tolérée par les autorités alors qu'elle est très dangereuse et parce qu'il y a beaucoup de cas signalés dans les urgences très régulièrement. Donc elle est déjà dangereuse par elle-même et elle est bien sûr la porte d'entrée vers des drogues plus dures et plus dangereuses. Donc nous aujourd'hui nous voulons aussi porter cette question parce que nous voyons que donc il y a cette expansion. On voit que la jeunesse est beaucoup concernée par ce sujet. Et donc, je ne vous lirai pas donc tous les considérants et les vues qui ont été travaillés aussi avec la majorité. Nous avons eu des échanges également avec le groupe Unsofiuno qui va déposer donc un amendement. Je vous lirai donc les préconisations. L'Assemblée de Corse demande aux élus qui en ont la compétence de faire respecter sans attendre l'interdiction de vendre ou d'offrir dans les débits de boissons ou tout autre commerce du protoxyde d'azote, prend l'initiative d'associer l'Assemblée à Diadjuantou et toutes les forces de la jeunesse corse partageant ce double souci de la prévention et de la sensibilisation, décide de mettre en place
une campagne active et quotidienne avec toutes les institutions et formations dans chaque ville et village de Corse, de mettre en place une campagne active, d'exploiter le questionnaire à destination des collégiens et lycéens sur le modèle islandais, s'engage à mettre en action les pistes de travail issues de l'atelier drogue, commerce illicite, afin de rompre avec ces mécanismes mortifères pour bâtir un avenir meilleur, et s'engage à faire de cette problématique une cause prioritaire corse, avec la mise en place d'une stratégie réfléchie, partagée par toutes celles et ceux qui ont à cœur de combattre ce fléau. Voilà, merci. Merci beaucoup, Véronique. Moi, je souhaite, évidemment, en tant que présidente, m'associer, présidente de l'Assemblée, et de l'Assemblée à Diaduentu, m'associer pleinement à cette motion, parce que la situation est vraiment grave, et ceux qui sont en contact des jeunes et qui travaillent avec la jeunesse le voient tous les jours. Donc, il est très important que nous soyons très vigilants et que nous lancions l'alerte qui mérite, et surtout que nous agissions collectivement. Donc, merci, et merci pour ce travail aussi réalisé en commission par les uns et par les autres. Donc, qui souhaite intervenir sur cette motion? Non? Oui? Chantal. Oui, je vous remercie. Alors, en effet, que dire ce soir, si ce n'est que nous devons tous ensemble d'abord voter cette motion à l'unanimité et lutter contre ce fléau qu'est la drogue. Alors, non seulement parce que nous sommes élus, mais parce que nous sommes parents, nous sommes grands-parents. Donc, voilà, c'est quelque chose que je voulais dire en avant-première. Alors, on a souvent travaillé cette motion dans les différentes commissions, politique de santé, aussi dans la commission d'éducation. Par contre, je pense, alors j'avais déposé un amendement que j'ai retiré mardi. On a retravaillé encore cet après-midi la motion et je ne pense pas qu'il faille déposer un amendement. Il me semblait que c'était une motion substitutive et qu'elle était intégrée dans le... Voilà. En fait, on avait changé, on avait retravaillé un considérant. Comment? Oui, il faut vérifier. Les services me confirment que le considérant est intégré, donc il n'y a pas besoin de faire un amendement. On pensait que c'était trop tard, mais... Non, il a été intégré. Très bien. Voilà. Eh bien, tant mieux si cet amendement est intégré. Je remercie du reste à Véronique Harry qui a porté cette motion. Et Pietri, pardon, la fatigue, je prie de m'excuser. Voilà, retenons que cette motion doit être votée à l'unanimité et on aimerait, si vous en êtes d'accord, s'associer, je pense, à cette motion. Notre groupe voudrait s'associer à cette motion. Merci et désolé pour l'erreur. Merci. Non, simplement, Chantal. Même remarque, il n'y a pas photo, on veut s'associer sans problème à cette motion. D'autres interventions? Oui, Muriel Fagne. Simplement pour rejoindre vos propos, Madame la Présidente, concernant la jeunesse et ce fléau, évidemment aussi mettre l'accent sur la prévention. Et nos échanges en commission ont été intéressants et riches. Et évidemment, nous voterons pour cette motion. Oui, Monsieur le Président du groupe. Merci Madame la Présidente. Deux choses. Souligner vraiment le travail de commission qu'il y a eu, parce que c'est pas... je vous rappelle que le mois dernier, elle devait passer en urgence. On a demandé au groupe Corinne Front s'il voulait bien la passer en commission, et on voit là tout le travail parlementaire qu'il y a eu, puisque les groupes ont toute intelligence pour aboutir, je l'espère, à un vote unanime. Et deuxième chose, bien évidemment, à l'instar des autres groupes, puisqu'il y a eu un travail commun, il est important que cette motion soit portée de manière commune. Nous demandons à y être associés. Merci. Bien, donc c'est du coup une motion auquel sont associés tous les groupes et moi-même. Donc nous allons passer au vote, si vous en êtes... Pardon, l'avis de l'exécutif, oui, pardon. Et merci à Véronique Pietri aussi de l'avoir porté, parce qu'on en a travaillé dans le groupe commerce et drogue illicite, et je pense que c'est important aussi de valoriser le travail qui avait été fait. Donc voilà, évidemment, favorable. Parfait. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour?
Cette motion très importante est adoptée à l'unanimité et au-delà maintenant du vote, tu as fait la zabé. Hein. Donc voilà, je ne saurais recommander la diffusion, mais je sais que là-dessus, vous êtes plutôt bon concernant cette motion. Bien, une motion avait été renvoyée en commission. C'est celle déposée par Awansem et par Tony Paul, qui concerne, oui, les taxes et redevances de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée. Et elle était repartie en commission, elle a été retravaillée, je pense. Voilà. Donc déjà, il faudrait que le groupe nous dise 2 mots sur la motion, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. 2 mots très rapides. C'est une motion qui a été présentée en décembre dernier, qui reprend la question des taxes et redevances donc de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée. Il y a en gros plusieurs affirmations. Bon, la première, pour être précis, c'est que le principe des taxes n'est pas contesté, mais simplement donc un sujet de rééquilibrage donc pour que la fiscalité de l'eau pèse au moins sur les ménages. Et cette idée que bien souvent les communes, les EPCI servent de trésorier aux uns et aux autres en avançant les dites sommes. Donc on considère pour notre part, c'est Tony Paul qui, comme vous le savez, en est à l'origine, qu'il convient maintenant à l'aune, enfin à la veille, plutôt à l'aube, de changements nouveaux, notamment sur le plan des compteurs, etc., et en même temps des baisses de financement accordées par l'Agence de l'eau aux collectivités locales, de repenser tout ceci. Donc ce que nous voudrions pour notre part, c'est d'une part donc que le principe même de cette taxe soit repensé et d'autre part que les députés corses se saisissent de la problématique avec en toile de fond. Ça a été introduit à la demande d'un certain nombre de groupes et notamment du groupe majoritaire. L'on aborde aussi la question de la création d'une agence de l'eau corse, revendication à laquelle bien sûr en toile de fond hein, on est tous attachés. Bien, merci. Donc est-ce qu'on a des éléments de la Cédénat? Avis favorable. La Cédénat s'est tenue hier, c'est ça? Jeudi. Micro, Nadine, s'il vous plaît. Participation, il me semble, de votre groupe. Hein. C'était ça. Hein. D'accord, donc avis favorable avec non-participation, dont sauf. Bien, on va demander son avis à l'exécutif. S'il vous plaît, allez. Même la compétence eau. Est-ce que vous me confirmez, puisqu'on vient de recevoir les amendements, que les amendements de la conseillère exécutive ont été pris en compte dans la motion? Donc favorable. Donc les amendements ont été intégrés dans la motion au moment de la Cédénat. Bien. Je n'ai pas la vision finale sous les yeux. Oui. Moi, Madame la Présidente, je l'ai, si vous voulez. Pardon. Il y a eu 3 amendements qui ont été votés. Le numéro 1 à l'unanimité. S'il vous plaît, apparemment... Pardon, excusez-moi, monsieur le rapporteur. Oui, apparemment, on nous parle de 5 amendements. Moi, j'en ai 3, là. Ah. Le secrétariat général me dit qu'il a 5 amendements sous les yeux. Ah, moi, c'est pas ce que j'ai dans le rapport. Allez, s'il vous plaît. Un petit instant. Oui, la présidente de la Cédénat nous en fait part. Nous Merci. avons intégré un amendement dans les considérants qui rappelait le vote de l'Assemblée sur la création d'une agence de l'eau corse. Hein, ça, c'était le premier élément. Ensuite, nous avons, dans le texte de la délibération, nous avons remplacé « exige que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée soit remplacée par « demande à l'agence de Rhône-Méditerranée de repenser le principe de la taxe ». Alors non, demande que le taux de redevance différent pour les bassins Rhône-Alpes, Méditerranée et Corse soit étudié par l'agence de l'eau pour, d'une part, ne pas accroître proportionnellement la contribution des usagers domestiques aux recettes de l'agence et, d'autre part, pour prendre en compte les difficultés des collectivités de Corse pour capter les aides disponibles et mettre à niveau les infrastructures. Et nous avons... c'est tout, je crois. Merci. Donc,
Est-ce qu'il y avait d'autres points? Moi, alors, dans le PV de la CDNAT, effectivement, il y a 3 amendements qui ont été adoptés à l'unanimité de Tony. Donc là-dessus, on est bon, mais j'entends qu'il y a un quatrième... oui, et il y avait dans le premier... Attendez, il y a un 4e amendement qui est intervenu après la commission. Un amendement du CE, je comprends, c'est ça? Non. Non. Non? Non, 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 non. Et bon. le premier, il y avait un 3e amendement, c'était dans le premier paragraphe de la délibération, et là tout le monde était d'accord aussi, là c'était à l'unanimité, c'était réaffirme son soutien aux industriels et aux agriculteurs qui utilisent de l'eau potable pour leur activité. Donc 3 sont passés en commission, on n'en discute pas à unanimité, et nous en avons un là qui concerne donc amendement numéro 5, mais en fait c'est un 4. Dans les considérants, ajouter la référence à la délibération. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça, c'est bon. Donc, tout a été pris en compte. Tout a été pris en compte. Bien, très bien. Donc, les choses sont claires. Merci. Parce qu'on n'allait pas revenir encore le mois prochain avec... On est au clair? Pour moi, c'est bon. Hein. Donc, les amendements ayant été déjà adoptés en commission, il n'y a pas lieu de voter dans les amendements. Donc, par contre, est-ce que la dernière motion avec ces amendements intégrés a été envoyée à l'ensemble des membres? Oui? Bien, très bien. Donc, tout le monde a eu la dernière version amendée. Non, mais moi, il y a un travail de longue haleine qui a été mené. Très bien. Donc, maintenant, je soumets au vote cette motion telle que vous l'avez retravaillée et amendée sur la base d'amendements du Conseil exécutif et du porteur de la motion en commission. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc la motion est adoptée à l'unanimité. Bien. Cela est clair. C'est mieux quand c'est clair. Donc maintenant, il nous reste, et il va falloir quand même, Monsieur Colonne, préparez-vous pour votre commission. Donc là, nous avons une motion aussi retenu pour un examen prioritaire, c'est Hyacinthe-Vannes. C'était une motion qui était déjà passée au mois d'avril, enfin qui avait été inscrite au mois d'avril. D'accord? Et ensuite, moi je n'étais pas là, mais vous avez décidé d'en reporter la présentation, l'examen. Donc, elle concerne le maintien des dispositions en matière d'indemnisation du congé de maladie ordinaire à 100%. Je vous donne la parole. Merci Madame la Présidente. Oui, j'avais décidé de la reporter parce qu'elle était arrivée un petit peu tard, donc tout le monde a eu le temps de l'étudier, de la lire. Voilà, juste pour dire que ce maintien des dispositions en matière d'indemnisation de congé de maladie ordinaire à 100% est quelque chose d'important pour les personnes qui sont malades, qui sont souffrantes, qui ont des pathologies lourdes, qui quelquefois doivent être en maladie plusieurs mois, et ils perdraient 10% de leur salaire et bien entendu 10% de leur régime indemnitaire aussi, puisque le régime indemnitaire est aligné sur le salaire. Alors quand vous êtes gravement malade, et on a des exemples dans les collectivités qu'on gère sur des personnes qui sont atteintes de pathologies lourdes, non seulement c'est dramatique et que vous devez faire le va-et-vient sur le continent, mais en plus, vous devez perdre 20% de votre salaire, puisque 10% sur le salaire, 10% sur le régime indemnitaire, lorsque c'est cumulé sur des mois et des mois, croyez-moi que les personnes se trouvent très rapidement en difficulté. Alors, il ne s'agit pas pour des... Moi, je ne suis pas médecin, que les contrôles soient faits, il ne s'agit pas pour que ce soit des maladies imaginaires, je ne sais pas s'il en existe, mais en tout cas que chacun fasse son travail. Là, je vous parle de personnes qui sont atteintes de pathologies graves, de cancer, de choses qui peuvent arriver à tout le monde demain, et ils se trouvent très rapidement, lorsque c'est sur des mois et des mois, dans des situations très compliquées. Et je tiens à dire aussi que les mutuelles ne remboursent que sur le taux de 90%. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous lire que
que les dispositifs très rapidement. On passe sur les considérants. Donc, l'Assemblée de Corse affirme que l'application de l'article 189 de la loi des finances pour 2025, qui a modifié les dispositions en matière de rémunération du congé de maladie ordinaire des fonctionnaires et des agents contractuels des collectivités en déduisant le traitement de 100% à 90% depuis le 1er mars 2025, aggrave la situation déjà critique de la Corse en matière de pauvreté, de précarité et impactera inévitablement le pouvoir d'achat des agents territoriaux de Corse où le coût de la vie atteint pourtant des niveaux parmi les plus hauts de France, affirme que la situation de précarité en Corse justifie une adaptation des dispositions en matière de rémunération du congé maladie ordinaire des fonctionnaires, des agents contractuels de l'IE, demande en application des dispositions de l'article L. 4222-16 du Code général des collectivités territoriales, une adaptation législative de l'article L. 822.3 du Code général de la fonction publique, modifié par la loi numéro 2025-127 des finances pour 2025, visant à ne pas appliquer ces nouvelles dispositions et ainsi maintenir un traitement à 100% en cas de congé maladie ordinaire pour les agents territoriaux de Corse. Demande au président du Conseil exécutif de Corse de saisir le Premier ministre et son gouvernement, notamment le ministre de la fonction publique, de l'action publique, de la simplification, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale de la présidence demandent la dotation législative. Qui souhaite intervenir sur cette motion? Oui, Chantal. Merci, Madame la Présidente. Rapidement, parce qu'il est tard. Alors, merci pour la présentation de cette motion, mon cher collègue Yassine. Mais ce soir, je vais être la voix contre la motion et pour la loi. Alors, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. C'est une mesure du gouvernement Barnier qui a été reprise par le gouvernement Bayrou. Le ministre Marc-Angel, devant le Sénat le 18 janvier 2025, a exprimé sa compréhension à propos de la difficulté de cette réforme. Le Sénat a adopté l'amendement. Alors, vous l'avez dit, cette disposition ne s'applique pas en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Et cette déduction de 10% s'applique au traitement indiciaire brut sans impact sur les primes. Mais c'est vrai qu'elle existe. Je comprends la difficulté, je rejoins les propos du ministre, mais en même temps, je pense qu'il faut un alignement et une cohérence entre le secteur privé et le secteur public. Est-ce que quelqu'un s'émeut des 3 jours de carence qui existent dans le privé, qui ne sont ni payés par l'employeur ni par la CPAM? Les indemnités journalières de sécurité sociale baissent au bout du 30e jour de maladie. Donc ça rejoint malheureusement voilà, dans le cas de graves maladies. Alors certes, cette loi a été faite aussi très certainement pour lutter contre l'absentéisme, limiter les arrêts courts et injustifiés. Il y a ce problème de soutenabilité budgétaire, donc les ministres ont décidé ça. Voilà, moi ce qui me gêne, c'est qu'à un moment donné, il faut une égalité de traitement entre le privé et le public. Je ne suis pas sûre en plus que juridiquement une mesure locale dérogatoire soit juridiquement acceptable. Voilà pourquoi je suis contre. Moi, quand les secteurs privés et publics seront alignés, même au niveau des traitements de salaire, à ce moment-là, je changerai très certainement ma position, celle du groupe. Vous avez, là on ne parle pas de maladie, vous avez une auxiliaire puéricultrice qui travaille dans une crèche privée et une auxiliaire puéricultrice qui travaille dans une crèche publique. Regardez les salaires, ils sont très très différents. Voilà notre position. Je vous remercie. Bien, d'autres interventions? Il y a Sainte-Vanne et on va demander l'avis de l'exécutif. Oui, allez-y. Intervention pour, puisque je la présente. Moi je serais plutôt d'avis que le privé s'aligne sur le public. Voilà, plutôt que de sortir à ceux qui ont eu
qui ont eu des avantages par le combat, par la lutte et par certaines montées au créneau. Je voudrais dire que le privé demain soit aligné sur le public. Je pense qu'il faudrait inverser un petit peu. Je sais que Chantal est plutôt d'accord avec moi. Après, oui Chantal, le régime indemnitaire aujourd'hui, on est obligé de l'aligner sur le salaire. C'est-à-dire que quand on perd 10% de son salaire, automatiquement, ça a un impact sur le régime indemnitaire. Après, je sais que quand on gère des collectivités, on est souvent confronté à un certain nombre de choses qui nous dérangent, et peut-être moi quelquefois. Mais je sais aussi qu'on est confronté à des situations terribles, des maladies longues, et que les gens sont confrontés après à des problèmes financiers. Alors je ne vois pas pourquoi quelque chose qui était un acquis pour les fonctionnaires, aujourd'hui, il faudrait le dégrader. Au contraire, il faudrait se battre pour que le privé arrive à avoir les avantages aujourd'hui des fonctionnaires. C'est comme ça, c'est ma vision aujourd'hui, peut-être plus syndicale que politique, mais même politique. Donc je la défends, je dépose cette motion. Bien. L'avis de l'exécutif. Favorable, d'autant que je me tourne vers M. Vagne, le président s'était engagé à porter la voix des organisations syndicales dans le cadre du CST. Donc voilà, nous poursuivons les engagements du président. Bien, merci. Donc je vais soumettre maintenant au vote cette motion. Qui est contre? Donc Onsofio est contre. Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc tous les autres sont pour. La motion est adoptée à l'unanimité. Nous n'avons pas fini. Il y a un décès. Alors maintenant, si vous voulez partir, je vais vous annoncer le décès de quelqu'un de la collectivité. Non, faites comme vous voulez. Moi, il n'y a pas de problème. Chacun est libre. Il n'y a aucun souci. On est en démocratie. Donc, je pense, Monsieur Colonne, qu'il faudrait que vous puissiez, avec 4 personnes, constituer votre... Vous l'avez, c'est bon? D'accord. Alors, allez-y. Merci. Merci. Il y en aura pour 2 minutes. Donc il faudrait que Don Joseph Lucioni, Françoise Campana, Jean-Christophe Angeline, Paul-Félix Benedetti, Casanova Servage Le Pouvoir, Madame Angèle Chiappini, Anna-Maria Colombani, Mondoloni Jean-Martin, Pietro-Antonio Philippe, Nadine Nivagioni, Jean-Paul Panzani, Pierre Marianne et Pietri Véronique puissent se mettre à côté. Alors 4 suffisent avec un pouvoir. 4 suffisent avec un pouvoir. Et moi, je vous fais les communications. Pendant ce temps, je fais les 2 communications que je dois faire. Voilà, mieux je ne peux pas faire. Donc 4 personnes de la CCLR y vont avec des pouvoirs. Merci. Qui est en commission des compétences? Donc Véro, vas-y. Voilà, je vais... Pour Corinfront, Véro, en plus, elle y participe souvent. Donc, Véro, allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Le président, un par groupe, avec un pouvoir, et le quorum est atteint. Et vous nous donnez la composition. Allez, 8 personnes. Ben, c'est ce que m'a dit le secrétariat général. La moitié présent ou représenté. Nous sommes en direct. Hein. Alors, ceux qui vont rejoindre la commission, qui la rejoignent dans le bureau voisin. Donc maintenant, je tenais à vous dire, vous annoncer une mauvaise nouvelle. Malheureusement, à nouveau, un décès subi d'un personnel de la collectivité, Madame Paul Nicolai Pinelli, du service de la communication et des archives, de la documentation, pardon, et des archives. Madame Nicolai était entrée à la collectivité et à l'Assemblée au milieu des années 80. Elle n'a que 62 ans. Elle était aussi très investie dans la vie locale, originaire de Sartène. Certains la connaissent ici, je pense à Evelyne Galloni-Distri en particulier, et d'autres peut-être. Très investie à Sartène, dans la vie locale. Elle était adjointe d'ailleurs, elle a été adjointe au maire de Sartène. Elle a été élue en 2023 présidente du Centre national de la propriété foncière
Et nous allons présenter aussi nos condoléances à sa fille qui travaille à la collectivité, Alexandra, qui est au service de la communication interne. Évidemment, nous pensons à elle. Et sa fille Alexandra est la femme du docteur Carolaggi. Voilà, je voudrais avoir vraiment une pensée pour Madame Nicola Ipinelli et puis évidemment pour Alexandra et pour toute la famille. La deuxième communication que je voudrais faire, qui n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est un départ à la retraite. Donc c'est le départ à la retraite de quelqu'un qui vous écrit régulièrement au secrétariat général, qui est Marie-Jeanne Tiapigny, que beaucoup d'entre vous connaissez. Donc Marie-Jeanne qui est très discrète, qui n'a pas voulu venir, mais voilà, sachez-le, elle est entrée à l'Assemblée de Corse en 1982, donc au départ, au tout début, pardon, au secrétariat général. Moi, j'ai pu constater que, au-delà des aspects administratifs, elle était très engagée pour la diffusion, l'usage de la langue corse au sein de notre institution, dans nos actes administratifs et pour d'autres sujets, bien évidemment. Je tiens à la remercier, et avec vous, bien sûr, en votre nom à tous, pour son investissement aux côtés du secrétariat général et aux côtés de tous les présidents. Vous imaginez, 1982, donc de tous les présidents qu'elle a pu accompagner. Et bien évidemment, lui souhaiter d'abord la santé, au regard de ce qu'on a entendu tout à l'heure, la santé surtout et avant tout, et puis une très belle retraite, heureuse et la plus longue possible. Voilà. Donc, dans quelques instants, nos collègues vont revenir avec la composition du bureau. Et ensuite, nous allons clore nos débats. Abemus papam. Alors, grand suspense. Fumée blanche. Proposition donc de bureau pour la commission des compétences législatives, réglementaires et l'évolution statutaire de la Corse, dont nous allons avoir besoin probablement très rapidement. Romain Colonna, président.
Don Joseph Lucioni, vice-président, rapporteur Françoise Campagne. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc, non-participation Don Sofiou et Corinne Front. Vous ne participez pas? Non-participation de Corinne Front. Qui est pour? Tous les autres sont pour. Bravo, félicitations aux nouveaux élus. Après, je suis Haribouzade, oui.